Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Ça Très va, alhamdoulilah. Ça va, Atman, tu peux arranger un petit peu ta caméra? Juste un petit peu vers le bas. Voilà, good. Mieux. Ah oui, oui, ça c'est mieux. Très bien. Comment vas-tu, Rodman? Ça fait longtemps. Très bien. Et toi? Ça va, ça va. Ça se passe bien avec Ramadan? Ça se passe bien. Au Ramadan, confiné en même temps. Donc, Ouais. Heureusement quoi. heureusement qu'on apprend, qu'il y a la science, hein. Bien sûr. Bien sûr. Très bien. Ala barakatillah, mes chers amis. Donc, Pour te dire, Hassan, il est en ligne. Hein. pardon, oui, oui, je sais que Hassan il est en ligne. Donc, on va juste faire une petite introduction pour remercier un petit peu nos amis, hein. Attends, si ça ne te dérange pas, juste pour. On est tous en live, Atman, hein. Ok, ok. D'accord. Donc, je voulais dire un petit mot pour toutes les personnes qui nous regardent. Je voudrais vous remercier vraiment de mon cœur parce que c'est grâce à vos encouragements que on a l'énergie et la force de continuer. C'est, comme vous le savez, c'est une première expérience, ce webinaire Dental Masters Meeting. Et si c'est une réussite, ou ça, c'est grâce à vous. Donc hier, je pense qu'on a eu quand même du monde qui nous suivait un peu partout, du Maroc, de l'extérieur, de partout, de l'Algérie, de la Tunisie, de France, de l'Amérique latine, d'Asie, d'Arabie Saoudite, d'Égypte aussi. Donc tout ça, c'est grâce à nos partenaires, hein. Donc il y a bien sûr les partenaires que j'ai cités hier dans la ALLZ de Aachen et la Swiss Dental Education, London Academy, International Dental Academy, la DL Surgery, Oral Surgery from Spain, and our partner Igor, DDS, et bien sûr notre ami Kamel de groupe Atsawasul qui est en partenaire média, que je remercie vivement pour ses efforts. Et je souligne aussi à cette occasion que ce groupe-là, grâce à son équipe qui était vraiment le précurseur de ces webinaires en ligne sur les Facebook au Maroc. Je voudrais aussi remercier Dr Rabia Daoudi, fondatrice de International Club of Odontology, qui aussi participe avec nous et diffuse avec nous. Donc, merci à tous et merci à vous d'être parmi nous. Le programme aujourd'hui, on va essayer d'être dans les timings comme hier. On va essayer d'être vraiment dans les temps, j'espère. Le programme est riche et axé beaucoup plus sur l'implantologie aujourd'hui, avec de grands noms. Vous allez les découvrir avec nous. Vous avez des professeurs des États-Unis, de Harvard University. Vous avez des professeurs de France. Donc, je vais citer leurs noms quand même. Donc, vous avez Thomas Nyong, que vous aurez vers le coup de 16 heures, qui nous vient de l'université de Harvard. Il y a nos amis José, DOMINGEZ, MOMPELL et JUAN LARA CHAO qui vont nous animer à deux une conférence d'1 heure sur la chirurgie avancée. Et eux, c'est des professeurs enseignant à des universités espagnoles. Angelo Trooedhan, un grand maestro de la chirurgie maxillofaciale qui nous vient de Vienne. HERVE TARRAGANO qui nous vient de France. Et notre ami HASSAN MAGHAIREH qui nous vient de Grande-Bretagne. Donc voilà, j'espère que vous allez résister avec nous jusqu'à 17 heures et je vous souhaite la bienvenue et je cède la parole à mes amis. En fait, il n'y a pas à résister. C'est un plaisir d'écouter tout ce monde-là. Hein. C'est pas résister. On va apprendre pas mal de choses. Hassan, c'est un ami à moi et je connais très bien depuis longtemps. Et c'est un très très bon conférencier, aussi docteur Tarragano. Bon, les autres sont nouveaux, mais je ne doute pas que c'est des conférences de très très grand niveau. Et moi, ça me tarde d'écouter tout ce monde-là. Donc, les amis, c'est à mon tour de vous remercier aussi. Ça me fait énormément plaisir de collaborer avec vous. Et surtout, une journée où elle est très très riche en implantologie et en chirurgie. Et on a eu la chance d'avoir des amis de partout du monde qui vont partager avec nous leur expérience, leur activité, leurs nouvelles techniques surtout. C'est vrai que c'est pas facile de tout traiter en une journée,
Et c'est pas facile aussi de demander aux conférenciers de parler au bout de 45 minutes de leurs nouvelles techniques. Mais ils ont eu la gentillesse de nous donner un concentré de technologie. Des amis qui vont partager avec nous. C'est une chance à saisir, surtout en ces moments difficiles. Je sais que tout le monde est confiné. Donc, sans trop tarder, je vais présenter notre premier conférencier qui nous vient du Royaume-Uni, du UK. Hello Hassan. Salam. Hello. I will introduce you in French first of all, and I will come to English. Okay? Okay. Perfect. Hassan Maghaireh, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une fierté pour nous. Il est basé au Royaume-Uni, précisément entre Manchester et Leeds. Il est aussi d'origine jordanienne. C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. Il est toujours dans la formation. Il est dans le partage, dans la générosité. Il est professeur associé à l'université de Manchester. Il est aussi à la tête du comité scientifique du BIRD, c'est de la British Academy of Implantology, et prisé partout dans le monde. On a eu l'aimable chance qu'il partage avec nous son expérience. Tout à l'heure, on va partager son CV sur l'écran. Il va nous parler d'un sujet très, très intéressant parce que quand on parle de greffe osseuse, parce que c'est d'actualité, la première chose quand on reçoit un patient, quand il est demandeur d'implant, c'est poser l'implant directement. Et à notre stupéfaction, une fois qu'on pousse l'examen clinique et l'examen radiologique, on se retrouve avec des situations cliniques qui sont légèrement compliquées ou très compliquées. Et quand on parle de greffe osseuse, il y a toute une gymnastique. Vous trouvez des greffes en bloc, vous trouvez les techniques à la Khoury, vous trouvez les techniques de Soches technique, vous trouvez de la reverse Soches technique. Et aujourd'hui, grâce au digital, grâce à la technologie, ces greffes deviennent un peu plus prédictibles, c'est-à-dire qu'on peut, dans notre plan de traitement, prévoir comment on va faire ou façonner notre greffe osseuse. Donc voilà un petit peu le résumé de la chose et du sujet qui va traiter Hassan. Hassan, I don't know if you understand French. Not. Okay. Okay. I just introduce you in a few seconds, and then I introduce your subject. The topic of today is quite interesting because we are facing a very demanding patient, and when we talk about implantology, first we don't think about the hard tissue, and when we talk about hard tissue and the technique of augmentation, we have a lot of techniques like Khoury technique, block, and Soches technique, reverse Soches technique, and with the digital, maybe it's the new age of the technology, isn't it? Well, we'll see. Obviously, the idea of today's presentation is to share with you, my friends, my experience, and we're also going to look at the evidence. And I think hopefully my friends all around the world are going to find it a bit exciting and interesting. Do we have the answers? You will have to wait till the end of the lecture to see. Yeah. We will wait. Okay, you have 45 minutes for the lecture, and we will take maybe 10 minutes for the question and answer at the end of the presentation, okay? Perfect. Okay, you can start, Hassan. You can share your screen and you can start, okay? So, good morning, everyone, or good afternoon, good evening, wherever you are in the world, and Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak to all my friends who are observing Ramadan. It's really nice to be here with you today, and thank you, my friends, for the kind invitation. It's an honor to join such a nice lineup of top speakers in this Congress, and well done for the organizers in organizing such an interesting Congress.
And my name is Hassan, and I come to you today from Leeds, where I live, which is in the northeast of the United Kingdom. And as Mr. Chairman said, I'm the head of the Scientific Academy of the British Academy of Implant and Restorative Dentistry. I'm the head of the scientific committee. And I'm also a lecturer at the University of Manchester in implant dentistry. And I'm also associate professor in oral surgery and implant dentistry at the College of Medicine and Dentistry at the University of Ulster in Birmingham in the United Kingdom. But primarily, I am a clinician. I work in my practice, which is implant-only practice, where I see a team. With my team, we see our patients, and we try to provide them with positive patient outcomes. As Mr. Chairman started, obviously there is always a challenge, and the challenge sometimes patients come to you with atrophic ridges, and they would like to have fixed restorations rather than accepting dentures. So in implant dentistry, obviously bone augmentation is an important part in implant dentistry. And although today we're going to talk about vertical and horizontal augmentation in advanced cases, I also like to ask you to have a look at the 7 tips I published recently on my Instagram and Facebook about regular guided bone regeneration. And I think you could check my Instagram or Facebook or even YouTube and find these 7 tips. But for today, we're going to focus mainly on the vertical and horizontal augmentation in large defects. And we're going to try to look at the digital aspect of that and see whether it does help or is it just unnecessary effort and cost. Now, whenever we are going to start in a treatment journey, there are certain steps. The first step is going to be diagnosis. Obviously, that's the most important stage of any treatment journey, followed by agreeing on a treatment plan with your patient, putting a therapy, going through a therapy, hoping to get into the outcome. And for me, diagnosis is something we should all agree on. You can never have 2 dentists giving you 2 diagnoses. Ideally, we should have the same diagnosis. Having said that, we could have different treatment plans. For example, those of you who visited London knows that if you want to go shopping in Oxford Circus, you could take the Victoria line, or you could take the Central line or Bickeroo line, or even you could take the Piccadilly line to Piccadilly Circus and then decide to do a short walk to Oxford Circus. So different ways will take you to where you want to do. You could choose the way as long as the outcome is clear. So the diagnosis and the outcome are the 2 things which we cannot disagree on. And like it or not, in implant dentistry, nowadays, the outcome is highly influenced with the pink aesthetics. Because we know, as Urs Belzer made it clear at the very beginning, that if you fail to get pink, the implant not going to be healthy enough, and the white aesthetics going to also fail. So let me take you back to the basics before we start with the big subject. We know now, and it is well approved, that each implant has to have more than 1.5 millimeter buccal thickness for that bone to stay. Anything less than that gonna have compromised blood supply, and that bone will shrink with time, exposing your implant threads, and you're gonna get inflammation, and you're gonna get peri-implantitis. In fact, nowadays, we know that peri-implantitis could be due to bad oral hygiene of the patient, could be due to bad prosthetic design, could be due to extra cement, but we also know now that peri-implantitis could be due to wrong implant position. And from the very beginning,
the bone surrounding the implant wasn't thick enough. But we also know from the work done by the group in Lithuania that we need good, sufficient gum thickness to preserve the bone underneath. Without having good gum thickness, the bone underneath going to start to shrink and dissolve. So we need good bone, and we need good soft tissue, and we need good implant position. Now, when it comes to managing the bone, obviously, going back to the ABC implant dentistry, my friends, we need to remember the classification of the defects. And this comes from the infrabony defect classification in periodontics. The same classification applies into implant dentistry. The more walls we have, the better stability, the better blood supply, and hence better bone regeneration. So when we want to look at the classification, we should be counting the remaining walls, not the missing walls. So if we have 3-wall defect, which is a defect surrounded by 3 walls and an implant from one side, or a defect with an implant and it has 2-wall defects with the missing labial wall, we can have simultaneous guided bone regeneration. And basically, to have simultaneous guided bone regeneration, we do understand now the principles to have implant in the good position, choose the suitable bone material, and I would like here to add, there is no magic powder. You cannot just use one powder for everything. So you need to think, what I want to achieve from these bony particles, and accordingly choose. We need a membrane, because membrane is essential to contain the defect, to keep the shape of the defect, and to stop bad cells coming into the bony particles. And that membrane would achieve better results if it's nicely stabilized, whether with 3mm titanium tacks or whether suturing the membrane. I prefer to use a stretchable membrane because it does make a huge difference. And you could see here, one of my patients, Alvin, came to me with a missing central incisor being taken out 8 weeks after failure. Sorry, being taken out, and 8 weeks after extraction came to see me, failing post-crown. You could see the defect. You place the implant in the correct position, and most likely you're going to get some perforation or dehiscence, because whenever you place the implant in the correct position, 97% of the cases, that labial plate going to be less than 1.5 millimeter, and you're going to have some dehiscence of perforation. So we do GBR in layering technique, stabilizing the membrane, the bread and butter in implant dentistry, getting nice healing, and then gradually using your temporary crowns to do what we call prosthetic soft tissue sculpture. And from there, try to achieve something which looks natural. And this is the trick. We are obliged to offer our patients and provide them with something matching the adjacent teeth to give that optical illusion of everything looks natural. So as I mentioned, quick clinical tips and hints. One size doesn't fit all. There is no one magic powder. You need to understand that xenograft is not ideal for everything, as much as alloplast or allograft are not ideal for everything. And sometimes you have to mix and match. I like to use the umbrella technique, where I use healing abutments even when I bury my implants. And you could refer to my Instagram or Facebook, and you could see more details on this technique. Membrane stabilization is an issue. But there is no one magic technique. You cannot do GBR using particles for everything simultaneously. Sometimes you will need to go through what we call staged approach. And staged approach, basically, when you do the bone grafting and then leave it and then come back and put the implants. And this is typically when you have one wall defect or no walls defect. So you have only one wall remaining, or if you put an implant, like in this case, you could see from the planning, it's obvious that this implant in the upper lateral
will have no walls remaining. Hence, we need to go through staged bone grafting. Now, staged bone grafting, as Mr. Chairman mentioned, my good friend Othman said, you could go through different techniques. And I would like to classify them into mainly two. Either you could use bone blocks, and the advantage of that, you get better stability, you get better mechanical strength, and because they're gonna get fixed with fixation screws, you get less immobility. Or you could go for what we call the sausage technique, or different names for the same technique, where basically you use particulate bone covered with a well-stabilized membrane, and then you leave them in either way for about 6 months before coming back. And as we said, you would do it in cases when there is no wall defect or one wall defect. Basically, there isn't enough bone to allow you to put an implant in the best position. And this is where some of my colleagues go wrong. They will place the implant in the wrong position, but then they're going to get lots of mid-labial recession, and they're going to get facial recession for bone and the gum, and they're going to get aesthetic disasters. Ideally, we all agree from our ABC implant dentistry, this is where the ideal implant needs to be, but it's going to be floating in the air. So therefore, we would do the staged approach, in this case, bone block, and then we would go back through the planning, and you could see now we have bone where the implant needs to go. The outcome is to try always to hit above average. We would like always to focus on our pink aesthetic score. Look at the mesial, the distal papilla, the soft tissue level, soft tissue contour, the alveolar contour, the convexity, the color and the texture. Put all these in consideration when you plan your cases, because aesthetics and pink aesthetics doesn't happen by mistake or by coincidence. It's a system you have to plan for. And as we said at the very beginning, it's a two-way system. You need enough bone to support the gum, and you need enough gum to support the bone. So imagine if we could do all this with the bonus of offering our patients a minimally invasive surgery. What do I mean by minimally invasive? The duration and the size of the surgery needs to be minimum, and the technique of the surgery needs to be less traumatic. Why do we do that? Because it will reduce the discomfort. And obviously, when it's minimally invasive, when there are minimum surgery, there will be less risk of infection, less risk of failure. And maybe, as you will see later on with the digital design, we can reduce the challenge, but also improve the results. Now, classically, this is what we used to do. This is what we used to do whenever I finished after finishing my MSc. We would go for the classical approach, where we cut a block from the patient's own body, and then fix the block, leave it, and come back for the implants. And yes, this is considered the golden standard because of the quality of the bone augmentation. But let's look at the other factors: patient morbidity, mortality, risks associated. And the literature is full of studies showing it's amazing to use autogenous, but also it's full of studies showing the associated complications. Extended surgery time. Your patient going to be on that chair for a long time, even if you're the most experienced autogenous bone harvester. It's going to take time. I mean, what if you want to do a full arch rehabilitation? Where are you going to get the bone from? You're going to hit the chin, you're going to hit the ascending ramus, you're going to move to the skull. And for someone like me, I wouldn't like you to touch my skull. Scars will show. Obviously, like it or not, even if you go to the chin, there will be risk of damage to the anterior teeth. And that's why we get this, what we call teeth woodiness. And we say we need to leave 5 millimeters away from the apex of the roots. But then that will restrict how much bone you need to take. And obviously, we've got the ascending ramus. And the problem is we know the variation in anatomy. So you might get numbness. And
imagine afterwards your patient gonna need to heal not only at the recipient site, but also at the donor site, and the risk of flap exposure, not to mention the risk of trauma, bruising, bleeding. Now, what if we can replace that with using off-the-shelf bone taken from another human? Now, this is something being there for a very, very long time. But the problem was, am I going to trust using bone from another dead person? I have no clue about the history of that dead person. But nowadays, we do have these human tissue banks where they get us bone from live donors. Did you say live? Yes, live people, alive people. These people gonna have hip replacement. There is nothing wrong with their bone. The joint isn't working really well in the hip. So they need to have a new joint, titanium hip. But to fit this titanium hip, the surgeons, orthopedics have to shave the head of the femur. And that head of the femur is the best areas in our body when it comes to osteogenic abilities. So they will cut that and they will manage it, treat it, different human tissue banks, manage the bone differently. But you're going to get something which will be used, offering the patient great surgery at fraction of time, trauma, morbidity, and mortality. Now, these blocks can be cancelless, so they can be all cancelless, or can be unicortical cancelless. You could decide what blocks you want to do. And the cheaper option is to get what they call them ready-made blocks. They're square shapes, and then you will only need to worry about shaving the blocks, shaving the recipient bed, fix them together. And as you could see, we've done loads of these in the last 5 years, and we've got good results. I mean, I will be lying to say if I've got 100% success, but I can assure you my failures, which about 10%, were mainly to do with the soft tissue on the top of the blocks rather than the blocks themselves. And this is a case where the top video showing you the surgery at the time of the grafting and the bottom video showing you the surgery for the same patient 24 weeks afterwards when these implants were placed. So we understand whenever you have a patient with like atrophic ridge, there are usually 3 challenges the surgeon has to meet. Number 1, getting the block from the donor site. And number 2, adapting the block into the recipient site, and that includes lots of shaving and preparation. And number 3, last but definitely not least, flap management, closure under no tension. So imagine if you as a surgeon and you as a patient has not to worry about 1/3 of the problem, that I don't need to worry about harvesting a new block. So the surgery will be minimized. The time of the surgery, the effort of the surgery, the risk of the surgery, like this lady, Star, who came to see me, we use these unicortical cancellous blocks from the human tissue bank, live donors from Austria. And you could see the surgery took 45 minutes. And then 6 months afterwards, we went back, placed the implant in the correct position. We've done the proper bone management, proper soft tissue management, and we've got something which is acceptable to the lady, looks natural. And 5 years post-operative, she came to have another implant somewhere at the back. We took a scan for the full arch, and you could see bone is stable. This is what we would like to achieve. But this was my clinical experience. And obviously, whenever we are introduced into new techniques, we cannot rely on gut experience or clinical experience only. We would like to look at the research. And if I'm going to look at the research, there are certain questions I would like to answer. How quick this allograft bone remodels into vital bone? And how stable is going to be 5 years on? And if I'm going to put implants, what's going to be the survival of these implants? Because obviously, if implants put into xenograft, pure xenograft for a long time,
that will affect the survival of the implants, for example. And I'd like to look at the histology and compare it to autogenous. So if we look at allograft, this is a good study where they did rich preservation, different techniques, and they compared how much bone stability you're going to get and how much resorption you're going to get in horizontal and vertical dimensions. And while in horizontal, xenograft was the best, in vertical, allograft achieved better results and less resorption. And my explanation that allograft converts into natural bone better and remodels quicker into natural bone, hence in vertical stayed in place when the defects is like minimum support. While xenograft doesn't resorb, hence horizontally the belly stayed there. Now we wanted to look into how allograft compare into autogenous when it comes to remodeling. And this is another study where again they did rich preservation and they wanted to look which one of them is equivalent to the autogenous. And it was clear that allograft get the same remodeling into vital bone rate like autogenous, while xenograft was 22% worse and alloplast 6% better. But here we'll only talk about the remodeling rate into vital bone. Now, how much the allograft will remodel into natural bone? This is a clinical study when they again did rich preservation, but what they've done, they went in, they divided the study into 3 groups. One group, after 2 months' time, they will come in, take a histology, put the implant. Another one after 4 months, and the other one after 6 months. And you could see how after 6 months, that allograft converted around 64% into vital bone. Very little residual graft and very little connective tissue. So whenever we add bone graft to an area, after a while, ideally some of it will transform into new bone, a new vital bone, and some of it will stay around, but some of it will not work well and you get connective tissue. And you could see allograft give you within 24 weeks around 65%, while we know other materials going to give you much, much less. But now let's look at the resorption rate, because we say, what about the resorption? Now, in this study, they found that autogenous bone will resorb double the time or double the rate of allograft. So this is a recent study published February 2020, and they confirmed that autogenous will resorb quicker than allograft. So to conclude, allograft as a bone material will remodel the same rate of autogenous, however, will have better stability according to the literature. Now, when it comes to safety, I would like to draw your attention that different human tissue banks will treat their allograft blocks differently. Having said that, so far, we have not a single report of disease transmission when someone had a freeze-dried allograft. The human tissue bank, for example, I use, which comes from Botis, which is a German company, and they use the human tissue bank in Austria. First, they're going to have strict case selection. All these live donors, they're going to take their history. And then after the surgery, they're going to put the graft into ultrasonic bath. And then they will clean it using special solvents to remove all non-collagen properties or portions. And then they're going to oxidate that to remove anti-antigenicity. And then they will go through the important stage, which is freeze drying. So rather than taking it from solid to liquid to gas, they go from solid to gas. So there'll be no ice crystals, which will give you fantastic mechanical stability
and properties, and they will keep it 5% hydrated so it can absorb blood quicker and easier. So for these reasons, I have my own reasons to trust allograft as a safe product. What about blocks? This is a good study where they had 5-year follow-up of blocks treated for the maxilla and the mandible. And they only had 3 cases exposed out of 41 exposed blocks, and usually it's to do with soft tissue management. However, all the implants placed after 6 months were very successful. And they concluded that freeze-dried allograft blocks can be used as a good alternative to autogenous bone in maxilla and mandible. Now, what about the histology? This is a multi-center study. They had 3-year follow-up, and they had 82 blocks placed in 73 patients. And they looked at the histology 6 months afterwards, and they found with this allograft rapid incorporation of allografts remodeled into natural bone with no inflammations or necrosis. But when they looked at the complications, they had 9% failure. And this 9% failure was basically due to either failure to shave the block, adapt the block, or failure of the soft tissue, or failure of the prosthesis putting pressure on the soft tissue, or maybe some plaque inflammation. So the oral hygiene of the patient wasn't good. Having said that, when they looked at the resorption, 70% has 0 resorption, and around 30% had what we called minimum resorption, 1 to 2 millimeter. And here they're showing us why these 7 blocks failed. And as you could see, the top reasons were improper block contouring handling, sharp angles are horrible, or failed to get precise adaptation. Because yes, these blocks off the shelf, but you still need to shave them and contour them. So that will take us into the second part of this lecture. What about if we add digitalization? And digitalization is something, like it or not, creeping into dentistry. It started 30 years ago or more with the lab, and then maybe 10 years or less into us as dentists with our intraoral scanners and all the cosmetic work. And I would say around 5-6 years ago into bone augmentation. So we agreed that all what we want to do is to achieve positive patient outcome. And that can be achieved, as we've seen from the literature, by getting better precision, more accurate adaptation, and making sure the surgery is minimally invasive. Now, this minimally invasive thing is not going to only help the patient, but will also help the surgeon. Because if you're going to be able to get the block ready-made for you, no need for adaptation, no need to worry about shaving the recipient bed. And what used to take 45 minutes will take you literally less than 10 seconds to just adapt the block in its place. That will give you lots of time on getting the soft tissue right. So imagine, rather than you spend half an hour shaving the harvesting the block, half an hour shaving the block, patient starts to be in pain, and 10 minutes to do the soft tissue. What if it will take you 10 minutes to raise the flap and do the cortectomy, 10 seconds to put the block in place, and 50 minutes to focus on your soft tissue closure, which is an important topic. And this is the main advantage of these digitally planned CAD/CAM blocks for me, that it will help the surgeon to achieve better soft tissue management under no tension of the time, the patient, the pain, and things going to be better. So when it comes to digital workflow, like anything else digital, we should always start with the end in mind. So when we do the planning, we say, right, we've got a defect. What's the ideal final prosthesis going to be? And accordingly, where I'm going to put my ideal implants according to the prosthetic envelope, not to the bony envelope, and then try to design
the bony block which is required to allow me to achieve the end perfect result in my mind. And the beauty of the workflow, it's a teamwork. The red is something you will do as a surgeon, and the blue is what, for example, Botis Biomaterial and their team will do and help you to do. So you will scan, you will do the clinical examination, collect the data, and get a cone beam CT scan. You will submit this to Botis or whoever you're going to deal with, and together as a team, you're going to plan the case, where the prosthetic envelope going to be, where the implant's going to be, using any of the software, maybe SMOP or Co-Diagnostic or whatever you like. And then from there, you're going to design the block, which will provide you with a vertical augmentation to the degree you want, and to the horizontal augmentation up to 2-3 millimeter buccal to your implants. And then they're going, after you approve it, they're going to contact the human tissue bank, and they will place an order, and they will mail a block as you've designed. Takes about 3 to 4 weeks. They will send it to you on average, and then you're gonna do your operation and fix it. So this is a case I would like to share with you, and you could see the scan and you could see the challenge. In this case, it was obvious that to put an implant in the ideal scenario away from the nerve, 3 millimeter from the future gingival line of your future molar, you're going to have to put the implant outside the ridge, and you will need vertical and horizontal augmentation. And what we do nowadays, it's been learning curve for us. Nowadays, when we design the blocks, we make them like a saddle shape rather than just J shape, because the saddle shape will even give you better stability, and you don't need to use any clamps while you're drilling or screwing. So saddle shape, buccally lingually, and then the block you design, you get exact match whenever they mill it for you. And then the surgery will involve raising a flap, careful raising flap, detachment of these mylohyoid muscles lingually, and very blunt dissection labially, and then the block fits in 10 seconds. Perfect fit. And you could see here, that's me being excited about the block. You can see how it's a saddle shape. And literally, it fits like that. Cortectomy is important. And I believe in cortectomy, especially in the mandible. Okay? You could do cortectomy using small round bears, or if you're using piezo, just straight lines in the piezo. And then 2 screws, nothing more. And I would like to hydrate the block either before or after, and then cover it with a collagen membrane and then soft tissue closure. Left it, in this case, 20 weeks. Came back, placed 2 implants where they needed to be, 4.1 millimeter implants, and then send them to the referring dentist. What about the maxilla? This is another gentleman who came to see me. He's like in his late 70s. He came to see me so annoyed with his denture, and he made a decision to get fixed teeth. But he's someone very old, cannot tolerate big, extensive surgeries. So we explained to him the different options. And don't get me wrong, whenever I have a patient, I will go through the different options. I will say you could have your chin, you could have Curie technique, you could have the digital workflow. And usually patients go for the digital workflow. In this case, we followed the flap design by Oliver Bloom from Munich, where we do the vestibular flap. So the tension gonna be more in the depth of the sulcus rather than crystally. Cortectomy, and this is the video you've seen before. It takes about 10 seconds or even less to fit the block. And then from there, 2 screws, you could see how we managed to augment vertically and horizontally, closure in layers, and you need to be closing in layers, the muscles first and then the outer layer first, otherwise you'll get dead space, hematoma, inflammation, infection, bone loss. So this him before, and that's him just before placing the implants. We opened
well-integrated block, all cancellous. It doesn't look shiny because it doesn't have cortical plate. But this is an advantage, not a disadvantage. Implants placed in the correct position. Now, for cosmetic reasons, we're doing the ridge contouring using the outer layer, which I like it now to mix allograft with xenograft, well-stabilized membrane. And these stretchable membranes, you could suture them, close, and then refer back to his referring dentist. So let's look at the research when it comes to these CAD/CAM blocks. Are they going to be stable? What's the shrinkage rate? Are they reliable? Are they reproducible? Are they repeatable? And how do they compare to autogenous blocks? This is one of the cases we managed when the patient came in with a through-and-through defect. And let's look at the 12-month follow-up. When literature looked at the histology, they found that these blocks, which are cancellous, freeze-dried, dry freezing allograft block. I was going to say deep fries Mars bar. I'm Ramadan and hungry, but no, it's these which are dry freezed allograft blocks. They looked at the histology of them, and it was amazing how much new bone formed and very little remaining particles was left. Also, when you looked at the patient satisfaction, the advantage: minimize the surgical time, minimize the risk of post-operative complication. And in this group, as early as 2012, confirmed it gives the ability to the clinician to focus on achieving tension-free primary wound closure. This is an interesting case report, which is taken from a long study they've done, but they had 5-year follow-up for this patient. And this patient had cancellous block for the maxilla, 3 implants for a 5-unit bridge, and then they put some xenograft at the time of the implant placement just to build the convexity. But 5 years afterwards, that xenograft gave the patient a fistula. So they went in and they took a histology, they cleaned it, and they said, while we've raised a flap, let's scrape some of that bone and get a histology. And interestingly, 5 years on, they could not find any remnants of the allograft. 100% remodeling into a newly formed vital bone. Now, let's compare this to these autogenous blocks. This is a good study where they wanted to look at the stability of these blocks. They had 2 groups, 21 autogenous, 21 allograft blocks. And they did CT scan at the fit, CT scan 6 months afterwards at the time of the placement, and CT scans 1 year follow-up after the implants. And what they found, that the shrinkage was absolutely minimum in both groups. In this case, the cancellous blocks had similar results to the cortical blocks or the corticocancellous blocks from the autogenous. Now, this is the workflow from the BOTIS point of view. You send them the scan, they start planning, and they share every step with you. They have a fantastic team where they can design the block according to your prescription. And then once you approve it, they do quality assurance, and then they mail the block at the human tissue bank for you, do the sterilization I mentioned. I don't know how much time I have, but I think the last 5 minutes, I'm on time. I'm going to share with you a clinical case where when we did the planning, it was obvious that we needed to do vertical and horizontal bone augmentation like this diagram to place 2 implants and a 3-unit block. So what we've done, we took a CBCT and using the shortest implant, allowing the minimum 2 millimeter space from the nerve, it was obvious that I needed vertical augmentation. So we sent the scan to BOTIS, and together we plan this model, say, right, this is where the bone needs to be, this is where the nerve is, this is how much bone I need to create for these perfect implants. And that's the ideal shape of my block. Now, you could order these dummy models to show it to your patient.
And you could see on the top right showing to the patient, this is how little your bone. And on the bottom right, this is what I'm aiming to achieve. 3 weeks down the line, I get my block back. We open and we do the surgery, cortectomies, fitting the block. 24 weeks afterwards, take a CBCT. You can see we've got vertical stability. Open, you can see you remove the screws and you've got well-integrated block with lots of blood. Placing 4.1 millimeter implants. Again, I like personally to use tissue level implants at the back whenever I can. And from there, we buried the implants. 12 weeks, we did the exposure stage. Fantastic stability of the implants with good keratinized mucosa, impression stage, and we managed to restore this case with screw retained 3-unit bridge, showing you the access holes in the middle of the prosthetic envelope where it needs to be, because we managed to augment the block. We did the silver nitrate sealing, or you could use Teflon and then flowable composite. And this is the X-ray at the fit. This is the X-ray 3 years post-op. And you could see these X-rays don't lie when it comes to vertical augmentation. We've got good stability. She came in to have implants somewhere else, so we took a CBCT at 3 years post-op. And interestingly enough, it showed that that cancellous block remodeled into cortical plate again. And that's Wolff's law. Forms follows function. All the cells will readapt to a new position or to a new shape according to the function, providing they were managed well. So, ladies and gentlemen, my friends in Morocco and all around the globe, please allow me to share my conclusions. Can we trust allograft blocks in general? My experience, yes. And the literature is full of good histology and clinical data showing us it can be predictable. Is it reproducible? Is it repeatable? That's what really matters from a clinician point of view. Because there is no point me showing you something which I failed when I repeated it, or showing you something which you will fail if you try to reproduce it. And I just want to share you this very nice case done by one of our junior students in Bird Academy. In Iraq, Dr. Ali Faris, he had this case. I was mentoring him. A very thin ridge for a very young medical student, had a car accident and lost his teeth and bone as well. 2 years down the line, he couldn't tolerate a denture, came back to see Ali, and me and Ali, we did this. And in this case, we decided to do cancellous on one side, unicortical cancellous on the other side. And after 6 months, Ali opened, very good integration, placed 2 implants for that patient. And you could see how the soft tissue healed. And we've got fantastic results. Ali was helped with his mentor, Dr. Bashar, in the soft tissue management. But you could see from the video that we've got the thin ridge. We managed to bulk it nicely to provide this young chap with a very nice restoration, hygienic, aesthetic, and you could see the final result. So I would like to think it's definitely reproducible. It's definitely repeatable. Can we trust digital blocks? Now, the problem with these digital blocks, the limitations, they require lots of preoperative planning. But let's admit it, everything successful in implant dentistry needs lots of preoperative planning. They're a bit costly, but when you have large defects, I think they can be really cost effective. And soft tissue management is an issue, whether you're doing allograft or autogenous, manual or digital. But I'd like to think the digital ones allows you to spend more time focusing on the soft tissue. And my clinical experience and the data so far showing us they're successful. Having said that, they have shown, yes, they did show they can help you to get optimal fit on the residual bone, high precision, reduce surgery time, no need for manual graft adjustment, no need to harvest blocks.
you know, this is amazing. And I think for all these reasons, I think it's an option we should offer it to our patients. Having said that, you know, I need to be honest with you that we still need better research, more clinical data. All what we have so far are either case series or studies like retrospective or prospective. I think it would be nice if we can have a random control trial properly designed to compare these CAD/CAM blocks with autogenous blocks. My take-home message, my friends, that digital technology, whether it's veneers or crowns or surgery, will make a good surgeon a better surgeon, but it will never make a poor surgeon a better surgeon. So digital technology, it's only there to help you on the side, but obviously this is a learning curve and you need to progress step by step. You cannot go from zero to digital. I would like to think you would go zero, ABC implant dentistry, ABC surgery, and then when you feel it's the right time, move to digital. Once again, thank you very much. Shukran jazilan, merci beaucoup. This is the French I can speak. And please feel free to email us education@baird.uk.com if you have any questions, or find me on Instagram. I'll be very happy to receive your kind feedback. And once again, my good friends in Morocco, it's a great honor to be here with you. Dr. Mohammed Mohib, as well in Paris, thank you for being here with us today. And I hope you enjoyed it. Thank you very much, dear Hassan, for this beautiful presentation. It was we learned a lot about digital in this implantology. It's very interesting. Thank you very much. Thank you. You're so kind. Thank you, Dr. Ben. Any questions? Thank you. Thank you so much, dear Hassan. It was very amazing. We have a question from friends of us. It's from the Professor Jafar Mouhi. Oh, yes. Hello. Okay. He has two questions. The first questions, when you receive the dummy model to show your patient, you receive also a fake bone block printed in the demonstration material? Yes, this is an option. It costs around 50 euros to get the dummy model and the dummy block. So you get them together. Now, it doesn't oblige you to place the final order. So it happened to me a few times. I got the dummy, I show it to the patient, and then patient, for one reason or another, they get sick, they get ill, they change their mind. So you just pay for the dummy and you don't place the full order. But yes, Professor Jafar, you get both, and that's the whole idea. You get to see, you know, before and after, and you show how we're going to adapt it nicely together. It's an honor to have my good friend Jafar be with us, and regards to all the friends in Casablanca. Okay, there is another question from Jafar also. It's about the size of the bone graft. Yes. Okay. Is there a critical size for the graft to be completely invaded by a new vital bone? And what about its vitability? Vitability, yeah. This is a very good question. I think when it comes to vertical augmentation, the way I would like to look at it, it depends, you know, where are the bone levels mesiodistally, and accordingly you could decide how much vertically you can build, as long as you still match the far away mesiodistal high peaks. That's one. The other thing, this is a very good question, because lots of research is done usually when they take histology. They only take histology from the peripheries of the graft, because if they take histology from the middle, they're going to find more necrotic bone, less vital bone. So this is something we need to be careful with, and this is something we need, whenever we need to read the research and look at histology, check, was the histology taken from the middle of the graft or not? From a clinical point of view,
these blocks, because they're purely cancellous, and you could see them, they're like cheese model. They're not soft, but they're like lots of spaces inside them. If you hydrate them either before fixation or after fixation, I would assume you're going to get nice wettability all around. And from a clinical point of view, as you could see, I was placing my implants in different sides of the block, even in the middle. I've never had an issue. But yeah, this is a very good point, and this is a very good trick some histology reporters do. They take histology from the side, not in the middle. Perfect. We have another question from Dr. Rashid Bakkal. He's asking, Dr. Rashid Bakkal is asking about how we can, in our countries, how we can mill this kind of blocks. It depends on the factory brand, okay? And what about our countries? We can mill this kind of bone in our countries? Yes. I mean, obviously, it's a high-tech technology, and I think from Morocco, you've got Botis, and Botis is actively operating in Morocco. And I'm not sure whether allografts are allowed in Morocco or not. This is something you need to be double checking. But if they are, you could basically, all what you do as a clinician is place your order online. You don't need to deal. All you're dealing is with the human tissue bank in Austria and Botis in Germany. Sorry, I'm not here to promote a company, but I'm just sharing my experience. And I have to declare I had no financial interest in the whole thing. But I know I've mentioned Botis a couple of times. It's just because this is what I do. What I'm trying to say, you don't have to deal with your direct distributor or dealer in your country. All you're dealing is with the head office in Germany. Okay. We have another question from... Sorry. They are delivered sterilized. So they're delivered packaged, nicely packaged in a box with a certificate of the patient name and everything. So they're delivered sterilized. Dr. Muhib? Yeah, very nice lecture, Hassan. I love it. I really enjoyed it. I have like a clinical question. When you go back to the site, do you find like D1, D2, or D3 bone? What is the health of the bone you find? This is a very good question. I mean, if we're talking about the cancelless blocks, which are the CAD/CAM blocks, I think you come back and you find it D3. Okay. So, but it also depends how long. It's a critical line between deciding how long you want to leave them to remodel more. But then if you leave them too long, unstimulated, they start to shrink, just like using, you know, autogenous blocks. But remember, these don't have a cortical plate. So when you use autogenous blocks, the cortical plate delay the resorption, while here they're pure cancellous. So it happened to me once. I left it 8 months because the patient couldn't come on time. I have to admit the resorption was more than what I liked, but the quality of the bone was stronger. So it's a balance between, you know, how far you have to wait. Therefore, what I personally do, around week number 20, I will take a scan. And then on the scan, if I see there is good volume, everything okay, I might leave it another 4 or 5 weeks. If not, we'll just get in quickly. Okay. I actually agree with you that the cortical block is not always a positive point to have these cortical things. So for you, it's 24 weeks at almost is the good timing? Again, depends. Is it a mandible? Is it a maxilla? The age of the patient. So what I personally do at week 20, I get a scan. Okay. And according to that scan, I make my clinical decision of when I should go in. Okay. Thank you. Okay, perfect. We have a question from Turkey. And okay, I will just check the name of the surgeon. It's Hugo Tekin. He's asking about PRF. When you use, you can use PRF over the membrane before closing the flap.
Okay, that's different to the question written. Maybe he has two questions. Yeah. Okay, yeah, that's the one. Okay, perfect. PRF is good as a membrane on top of my collagen membrane. Now, my own beliefs that membrane is something you need to be there for long enough time. You know, you need to understand why we use membranes, and membranes are there to provide a secluded, isolated space underneath. Okay, the problem with PRF, they don't last long. Hence, I'm not happy to use it alone. Having said that, I would love to use it on top of my collagen membrane to get me better soft tissue healing. So I will use a PRF membrane on top of my collagen membrane to stimulate higher quality soft tissue healing. Okay. The other question was very, very interesting. Would you show the other question for him, please? Yes. What do you do when the block will break? First of all, Ugur, really nice to have you following us. Thank you very much, my friend. And regards to all the friends in Izmir. I think Ugur is from Izmir. So yeah, it did happen. I'm gonna be lying to you if I tell you it never broke. At the very beginning, I told you it's a learning curve, and different surgeons will have different techniques. So it's important to hydrate the block. But if you put the block into saline, soak it in saline for 2 minutes, the moment you start drilling in the block, it will just fragment into powder. And I was like, oh my God, all this money just evaporating in front of me. That's why nowadays, we don't like to hydrate it into saline. We could either hydrate it by, you know, after fixating, and then you just put the high-speed water on it, or you could put it as Michael Bloom does in Munich. You could put it in a big syringe, tiny bit, like half a cc or even less saline, and then put the block in the syringe, big syringe, like, and then you just pull the air out, put water in, air out, while the block inside the syringe. If it breaks, you just count your losses, and then you could decide maybe to move into the sausage technique or something like this. But yeah, it can be an issue, and it did happen to me at the very beginning, and that's why we're here to share with you our experience, so it doesn't break in your hands. Perfect. Maybe we have the last question from Dr. Hakim. We will share the question with you. He's asking about the buccal part of the bone, comparing with another studies from Bowser and co. Nice lecture. What do you think about the buccal filling with allograft after many years? Study going find a stable bond. Now, allograft is a stable bond. I totally agree. You know, but the problem is the volume. I've done it, and we know that allograft problems that they don't maintain volume stability, because, you know, as we said, whenever everything remodels, it's going to remodel into natural bone and into some connective tissue and some remaining particles. So I would say definitely allograft does not give you that convexity I would like to achieve. But what we do nowadays, because personally I trust xenograft less and less. So 5 years ago, I used to get 100% xenograft for my outer layer. Now I will mix it 50-50 with autogenous or with allograft. Okay, from the same person, we have a second question we will share with you also. Okay. Dr. Hassan, the immediate dental alveolar restoration will be good alternative to graft the buccal gap? The immediate dental alveolar restoration would be good alternative to buccal. Sorry, what do we mean? Hello, Dr. Hakim, by the way. It's great to have you with us.
sorry, immediate dental alveolar restoration, IDR. Can someone explain to me what do you mean by immediate dental alveolar restoration? Is it to do with immediate placement or? I don't understand also. Maybe Dr. Hakim, you can repeat your question. IDR. I remember reading about it, but it does not. I do apologize, Dr. Hakim. I remember reading about IDR, but I really cannot remember what was it exactly. Okay, he can send you in private message question, and you can answer after. Okay. That would be a great pleasure. That would be a great pleasure. Perfect. Thank you so much, dear Hassan. Thank you so much. I hope you will stay with us in this very nice journey. And see you soon in Morocco, inshallah. Thank you. And thank you for your kind invitation today. Dr. Ben Aziz, Dr. Othman. It's great to be among my friends. And well done on this Congress. And good luck for the next speaker. Thank you very much. Thank you. Donc, les amis, je pense que on va recevoir un conférencier de France et un grand ami au Maroc. C'est le professeur Hervé Tarragano. Il est maître de conférence à Paris. Il partage des choses importantes avec lui. Donc, il est aussi implantologue, lasériste. Il est concepteur d'implants. Il va nous parler aujourd'hui d'un sujet qui est très intéressant, c'est le sujet des sinus. Donc, il va partager avec nous son expérience clinique, mais aussi radiologique. Donc, Hervé, je ne sais pas ce que tu m'entends. Je t'entends très bien, et vous? Parfait. Donc, parfait. Nous, on t'entend très, très bien. Donc, tu vas avoir 45 minutes de parole et après, on laissera place aux questions-réponses. OK? Très bien. Parfait. C'est à toi, Hervé. D'accord. Déjà, je vous remercie à tous de faire une conférence pendant le confinement. C'est une très, très belle initiative. Donc, je voudrais vous remercier tous. Et aussi vous remercier de la qualité des conférences. Je viens d'écouter le docteur Hassan parler. C'était une très, très, très belle conférence et c'était vraiment très agréable et très enrichissant aussi pour moi d'écouter sa conférence. Voilà. Merci à mon ami Othman Bachir de m'avoir invité. Et comme toujours, c'est un plaisir d'être présent parmi vous et de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler des sinus lifts et les recommandations actuelles. Je vais commencer directement le sujet. Je ne sais pas si vous voyez la conférence, si elle a déjà été présente, si elle est déjà affichée ou pas. Pas encore? Allô? Vous m'entendez? Non, pas encore. Tu laisses le temps, un tout petit peu de temps. Voilà, c'est bon, Hervé, tu peux y aller. Vas-y. Là, j'ai mis la présentation à l'écran. Est-ce que vous la recevez? Voilà, très bien. Oui, alors, vous remarquerez qu'il y a un autre nom qui est associé au mien. Il s'agit du docteur Audrey Lacan, qui est en fait la deuxième personne qui fait partie du succès du sinus lift au niveau de mon cabinet. Et il y a une troisième personne qui s'appelle le docteur Patrick Abitbol, et je vais m'expliquer sur ce point. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les recommandations actuelles du sinus lift sont certes toutes les recommandations qu'on va voir, mais en fait, elles font partie aussi, pour moi, intégrante en termes de succès, de l'existence d'un trio entre un chirurgien, un radiologue et un ORL. Aujourd'hui, quand on fait des chirurgies sinusales, quelles qu'elles soient, en termes de sinus lift, il y a un décalage dans les diapositives qui passent. Vous voyez sur cette diapositive toutes les techniques qu'on peut envisager. Donc, le sinus lift classique comme on le connaît, avec conservation du volet, non conservation du volet, comblement avec un matériau osseux. Ici, il s'agit de bio-os que j'ai pris. Vous avez sur l'image de gauche, à droite de votre écran, excusez-moi, un implant court qui a été mis avec une technique de comblement, avec un volet latéral. Vous avez une panoramique centrale avec une édentation bilatérale qui nécessitera d'être comblée.
avec des implants, utilisation d'un matériau osseux, avec une technique qu'on peut développer. Et en bas, vous avez un sinus lift classique qui a été fait avec mise en place d'implants. Et sur la gauche de l'écran, un implant qui a été posé avec une technique de comblement osseux. Et on voit qu'on est confronté à un échec. En fait, les décisions thérapeutiques, lorsqu'on va prendre en charge les patients qui vont nous orienter vers telle ou telle technique, sont très importantes. La technique du sinus lift elle-même nécessite des vraies indications et a des vraies contre-indications. Est-ce qu'il faut nécessairement faire une technique de sinus lift? Doit-on faire un Summers? Doit-on utiliser, comme on en voit de plus en plus aujourd'hui, ces fraises reverse, dans la fraise versa, etc. C'est très important de se poser les bonnes questions avant de se lancer dans un sinus lift. Et des scientifiques, des sociétés savantes se sont réunis et ont essayé de réfléchir sur le bien fondé d'un sinus lift et surtout dans quelle mesure on pouvait faire un sinus lift et comment éviter les écueils qui pouvaient amener à des échecs au niveau des sinus lifts. Et quand je parle tout à l'heure de ce trio indice conférence où on a essayé de formaliser un certain nombre d'experts les clés du succès, les bonnes pratiques, eh bien, c'est que il y a des chirurgiens dentistes ou des chirurgiens oraux, le radiologue et l'ORL. Et c'est réellement cette communication qu'on va avoir avec ces différentes spécialités médicales qui vont nous permettre bien souvent de pouvoir nous mener à bien le succès du comblement sinusien. On a tous un tour de main. Il n'y a aucun problème. Ce tour de main, on est des virtuoses du bistouri. On va oublier maintenant nos capacités à pouvoir opérer, mais on va surtout se poser les bonnes questions sur quand est-ce qu'on peut faire ou pas un sinus lift. Les contre-indications sont évidentes pour nous tous, sauf qu'elles ne sont pas forcément suivies. On peut faire le plus beau sinus lift du monde, le plus beau comblement du monde, sauf que on ne peut pas faire de sinus lift en cas de suppuration maxillaire aiguë ou chronique. Et c'est peut-être simple à préciser, mais parfois, on va pouvoir avoir des praticiens qui vont se lancer dans des comblements sinus lift sur des patients à risque. Il va falloir rechercher à l'interrogatoire l'existence ou pas de suppuration. Et cet interrogatoire sera appuyé par une imagerie, bien sûr, et il faudra systématiquement traiter toutes les pathologies du sinus maxillaire, puisque n'importe quelle pathologie du sinus maxillaire va représenter une contre-indication à la surélévation du plancher sinusien. Alors, quand on parle de contre-indication, c'est les sinusites aiguës, c'est la sinusite chronique, c'est l'obstruction du fameux infundibulum, ce fameux couloir, je vais vous en expliquer, qui permet le drainage du sinus. C'est la polypose nasosinusienne non contrôlée, etc., 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 et donc toutes les maladies inflammatoires ou tumeurs. De manière classique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez, et il faut dès aujourd'hui, imaginer le sinus comme étant une véritable cocotte minute. Alors, au Maroc, on utilise la cocotte minute, mais on a aussi les plats à tagine. En fait, c'est exactement la même chose. On a un plat, on a cette cavité sinusienne avec une véritable cheminée d'évacuation. C'est ce qu'on appelle l'infundibulum. Si cette cavité d'évacuation, cette cheminée de la cocotte minute n'est pas libre, on a une surpression au niveau du sinus. Et autant utiliser un terme aujourd'hui qui est très à la mode, on va avoir un vrai problème de surpression au niveau intrasinusien. Et ce confinement sans possibilité de pouvoir éliminer cette surpression à l'intérieur va faire exploser une inflammation ou une infection intrasinusienne et on a un échec assuré. L'avis ORL, dès qu'on a une signe clinique de sinusite ou reliée à l'interrogatoire qui nous révèle des signes de sinusite, l'avis ORL sera non seulement nécessaire mais obligatoire. L'indication d'une imagerie pour dépister une pathologie maxillaire est alors indispensable et tout l'objet aujourd'hui du débat pour amener les nouvelles recommandations, c'est quelle imagerie? Alors, la panoramique n'est absolument pas recommandée pour dépister une pathologie du sinus maxillaire. Elle est recommandée pour définir un plan de traitement
bucco-dentaire, une réhabilitation maxillaire, bimaxillaire, mais en un cas, elle sera nécessaire pour dépister une pathologie du sinus maxillaire. On avait la fameuse blondeau de l'époque pour voir si on avait la sinusite aiguë parce qu'on faisait pencher la tête patient en avant, en arrière pour voir les nicobols liquidiens. Mais c'est pas à la panoramique qu'on va dépister la pathologie sinus maxillaire. C'est l'imagerie tridimensionnelle qui va le permettre, le cone beam ou la tomodensitométrie. Pour le dépistage d'une pathologie du sinus maxillaire lors du bilan pré-implantaire est une nécessité. En termes d'expertise, lorsque vous aurez un souci avec un patient, si vous ne pouvez pas montrer que vous avez fait une imagerie tridimensionnelle avant l'intervention du patient, on est ce qu'on appelle en dehors des clous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans les bonnes pratiques. Cette imagerie tridimensionnelle est une obligation. Et les pathologies du sinus maxillaire, comme les balles fongiques, la plupart du temps peuvent être silencieuses. Et la plupart du temps, on aura des localisations hautes de ces images aspergillaires. Elles ne seront pour la plupart, certaines, pas remarquables ou remarquées par la panoramique dentaire. D'où, encore une fois, la nécessité de faire un cone beam ou la tomodensitométrie. Cone beam, très bien, mais quel cone beam? Eh bien, quand vous regardez cette image que je vous projette sur les écrans ordinateurs que vous avez, on voit sur cette partie jaune une petite partie, et je vous la montre avec la flèche ici, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'infundibulum. Tout le sinus maxillaire se draine à ce niveau-là. Si c'est bouché, il n'y a pas le drainage. Ça se draine au niveau du méa moyen. L'imagerie que vous devez avoir doit montrer, doit objectiver la vacuité de cet infundibulum. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous ne pouvez pas opérer le patient. Je prends mon marqueur rouge, stylo rouge, pour bien faire le point avec vous. C'est ici que ça doit être vacueux. Si le drainage du sinus ne se fait pas, par ici, et que à cette région-là, c'est bouché, vous pouvez être certain que vous allez avoir une complication liée à trop de pression. Et en post-opératoire, on va avoir des échecs. Donc, la visualisation du sinus maxillaire dans sa totalité au niveau de la région du méa moyen et de l'infundibulum est une obligation médico-légale aujourd'hui. On ne peut pas faire de cone beam petit champ quand on est au niveau du cabinet dentaire pour indiquer un sinus lift. Ceci est très, très important. Regardez, alors ça, ce ne sont pas des images de cone beam, ce sont des images de scanner. Mais la plupart du temps, on va avoir ces images au niveau des cabinets avec des scanners qui sont centrés sur des cone beam petits champs. Ou peut-être qu'ils seront un peu plus élevés. Mais voyez bien que ces deux patients, aussi bien le patient sur l'image à droite de l'écran que sur l'image à gauche de l'écran, sont opérables. Pour moi, il n'y a aucune contre-indication. Sauf que si on fait versus grand champ, que je vais vous afficher, eh bien, que voit-on? Sur l'image de gauche à votre écran, nous voyons un polype intrasinusien qui, a priori, il est vrai, ne nous présente pas de contre-indication à la chirurgie. Sauf que toute la partie des fosses nasales est complètement encombrée. Nous voyons qu'il n'y a aucun drainage possible et donc c'est une contre-indication formelle parce que le grand champ nous le révèle. Là, alors il s'agit de ce qu'on appelle un amartome. Un amartome, ce sont des tumeurs bénignes, ce qu'on va retrouver souvent dans les fentes olfactives. Alors, ce n'est pas du tout notre spécialité, mais c'est pour vous illustrer, encore une fois, le petit champ versus grand champ, vers quoi ça peut nous mener. Sur l'image de droite, au niveau de votre écran, on a une simple rhinite allergique avec une inflammation au niveau des différentes parties des fosses nasales. Le scanner est normal, on a un bon drainage. Alors, il n'y a pas de contre-indication immédiate, bien sûr, sauf que c'est comme toujours, bien sûr, va-t-on opérer un patient qui a une rhinite allergique immédiate? Oui, on peut l'opérer, bien sûr, mais il n'y a pas de contre-indication. Il faudra simplement être averti que le patient a sa rhinite. Autre exemple très important, les deux images sur les images qui sont affichées à votre écran, qui sont
en petit champ scanner. Vous voyez bien qu'on a une vacuité bimaxillaire bilatérale des deux côtés et qu'a priori, on a un peu une petite muqueuse inflammatoire au niveau du fosse nasale gauche. Et c'est vrai qu'on se dit c'est un peu bouché au niveau des narines, au niveau de l'image à gauche de votre écran. Mais il n'y a pas de contre-indication réelle si on s'en arrêtait là. Le scanner grand champ nous révèle, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, dans le haut du sinus maxillaire gauche, une contre-indication puisqu'on a une greffe aspergillaire, comme vous pouvez le voir. D'accord, c'est un aspergillome. Et sur l'image de gauche de votre écran, on a encore une contre-indication puisqu'il s'agit d'une polypose nasale. Et cette polypose nasale est à traiter de manière très simple avec un ORL, par un ORL, où il va y avoir un décongestionnement de cette muqueuse par antibiotiques et corticoïdes qui ensuite relèveront la contre-indication, donc encore une fois relative. Et dans le cas situé à droite avec l'aspergillome, aussi contre-indication relative puisque l'ORL, par une méatotomie moyenne en parois transnasale, viendra enlever le cornet moyen et enlever la greffe aspergillaire. Donc, de manière pratique, et on va continuer la présentation pour qu'on continue ces nouvelles recommandations. Je crois que j'ai été très insistant sur les nouvelles recommandations, c'est-à-dire l'imagerie qui est fondamentale. Regardez encore une fois, là, les images que vous avez avec un sinus maxillaire qui est plein. On voit une sinusite aiguë au niveau de votre écran, d'accord? Et avec toutes ces petites images que vous voyez sont bien insuffisantes. Il faudra avoir un grand champ. Alors, c'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas poussé à la chirurgie sur l'image à gauche, puisque de toute manière, ça paraissait quand même plein. Sur l'image, la deuxième image, vous voyez que vous avez un petit polype intrasinusien qui, pour nous, n'aurait peut-être pas nécessairement contre-indiqué une chirurgie. Mais si on veut demander un avis ORL, vous êtes bien d'accord que cet avis ORL est impossible pour le praticien à donner, puisqu'il n'a pas le grand champ. Donc, non seulement on va demander un avis ORL parce qu'on a envie de se couvrir, mais en plus, l'imagerie qu'on a faite au patient, sera insuffisante pour donner un diagnostic suffisant. L'image de droite avec l'infection dentaire qui entraîne l'inflammation sinusale est pareil. Vous voyez bien qu'il faudra faire un grand champ pour demander un avis ORL, etc., etc. On peut vous montrer plein de radios ou d'images au scanner ou Conbeam qui nous montrent finalement la nécessité d'avoir un grand champ pour pouvoir donner une indication et surtout pour donner un avis ORL concluant, puisque si on a des petits champs, l'ORL ne peut pas donner son avis. Ou alors, il suffit d'acheter des grands champs au cabinet et à ce moment-là, on pourra envoyer l'imagerie au niveau des praticiens. Donc, si je vous mets qu'on va se gratter la tête, c'est parce qu'il faut poser l'imagerie directement nécessaire et suffisante et non pas redemander une imagerie, puisque la plupart du temps, on aura besoin d'avoir un avis ORL quand on fait un sinus lift. Pourquoi? Parce qu'on doit voir l'organe dans sa totalité quand on opère un organe. On opère un genou, on ne voit pas que le fémur ou que le tibia, on voit la totalité de l'articulation fémoro-patellaire et tibia. Alors, les points clés de cette analyse, au niveau de l'imagerie et au niveau des clés du succès en sinus lift, vous l'avez bien compris, c'est l'imagerie, mais l'imagerie globale de l'organe. Point clé de l'analyse, on va continuer, c'est on va faire un scanner pour confirmer l'atrophie osseuse. L'atrophie osseuse, très simple, très claire. On voit bien que à l'image du Conbeam, petit champ encore une fois, image insuffisante, on va pouvoir évaluer l'épaisseur et la hauteur pour poser les bonnes indications de la bonne technique opératoire. Est-ce qu'on va faire un sinus lift? Est-ce qu'on va faire un Summers? Est-ce qu'on va utiliser les fraises avec une action reverse, condensateur et soulèvement de la membrane de Schneider? L'analyse précise du scanner nous confirme l'atrophie osseuse. Encore une fois, sur ces éléments qui vous sont présentés, on ne peut pas poser d'indication chirurgicale puisqu'on n'a pas le grand champ. Ouf, le grand champ nous montre qu'on peut opérer le patient, l'infundibulum est parfait. Alors, le deuxième point clé à analyser, quand vous voyez par exemple une panoramique qui vous est présentée, il y a un petit décalage, mais c'est pour ça que finalement c'est très bien, ça me permet de voir bien les panoramiques. Là, pareil, on a une panoramique qui nous permet de poser un diagnostic et on a aussi
un cone beam. Cone beam petit champ, encore une fois, insuffisant. Et alors, c'est pas une vraie panoramique, hein, c'est une reconstruction façon Scott View. À l'époque, on l'avait avec le scanner. Hein. Donc là, avec le guide radiologique, puisque la simulation a été faite non pas en digital, on voit bien qu'il y a une atrophie osseuse et qu'on va pouvoir poser l'indication de sinusite. Par contre, encore une fois, on peut voir les éléments anatomiques, les artères entrales, etc. Mais petit champ, donc incapacité de pouvoir poser avec certitude un diagnostic. L'atrophie osseuse étant abordée, il faut donc maintenant éliminer les infections ou toutes les autres pathologies du sinus maxillaire, comme on l'a vu tout à l'heure, et ça a été l'objet de la première partie de la conférence, vérifier la perméabilité de la région infundibulo-méatique. Alors, quand je vous dis ça, on l'a vu tout à l'heure, donc on ne va pas se redévelopper. Les variantes anatomiques à risque de confinement sont quelque chose qui sont très importantes, même si elles ne sont pas forcément si fréquentes, elles sont importantes à connaître pour éviter des complications. Elles ne sont pas à traiter, encore une fois, je vous les montre parce que c'est important de les reconnaître. Sur la gauche de votre écran, c'est le plus typique. Vous voyez que sur la gauche de votre écran, je dis bien la gauche de votre écran, vous avez plein de petites bulles, d'accord? C'est ce qu'on appelle les cellules de Haller. Alors, vous voyez bien qu'on a le passage de l'infundibulum qui n'est pas perturbé, mais il est rétréci. Et parfois, dans certains cas, ce rétrécissement de l'infundibulum peut entraîner un risque de confinement, puisque c'est un terme à la mode, intramaxillaire, et donc entraîner des complications sinusales post-greffe. Quand on a des variantes anatomiques avec un risque de confinement, on demandera un avis ORL. Donc, pour la radio de droite, de milieu, là, vous voyez, alors, il faut connaître un tout petit peu l'anatomie. Vous avez ce qu'on appelle le processus inciné. Et ce processus inciné, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite bulle. D'accord? Vous la voyez? C'est ce qu'on appelle la pneumatisation dans le cornet moyen. Voilà. C'est ce qu'on appelle la concabulosa, qui entraîne aussi une déviation du cornet moyen et donc un rétrécissement avec un risque de confinement de l'infundibulum et donc du sinus maxillaire. Et dans l'image, la première image sur la gauche de votre écran, d'accord, là, vous avez une latérodéviation, d'accord, qui peut entraîner aussi un rétrécissement de l'infundibulum. Donc, l'atrophie osseuse est importante de pouvoir être parfaitement analysée. L'élimination des infections, de la pathologie du sinus pour pouvoir vérifier la perméabilité de la région de l'infundibulum méatique et les variantes anatomiques aussi pour éviter les risques de confinement vont nous permettre d'obtenir un succès du sinus lift. L'analyse du site receveur, bien sûr, c'est très important. Pourquoi? Parce que la recherche de septa au niveau du sinus maxillaire vont nous permettre d'adapter notre technique chirurgicale, et nous sommes tous des chirurgiens avérés, encore une fois, je vous le précise, puisque j'ai vu la qualité de l'auditoire, mais ces septa vont parfois venir provoquer des échecs intrasinusiens. Pourquoi quand on va faire des greffes, pourquoi? Parce qu'ils vont provoquer facilement des déchirures à ce niveau-là. D'accord. Et cette fenêtre qui pourra être réalisée à ce moment-là, qui sera faite de manière à provoquer à faire un sinus lift, on va venir décoller la membrane de Schneider et parfois on s'arrête ici. Et donc on vient combler. Mais finalement, le comblement n'est pas total, il n'est pas suffisant. Puisque quand on mettra l'implant, eh ben, on le mettra dans la zone non comblée. Donc, l'analyse complète de la présence de ces cloisons ou septa est importante. Et donc, l'imagerie, encore une fois, révèle ses qualités pour permettre un succès opératoire. Pour compléter ce qu'on vient de voir, l'imagerie va nous permettre aussi de voir les artères, l'artère alvéolo-ventrale, qui peut entraîner un risque hémorragique important avec un hémosinus et parfois des perforations de la membrane quand la pression intrasinusienne est trop grande. Donc, il faut savoir éviter
ces artères, quitte aussi, pendant l'intervention, si jamais on a un doute, à boutronner l'artère en venant à faire un écrasement de cette artère au niveau de la paroi osseuse pour qu'elle cherche une latérodéviation dans son évacuation. L'épaisseur de la corticale vestibulaire. Toujours ça dans l'analyse du site receveur. Alors, on va y en revenir tout à l'heure, mais l'épaisseur corticale vestibulaire, elle est très importante parce que parfois, à avoir sous-évalué cette corticale, on va se retrouver à faire des chirurgies d'ouverture du volet en sinus lift qui vont paraître soit interminables parce qu'on a un problème d'évaluation. Et quand vous verrez l'augmentation de certaines épaisseurs de corticale qu'on peut avoir une fois que les sinus ont été validés par l'ORL, eh bien, on est parfois confronté à des épaisseurs de corticale vestibulaire importantes. Et l'évaluation du volume du greffon nécessaire aussi est importante. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'optimiser d'abord le volume osseux qu'on va mettre et de bien se rendre compte de la quantité d'os à mettre. Là, par exemple, bon, bien sûr, c'est sur des logiciels de simulation. Ça nous permet de préparer notre guide chirurgical si jamais on fait une chirurgie en un temps ou en deux temps. Alors, l'avis ORL. L'avis ORL. Dans quel cas on va demander un avis ORL? On va demander un avis ORL quand on aura un épaississement muqueux. C'est la vraie question. Oui ou non? Eh bien, on va demander un avis ORL quand on a un avis muqueux, pas systématique finalement, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Regardez cette étude qui date de 1988 déjà. Bon, il y en a des plus récentes dont on va parler tout à l'heure. Sur 666 patients qui étaient asymptomatiques cliniquement, on a vu qu'il y avait des images au niveau des scanners, pratiquement avec un épaississement muqueux, dans une proportion de 42 à 54%. Donc, ça veut dire que 54% des patients avaient un épaississement muqueux, ou 42 dans le chiffre minimal, et pourtant, ils avaient une asymptomatologie complète au niveau du sinus, et on va donc opérer ou pas ces patients. Oui, on va les opérer. Donc, l'épaississement de la muqueuse n'est pas systématique. Là, vous voyez les cellules ethmoïdales qui sont avec un épaississement muqueux un petit peu discret et diffus, d'accord? Et quand on regarde au niveau du sinus maxillaire, c'est le même patient, on voit qu'il y a une image intrasinusienne, d'accord? Cette image intrasinusienne, c'est un kyste sous-muqueux, d'accord? On a une vacuité du drainage, bien, mais totalement asymptomatique. Les kystes sous-muqueux ne sont pas symptomatiques. L'épaississement muqueux, donc, pas d'avis ORL si la clinique est asymptomatique. Donc, épaississement muqueux, pas d'avis ORL si on est asymptomatique. Ça, c'est la première donnée aujourd'hui. Si l'épaississement muqueux ou la présence d'un kyste sous-muqueux du plancher sinusien est présent, ce n'est pas une contre-indication à la chirurgie de surélévation du plancher sinusien. En l'absence, et c'est très important, d'antécédents ou de suspicion de pathologie maxillaire à l'interrogatoire. Donc, asymptomatique, pas d'avis ORL. Attention, l'épaississement muqueux et les kystes sous-muqueux n'ont pas systématiquement besoin d'être traités avant la chirurgie. Donc, pas d'avis et pas forcément de nécessité de prise en charge par l'ORL. Encore une fois, très important. Si on a fait un petit champ, l'ORL devra faire et un grand champ et revoir le patient. Et attendez encore plus à préciser, si vous avez fait l'imagerie d'un patient avec un kyste sous-muqueux qui remplit votre petit champ, vous allez contre-indiquer la chirurgie à ce patient, alors que le grand champ aurait pu vous révéler qu'en fait, il ne s'agit que d'un kyste sous-muqueux sans complications intrasinusiennes. L'anomalie du cadre osseux, deuxième élément fondamental. Alors, l'anomalie du cadre osseux, c'est quoi? Quand vous regardez le sinus, vous regardez les épaisseurs des corticales, et si les épaisseurs des corticales sont importantes, ça veut dire qu'il y a eu une ostéocondensation de la membrane, une ostéo-ossification.
Il faut savoir que la membrane de Schneider, qui tapisse l'intérieur de notre sinus, lors d'un phénomène inflammatoire, la muqueuse va donc tracter sur la membrane de Schneider et va entraîner finalement petit à petit, une condensation, une ossification intrasinusienne de la membrane, de la paroi osseuse. Cette ossification de la membrane va entraîner une augmentation de l'épaisseur de la paroi osseuse. Tout épaississement du cadre osseux révèle un caractère chronique d'une infection, de la pathologie, soit présent, soit passé. Mais en tout cas, si il y a eu un antécédent d'une infection chronique, il y a eu quand même une augmentation de cette épaisseur. Donc, dès qu'on a une augmentation du cadre osseux, en épaisseur osseuse, il faut demander un avis ORL. Avec image, augmentation de l'épaisseur de la muqueuse ou pas. Là, je vous montre deux cas un peu extrêmes, qui ne sont pas des endroits qui ont été comblés, qui sont des augmentations du cadre osseux de la paroi maxillaire, qui révèlent en fait pas de l'os, mais vraiment une augmentation de la paroi osseuse. Il faudra demander un avis ORL. Pourquoi? Parce que est-ce un phénomène tumoral inflammatoire? Est-ce un phénomène inflammatoire qui n'était pas tumoral et bénin? Quoi qu'il en soit, on ne peut pas laisser un patient avec un épaississement du cadre osseux inexpliqué repartir du cabinet sans lui avoir demandé une consultation ORL. L'anomalie du cadre osseux, de manière systématique, avec ou pas d'épaississement muqueux, on demandera un avis ORL. L'imagerie de 3D dans toutes les cavités nasosinusiales et un avis ORL, c'est ce que je vous explique. Enfin, l'opacité à tonalité calcique. Les opacités à tonalité calcique, c'est finalement ce qu'on connaît souvent sous le terme d'aspergillose. Alors, il peut s'agir effectivement d'une greffe bactérienne sur un corps étranger, ce corps étranger pouvant être soit un cône de gutta ou un autre corps étranger, intrasinusien. Là, l'image est typique. On a les calcifications centrales au niveau de l'image avec votre corps étranger que vous pouvez voir sur les images que je vous montre avec la petite flèche et une opacité complète du sinus. Encore une fois, ces greffes aspergillaires que vous pouvez voir partout, d'accord, qui vous montrent et qui vous signent un processus inflammatoire. Là, vous avez un cône BIM, tout à l'heure c'était un scanner. Vous voyez la différence entre les images du bas, petit champ, et les images grand champ. Vous voyez l'épaississement du cadre osseux qui montre la sinusite chronique et l'aspergillose. Cadre osseux augmenté, calcification intrasinusienne dans la muqueuse qui montre l'aspergillose. Opacité atonale calcique présente, oui, avis ORL systématique. Donc, il est recommandé lors du bilan pré-implantaire, en cas d'image muqueuse accompagnée d'opacité à tonalité calcique, de demander un avis ORL. Alors, je vous ai mis métallique ou autre. En fait, est-ce que quand le sinus est plein, il faut demander un avis ORL? Là, la question est quand même bien sûr oui, systématiquement. Mais je vais vous dire systématiquement pourquoi. Pas pour interdire une greffe sinusienne, mais simplement parce que ça rentre dans le cadre de votre attribution d'appartenance à la famille médicale. La polypose nasosinusienne doit être reconnue par le chirurgien dentiste ou chirurgien oral ou chirurgien buccal. Elle ne représente en aucun cas une contre-indication au sinus lift ou à la chirurgie implantaire à partir du moment où elle est contrôlée. La polypose nasosinusienne doit être traitée. Elle montre, ici, on a les cavités nasales qui sont pleines, le sinus qui est plein, tout est bouché. On a un épaississement muqueux diffus, bilatéral, antérieur et postérieur. On envoie le patient à ORL qui va traiter et contrôler sa polypose, et on pourra ensuite lever cette contre-indication transitoire et opérer notre patient. Ce qu'on cherche à montrer aujourd'hui, c'est que dans toutes les recommandations que je viens de vous expliquer,
Une fois qu'on a bien posé la nécessité d'avoir une imagerie adéquate et qu'on connaît les éléments à observer, on peut optimiser l'indication du sinus lift ou toute autre technique et limiter les aléas ou les complications post-opératoires. Madame E, qui a 42 ans, est venue nous voir. On a un cone beam merveilleux, tout est propre, tout est libre et on se lance dans l'intervention de la patiente. Faux, erreur. Oui, on peut, on a le grand champ. Mais sinon, c'est interdit. Et le grand champ montre une vacuité totale. Nous allons donc opérer cette patiente. Pas d'antécédent. Monsieur B, il vient pour une habitation dentaire. Il a un scanner en vue d'implant. Et là, on voit que c'est plein. Que fait-on? Si j'envoie le patient à l'ORL avec ces images, l'ORL sera très content, mais incapable de pouvoir donner un diagnostic puisqu'il n'a pas les images nécessaires et suffisantes. Donc, l'ORL va poser un grand champ. Il voit qu'on a un comblement bimaxillaire au niveau des fosses nasales. Droite, on a une masse. Et en fait, c'est une atteinte ethmoïdale frontale. L'AVORL est nécessaire. Par la suite, on verra, et c'est un IRM qui va nous révéler que le patient a eu un papillome inversé, c'est une tumeur bénigne, donc avec une sinus antérieure droite réactionnelle. C'est en aucun cas une contre-indication. Monsieur B sera opéré par l'ORL et a été opéré par la suite par moi. Je lui ai fait sinus lift et des implants. Donc, pathologie rhinosinusienne, papillome inversé, contre-indication à la chirurgie relative, traitement chirurgical. Et après traitement chirurgical par l'ORL, on va réopérer ce patient. Madame V, 63 ans, se présente avec tous les signes qu'on a vus tout à l'heure de la sinusite aiguë, avec ces images un peu bulleuses. Le sinus est plein, incapacité pour l'ORL de poser une indication. Il fait un grand champ, on voit que tout est plein. On va traiter le patient, on va traiter la sinusite et on opérera la patiente par la suite. Monsieur V, 55 ans, aucun antécédent. Le petit champ nous révèle l'incapacité de pouvoir opérer ce patient. On fait un CBCT en vue d'implant à droite, magnifique, mais on ne peut pas poser l'indication. Pourquoi? Que se passe-t-il? Vous vous rappelez de cette photo? La fameuse polypose qui sera prise en charge par l'ORL, qui va traiter ce patient. On va contrôler la polypose nasosinusienne et finalement, notre patient sera opéré et opérable par la suite par le chirurgien dentiste. Donc, la connaissance des lésions est une chose, mais l'outil pour pouvoir poser le diagnostic et indiquer la technique chirurgicale est fondamental. En conclusion, en pré-greffe, il faudra toujours faire une imagerie en couple, grand champ, excusez-moi d'insister, toujours inclure la région qu'on appelle l'infundibulo-méatique et on peut dire l'infundibulum, mais en fait, c'est l'infundibulo-méatique. Il faut faire une analyse méthodique de tous les points que je vous ai recités ici, bien sûr, qui permet de confirmer l'atrophie osseuse, qui permet d'éliminer si on a un épaississement muqueux associé à des signes cliniques ou toute autre pathologie du sinus maxillaire. On est bien d'accord qu'en plus, cette imagerie grand champ vous permettra, par exemple, d'indiquer une chirurgie puisque finalement, ce kyste sous-muqueux ne vient pas perturber le drainage sinusien. Troisième point, vérifier la perméabilité systématique au niveau de la région du méa moyen. Quatrième élément, voir les variantes anatomiques à risque de confinement. Je vous les rappelle, pour ceux que ça intéresse, les cellules de Haller, la concabulosa et la déviation de la cloison du processus inciné. Il faudra toujours analyser le site receveur pour voir s'il n'y a pas une technique chirurgicale adaptée pour éviter les déchirements. À la recherche de septa, vérifier où est l'artère alvéolo-ventrale, l'épaisseur des corticales pour s'opposer ou pas à une chirurgie directe ou alors à demander un avis ORL systématique et aussi une imagerie pour évaluer la quantité d'os nécessaire et suffisante pour pouvoir opérer nos patients. Le bilan post-greffe, c'est aussi une importance. Je vous mets 6 mois post-greffe, ça peut être 4 mois post-greffe, pour vérifier la qualité de la greffe, contre-indication ou pas, s'il n'y a pas eu d'aléas thérapeutiques, des complications tardives, immédiates. Même pour le plus grand chirurgien, il y a parfois des perforations et des complications.
Et phrase majeure de conclusion, après, c'est le docteur Othman Bachir qui me dira si on peut continuer ou pas à parler ou si on donne le temps aux questions. C'est l'importance réelle du trio que représente le chirurgien oral, le radiologue et l'ORL. Le chirurgien oral connaissant ce qu'il doit faire et pouvant indiquer des techniques chirurgicales que s'il a les armes pour pouvoir réellement opérer le patient. Le radiologue qui connaît l'importance du grand champ et sait montrer au chirurgien ORL ou au chirurgien oral ce qu'il faudra voir pour pouvoir indiquer la bonne technique. Voilà, docteur Othman, est-ce que je peux continuer ou je dois arrêter? Allô? Je ne sais pas si vous m'entendez. Allô? Oui. Je vous écoute. Si vous m'entendez. Bon, il n'y a plus personne. Je vous écoute si vous m'entendez. Je suis là, Hervé. Ah, est-ce que tu veux que je continue, Othman? Pour combien de temps? C'est comme tu veux, en fait. Je peux te montrer des exemples. Donc, tu peux faire ça en 5 minutes? Oui, bien sûr. Vas-y, 5 minutes. Allez, 5 minutes et on laisse place aux questions-réponses. Parfait. Parfait. Alors, on a donc fait notre bilan post-greffe osseuse, l'imagerie à environ 4 à 6 mois pour s'assurer de la qualité de la greffe osseuse, l'absence de contre-indication à l'implantation et aussi guider le chirurgien pour le choix des implants qui ont déjà été préprogrammés avant, bien sûr, lorsqu'on a fait la greffe osseuse. On a déjà indiqué le choix d'implant, mais malgré tout, on va venir valider nos choix de l'implant si on n'a pas fait, bien sûr, la mise en place des implants en même temps que la greffe osseuse, puisque vous savez que ça se fait. Alors là, vous avez par exemple des comblements osseux qui ont été faits avec du bios et vous voyez que ces comblements sont très confinés, il n'y a pas de problème, ils ont été bien circonscrits, on a le beau cadre convexe qu'on aime avoir au niveau de la muqueuse et très intéressant, vous remarquerez, doit-on faire des grands champs quand on fait le contrôle post-op à 6 mois? Ou est-ce que, finalement, cette fameuse société savante peut se suffire d'un petit champ en contrôle post-opératoire? Parce que, là, finalement, dans toutes les images que je vais vous montrer, on voit qu'il y a un comblement osseux qui a été fait ici avec du bios en petite granulométrie. Est-ce que le petit champ suffit si on a un épaississement muqueux? Qu'en est-il du drainage s'il n'y a pas de complications pendant et s'il n'y a pas de signe clinique? Le chirurgien dentiste, pour l'instant, au niveau des sociétés savantes, on considérait que ce n'était pas une obligation de faire un grand champ lors du contrôle à 4 à 6 mois. Les techniques chirurgicales, vous voyez bien, en fonction des praticiens, changent. Aujourd'hui, sur des cas comblés comme vous pouvez les voir, certains praticiens expérimentés ne vont pas faire de comblement intrasinusien, mais vont faire des techniques de Summers. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous montrer les décisions par rapport à des cas cliniques, mais pour vous montrer des résultats de greffe osseuse. Ici, vous avez un patient qui a été greffé en petite granulométrie sur la gauche de l'écran et en grosse granulométrie sur la droite de l'écran. Le choix de la granulométrie, comme il a été abordé tout à l'heure avec le docteur Hassan, peut être important pour certains praticiens. En ce qui me concerne, je fais la plupart du temps un mélange des deux granulométries. Là, vous voyez qu'on a une bonne condensation, une bonne densification au niveau des sites receveurs et que le patient est tout à fait à même de se faire opérer 4 à 6 mois après le comblement osseux. Ici, vous avez un autre patient qui a été comblé. Alors, ici, il s'agit d'une radio qui a plus de 15 ans. C'est un scanner, pardon, qui a plus de 15 ans. C'était, à l'époque, on faisait des autogreffes, c'est-à-dire qu'on prenait beaucoup de prélèvements ramiques qu'on pouvait mélanger avec le biomatériau. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne ferai plus. Et je vous montre aussi des images qui se faisaient à l'époque. Et puis, ça fait une imagerie qui vous permet de voir des comblements intrasinusiens. Ici, vous avez l'utilisation de biobanques. Le choix du matériau
aujourd'hui, on pourra en discuter si ça vous intéresse. C'était ici un biobank puisque le praticien correspondant m'a demandé de combler au biobank et j'ai utilisé un biobank pour combler cette partie intrasinusienne gauche chez un praticien. Alors, vous voyez, toujours très important, absence de foyer infectieux à proximité du site comblé. C'est important puisque les manifestations infections focales sont importantes et il faut éviter une contamination de la zone greffée. Et là, pareil, vous avez d'autres cas où on essaye finalement d'avoir quand même un comblement controlatéral lorsqu'on fait le décollement intrasinusien. Et quand je dis controlatéral, c'est-à-dire qu'on va chercher vraiment le contact de la paroi nasale externe du sinus pour avoir vraiment cette partie convexe qu'on veut avoir. Là, vous avez des techniques de Summers qui sont contrôlées, qui, bien sûr, aujourd'hui, sont beaucoup plus répandues qu'à l'époque et qui permettent aujourd'hui d'éviter parfois du sinus lift. Toujours, pour reprendre une fameuse phrase qui m'est chère, le respect de l'écologie du patient, c'est-à-dire que si on peut faire un Summers plutôt que faire un sinus lift, dans certains cas, ça permet d'éviter des complications, surtout quand ce sont des sinus lifts à risque. Là, vous avez aussi des techniques de Summers qui ont été faits. Là, ce sont alors des greffes d'os autogènes pariétales qu'on ne fait plus du tout en ce qui nous concerne à l'hôpital Rothschild où j'exerce et où je m'occupe du service d'implantologie. Nous n'avons plus du tout d'indication d'os autogène pariétal au niveau de notre département. Voilà, c'était pour terminer pour ces derniers cas. Je voudrais vous remercier tous pour votre écoute et je vais laisser la parole à notre modérateur préféré, le docteur Othman Bachir. Merci beaucoup Hervé, merci d'avoir fait ce petit tour au panorama entre la radiologie et la clinique, surtout au niveau sinusien et les greffes. Je ne vais pas trop tarder parce que j'ai déjà recensé les questions. Je voudrais remercier le docteur André Lacan, bien sûr, et le docteur Patrick Abitbol, puisque c'est une imagerie qu'on a fait et qu'on a construit à trois. Voilà. Parfait. C'est toujours un travail d'équipe qui paye. Donc, une seule personne ne peut pas faire tout ça. Donc, c'est logique. Donc, j'ai trois questions à vous poser. La première question, elle vient du docteur Mustafa Al-Alami, qui demande par rapport au champ. Est-ce qu'un champ 11 est suffisant? Un champ 11-11. Voilà. Tu as le champ devant, tu as la question devant toi. Voilà. Alors, le problème en radiologie, plus le champ est grand, plus la résolution diminue en qualité d'image. Un champ 11 est-il suffisant? C'est ça la question. Oui. Exact. Alors, à partir du moment où on veut faire un sinus lift aujourd'hui, tu m'entends, Othman? Oui, je t'entends. Vas-y. À partir du moment où on doit voir l'organe en entier, si avec le champ 11-11, il voit le sinus maxillaire, ça sera suffisant. D'accord. Si ça coupe, ça ne suffit pas. Maintenant, lui, il me dit que plus le champ est grand, plus la relation diminue. C'est vrai. Mais attention, il y a des combis de bonne qualité avec des grands champs qui permettent d'avoir les résultats, les informations suffisantes. Parfait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question du monsieur. C'est exactement ça, je pense. Il y a une autre question qui vient Excuse-moi. La question, oui. là, c'est pas de chercher des micro-fissures dedans. Tu vois, j'ai besoin d'avoir une résolution suffisante pour voir la perméabilité mécanique, le sinus. Maintenant, effectivement, la pathologie du sinus, c'est la hauteur d'eau. Mais la résolution que moi j'ai besoin n'est pas la résolution qu'aura besoin un endodontique pour voir des fissures intracanalaires. Parfait. Une question qui vient de Dakar, d'un ami à moi. Et à moi aussi.
Docteur Yahya Farhat. Ah, voilà, tu as tout de suite compris. Donc, c'est le docteur Yahya Farhat qui demande par rapport au septa. Oui. Donc, quelle est la conduite à tenir? Voilà. Alors, bonjour, monsieur Farhat, docteur Farhat. Alors, quand on a un septa, soit c'est un septa qui va aller de part en part, donc de la partie vestibulaire à la partie centrale. On ne peut pas le couper totalement, puisque si on le coupe, on va fracturer et déchirer la membrane de Schneider. Ce qu'on fait, on fait un volet antérieur au septa et postérieur au septa. On fait donc 2 sinus lifts pour le même sinus. Parfait. Donc, on va revenir au Maroc pour une question avant d'aller en Tunisie pour la dernière question. Donc, un confrère au Maroc, il demande, la question qu'il pose, c'est comment évaluer l'épaisseur de la membrane de Schneider? On ne peut pas. C'est impossible. C'est impossible. Malheureusement, quand on va utiliser soit les instruments au piézotome, d'accord, soit alors, encore une fois, je n'ai pas parlé des techniques. Soit le piézotome, soit la fraise boule, soit la fraise diamantée. D'accord. On n'est pas là pour parler de la technique. Je n'ai pas parlé des clés du succès en termes de technique opératoire. J'ai parlé des clés du succès en termes d'indication d'opération. D'accord. La technique, c'est autre chose. En ce qui concerne la technique pour savoir comment sera la membrane de Schneider, tous les chirurgiens qui opèrent savent qu'on peut faire la technique d'usure du volet ou utiliser le piézotome en enlevant le volet, sans enlever le volet, etc. Et quand on enlève le volet ou quand on refoule le volet, on est confronté, même les plus grands chirurgiens, quand ils vont refouler le volet, parfois, la membrane va déchirer au niveau d'un coin. Et même en utilisant la plus grande délicatesse, on peut le déchirer quand on va enlever le volet. Imaginons qu'on ne déchire pas le volet et que la membrane, elle est ultra fine. Au décollement, on risque encore de déchirer. Une membrane fine, on va la découvrir à l'ouverture. Parfait. Okay. Mais il y a pas de technique pour appréhender. S'il en a une, je serais très, très preneur de comment il fait. Parfait. Donc, je vais te poser la dernière question. Elle vient de Tunisie, du docteur Lotfi Ben Atman. Et il pose. Alors, la question, c'est est-ce que tu tiens compte du sens vertical et horizontal en même temps ou tu tiens compte juste du sens vertical en faisant ta greffe osseuse? Alors, la question du docteur Lotfi Ben Atman, c'est ta famille? Non, c'est un ami tunisien, mais bon, on a des similitudes, donc il n'y a aucun souci dans les noms. Alors, moi, je n'ai pas Ben, mais j'ai Othman, donc c'est bon. En fait, je prends le comblement dans le sens horizontal est important, j'en ai parlé tout à l'heure. Il faut bien faire le décollement de la membrane de Schneider jusqu'au côté contralatéral pour permettre une bonne assise du comblement osseux et permettre aussi un optimal de vascularisation par la membrane de Schneider de mon comblement. Il ne faut pas minimiser l'importance du décollement horizontal sur la partie du décollement jusqu'à la partie contralatérale, j'insiste. En ce qui concerne le côté vertical, ça ne sert à rien de combler 25 cm quand on va mettre un implant de 12 à 10 mm. Donc, on sait que c'est l'os qui tient l'implant et pas l'implant qui tient l'os. On va donc combler de manière horizontale jusqu'à la partie contralatérale et en verticale, il faut généralement mettre 2 à 3 mm en plus que la longueur implantaire. Sans oublier qu'en chirurgie, il y a une règle stricte, c'est toujours l'hypercorrection en chirurgie osseuse comme en chirurgie plastique. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le processus inflammatoire va entraîner des diminutions du modèle qu'on a présenté en post-opératoire. Donc, si je dois mettre un implant de 10 mm,
je vais réellement faire un soulèvement de 13 mm. Parfait. Donc, la partie est fondamentale. Donc, je te remercie infiniment, Hervé. C'est vrai que c'est le week-end, mais il y a le confinement qui nous rapproche. Donc, j'espère te voir bientôt au Maroc. Donc, bon week-end et j'espère t'avoir aussi pour les 3 dernières conférences qui sont aussi intéressantes avec nous. Merci beaucoup. Et merci. Ben Azaïs Mohamed. Merci Hervé pour ta participation. C'était brillant comme intervention. J'espère vous voir très très bientôt parmi nous au Maroc. Inch'Allah. Merci à vous tous. Au revoir, messieurs. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, je te cède la parole. Oui, très bien. Très bien. Donc, merci, cher Othman, pour avoir modéré les deux premiers speakers. Donc, on va là accueillir un grand nom. C'est le professeur Angelo Tröedhan d'Autriche, de Vienne, et qui va nous parler d'un grand sujet, les gold standards dans la chirurgie implantologie. On va voir. Hi, Angelo. Hello. Hello, how are you? I send you all my warm greetings from Austria. COVID situation is quite nice here in Austria. Numbers are decreasing, and we are looking forward then that the world can reopen again. Inshallah, we hope so. So yes. You're welcome in our webinar Dental Master Meeting. And I have to present you. I will do it in French. Then I will let you make your presentation. Okay? Okay. Okay. Donc, le professeur Angelo Tröedhan est un professeur visiteur dans l'université d'Alexandria et aussi l'université vénitienne. Et c'est un chirurgien maxillofacial. Il a fait beaucoup de recherches et beaucoup de publications. Il est aussi président of International Academy of Ultrasonic Surgery and Implantology. Et bien sûr, il a animé beaucoup de conférences partout dans le monde. Un grand nom qui nous vient de l'Autriche. Donc, je vous cède la parole, dear Dr. Angelo. Let's go, my friend. Okay. You can share your screen. Oh, I wish you a warm welcome again from Austria. Temperatures are quite nice here. And today's topic is going to be less risk, more success. Medicine and also dentistry develops in the path of time. And today I want to show you the new gold standards when it comes to bone augmentation, general oral surgery, and implant insertion with new methods and with new technology. Before we start with, let's say, the details, I have to once again introduce you and remind you what the basic biological mechanisms are when we deal with jaw bones. Actually, the dental and oral craniomaxillofacial surgery starts with the very basic knowledge of physiology of bone healing, which was demonstrated already by Professor Frost. So, my main profession is maxillofacial surgery, reconstructive surgery. And what you can see here is one of the typical cases I have to deal with every day in my surgery room at my hospital. So what you can see here are multiple fractures of the maxilla and the mandible, and we have to stitch them together and stabilize them with titanium plates and titanium screws. On the other hand, in my private clinic, I do the contrary. I do the reconstruction of the stomatognatic system. As you can see here, we are also dealing with titanium implants, and then we place them in order to place prosthetic treatment on them. So basically, for the organism, from the standpoint of the bone, these are two different medical issues, but it's one universal system of bone healing. And we know this very, very precise, because once you have a trauma on the bone, and it doesn't matter if you drill a hole to insert an implant, or if you do a bone augmentation, or if you just have a fracture, the very first step in every single healing procedure of traumatized bone is the hematoma formation. In the second step, you need, of course, the vascularization, because healing tissue needs a lot of oxygen, more oxygen than a stable organ that is just living in its way. So that means we need the vascularization
to get the collagenous fiber basic texture of the bone. And once the basic collagenous fiber texture is built, then only in the third step, we have the bony callus formation. That means it starts with the calcification of the collagenous fibers. And this is so important to understand that the basic texture of bone is simply collagenous fibers, and only in the third step they are calcified. So in the last step, of course, we have constant bone remodeling once the bone is loaded again with physiological loads. So as a take-home message in general medical knowledge, you always have to remember an injured bone cannot heal without immobilization and a fracture hematoma. Here it comes when PRF steps in, which initializes the vascularization and the periostal-induced bone formation. And just to give you an idea, when we speak about hematoma formation, the perfect is the enemy of the good. And the great deed Professor Schupron did once was replacing the simple mixture of autologous blood that we collect from the surgical side, centrifuge it, and then build PRF. But PRF is only the better hematoma. This we have to understand. And then you will understand that there is no much miracle about PRF. It's only to make the good better. So, as a take-home message, every surgical procedure in maxillary and mandibular bone is an iatrogenic, macroscopic, or microscopic bone fracture, like any accidental bone fracture or bone trauma. The bigger the trauma, the longer and uncertain the healing. What does this mean for our everyday work? The least procedural iatrogenic bone trauma, the faster and more predictable the bone healing is. Also, guided bone regeneration and osseointegration. So, once again, you always have to ask yourself, we are part of the big family of medical disciplines. So when it comes to abdominal surgery and you have to undergo such a surgery, would you choose this one or would you prefer to have a surgery like this? That means minimal invasiveness is the key factor for success in oral surgery and implantology. And we always have to think about our patients. This is one of the typical European patients. It's older men and ladies. They want to enjoy life, but once in a while, little accidents happen. And this is when these patients will come into your office and ask you, please, I don't want to experience anytime anymore an accident like this. This is what we have to deal with every day. So, what is now the scientific evidence? We are going to speak now about a random systematic review and meta-analysis we did back in 2017, asking ourselves to the current state of knowledge, which are the instruments for bone management that fulfill our traumaticity demands best. So for this, we did a systematic review and meta-analysis. It was published back in 2017. You can download it at the International Journal of Oral and Craniofacial Science. Just to give you an oversight about the Prisma flow diagram, what we did at the end, we analyzed 129 studies between 2006 and 2017, dealing with differences. How do burrs act on bone and how do drills act on bone? So what are the disadvantages of drills? Unfortunately, until now, we only had the drills to work on the bone. But of course, we already know since tens of years what the basic drawbacks are when we work on bone with drills and burrs. First of all, we have a heating of bone above 47 degrees centigrade, which is the critical temperature for the osteoblasts. We have enormous procedural bone loss, and we have, of course, also a very high imprecision of bone cut simply by the torque moment that are exerted by the rotating movement. And of course, and this is one of the most important issues in working with rotary instruments on bone, it's a very high risk of soft tissue injuries. But now we have to ask ourselves, the new generation of
bone surgery instruments that were given to us already back in 2005, which were developing in the last 10, 15 years enormously. How do they act on the bone? This is a very critical question. And the simple answer is, if you see a piezoelectric surgical instrument like a piezotome working on bone, it's not that it cuts or drills like a rotary instrument. No, you're utilizing the so-called cavitation effect. And this cavitation effect you can see here. It's not that the instrument itself touches the bone. No, by the oscillations which happen 28,000 to 36,000 times per second, not per minute, per second, you have all small little gas explosions on the top of the tip, and they exert such an enormous pressure that the tissues are separated at their weakest point. That means you don't crush the bone when you want to separate it. No, you just separate it atraumatically. And always in the lower part, you can find all the references that were dealing with the basic evidence on how these instruments act on bone. Once again, you can see here one of our developments. I will introduce it later. It's the transcrestal sinus lift procedure my research group invented. You can see simply by the oscillation, the liquid is adhering to the tip. There is no splurting away of the water, which you find in rotary instruments, which exactly now is so important because in the COVID-19 pandemic, of course, we have to protect ourselves and our patients from this splurting away of water. You can be 100% sure that this won't happen when you use piezotome instruments. And for each instrument, this cavitation effect has to be proven, as you can see in these high-speed shots in the bottom of the line. And now we get to the soft tissue protection. Just imagine you have to do a bone block transfer, and now you get close to the mandible nerve. You see, we work with the same energy with which we cut the bone on the very, very diligent and soft tissue of the eye. And you see, there is no lesion of the cornea here. You cannot disrupt soft tissues with piezotomes, and this is so important. Now you can see without changing the mode or without changing the energy, now when you get to the bone, you see how nicely it cuts and how precisely it cuts. This is so important to understand because once you work very close to the Schneiderian membrane or you work close to the mandibular nerve or to the mantle nerve, this is the decisive point that you may save your patient's sensibility if you protect the nerves. So what are a possible drawback of piezotomes? Well, of course, if you press any of the piezotome instruments very harshly on the nerve, like even if you press your thumb on the nerve, if it's a too long duration, then of course you will hurt the nerve. But if you decrease the flow rate of the rinsing of piezotome instrumentation, then of course also with piezotomes, you can have thermal impairment and heating side effects of piezotome application. So never go below 80 to 70 milliliter of coolant rinse once you work with piezotomes on human bone. But now let's make a comparison between the rotary instruments and the piezotome instrumentation when it comes to procedural bone loss. For this, we made a very simple experiment. The task was to cut out a square of 1 centimeter of bone for autologous bone block transfer. Once we did it with piezotomes, once we did it with microbursts, and we also did it with lasers. And what you can see here, when you cut bone with microbursts compared to piezotomes, you lose almost 50% of the bone you want to transfer to another site, simply by using rotary instruments. And in a lot of cases, you will lose so much bone that the main task to augment the site cannot be fulfilled because the resources in the mandible and in the maxilla for autologous bone block transfer are highly restricted.
Now let's speak about the quality and speed of bone healing. I mean, this is also very interesting because everybody speaks about immediate loading and how we can speed up the healing cycle in our patients. For this, a friend of our research group, Professor Salvador Maris from University of North Carolina, Chapel Hill, undertook some investigations. He was cutting bone with rotary instrument and with piezotomes, and he found out that there is a significant higher bone regeneration rate in sites which were cut with piezotomes than in sites that were cut with rotary instruments. And what's even more important is now we know, okay, it's healing faster, but we always want to know why and how. And this is one of the most important findings when it comes to piezotome surgery, to find out that the osteoblast activity and the osteoblast concentration in the field of healing, once you work with piezotomes, after 7 days, it's more than double time higher than with rotary instruments. After 2 weeks, it's more than 3 times higher than with piezotomes. And even after 56 days, it's still significantly higher with piezotomes than with rotary instruments. And this is the explanation why bone heals faster and more predictable without procedural bone healing loss when you work on bone with piezotomes. It's not something we have to hope anymore. We know this now. Now, let's speak about post-surgical morbidity, pain and swelling. For this already we undertook back in 2009. In 2009, we undertook a randomized clinical trial where we compared the removal of impacted third molars in one patient. It was a split mouth study in every case. On one side, we removed the impacted third molar with rotary instruments. On the other side, with only piezotomes instruments. You can see the surgical tools here for the piezotome. And what we found out was when we take the average pain and swelling rate with rotary instruments as 100%, we are able to reduce pain and swelling events in our patients by more than 50% only when we use piezotomes. And this we measured on the first, second, third, and seventh day after surgery. Of course, this study was criticized because everybody in the scientific world knew these people from the TKW research group are crazy guys. They try to force piezotome surgery, but meanwhile, our study was copied 5 or 6 times, and they all found exactly the same results, not only for impacted third molars, but also for all other oral surgical procedures, including orthodontic surgical procedures. So here you can see all the references that were piled up in the meanwhile. It's just to give you an overview what was published in this field, and you're free, of course, to download from our Academies channel all the lectures and all the papers. So, as a summary of scientific proven properties relevant for the clinician's daily work, we can frankly state, and we know now for sure, evidence-based, that that we have minimal terminal bone necrosis for sure with piezotomes, only if you abuse piezotomes or you just switch off the rinsing. Then, of course, also with piezotomes, you can have terminal side effects. The osteotomy surface, smooth only with piezotomes. Bacterial contamination prevention by not spilling around all the liquid in the room, in the face of the surgeon and in the adjacent tissue areas of the patient, only possible with piezotomes. Improved bone healing, proven for piezotomes. High precision bone cut design, proven for piezotomes when we compare it with rotary instruments. Almost lossless bone cut, you have seen the pictures before, proven for piezotomes. Precise depth control, it depends on the instruments you use, but the precision is much higher with piezotomes than with rotary instruments. Prevention of soft tissue injuries, no questions. With piezotomes, it's almost impossible to hurt soft tissues, but it's not 100% impossible. So you always have to take all my words with a tick of salt.
and significant reduction of post-surgical patient morbidity, simply proven by a lot and multiple scientific studies. So once again, as a take-home message, perfect is the enemy of the good. The history of dentistry shows this is how they did it in the medieval ages. The Egyptians already knew how to do prosthetics. At the beginning of the 19th century, technology was already a little bit more modern, but this is state of the art in the 21st century. That's the state of the art 2020. So we can now for sure state that piezo-dome surgery is the new gold standard in oral surgery. Now, once again, I have to remind you, we have to serve our patients, and we have to serve our patients as best as we can, and we have to treat them in a way that they don't need to interrupt their everyday life too long. And you see, these are once again the patients that will come to visit you the next day in your office because they don't want to endure a situation like this again in any other circumstances. Okay? So, but before we get into the specific topics, I just want to remind you that our patient's individual anatomy is very complex. So once again, as a new state-of-the-art procedure in 2020, we should utilize 3D depiction of our patient's anatomy. We call this the digital imaging and workflow. So just to give you an idea, okay, what this means, when you have a panoramic X-ray, you have a two-dimensional representation. With the third dimension, you can imagine much more and much better how the real situation looks like when you approach the patient, when you do the real surgery at the end. So this is planning in 2D. This was the planning of my clinic in 3D. And of course, with this representation, you can much better imagine how the workflow is going to be when patients enter the clinic and they have to be distributed to the different surgical rooms. Why? We know panoramic X-ray diagnosis only shows a two-dimensional overlay picture, and CBCT reveals pathologies which in a lot of times are unseen in panoramic X-ray. And the most modern devices, CBCT devices like the X-Mind Triumph, allows bone quality determination non-invasively before you start your surgery to determine if immediate implant loading is possible or not. Just to give an idea, this looks like a very simple case, periodontal compromise here, no problem to do some sinus lifting here. But once you see the third dimension, you can see that by the thickening of the Schneiderian membrane and by additional diagnostics here, you can see there is a big cyst. So it's not an easy case. And this is how you can depict in the areas, once you did the sinus lift, for instance, to determine the bone quality to decide upon is immediate implant insertion and immediate loading possible or not. That's just to give an idea that the new state of art in treatment planning in the digital workflow should be always based on CBCTs, especially when it comes to bone augmentation and implant insertion. Okay, so what are the indications for common everyday surgery when we speak about piezo-dome surgery? Of course, that's the entire range, and this is also scientifically proven. We have enough evidence that every single type of these surgeries, when you compare it to rotary instruments, they are more precise, they are more fast, and the healing is more predictable. So we speak about episectomy, cyst surgery, extraction, periodontal surgery, and the removal of impacted teeth. Just to give an idea how situations could look like when you work with rotary instruments, this was an impacted third molar with a big coronary cyst. This is then the situation during the surgery. It's a mass destruction of bone. And of course, the healing is a deficient healing. That means there is not the regular anatomy anymore once the site is healed. And these are mass destructive weapons
which kills bone. Contrary, when we take a very similar case, this is once again a case with an impacted third molar with a big radicular cyst, still vital second molar. Instead of destroying the bone, you just cut a precise bone plate. It's the same way you cut bone plates when you do autologous bone block transfers. Then with the ligament cutters of the piezotomes, you liberate, you cut the periodontal ligament. And in most cases, if you have enough space, you can just gently remove the impacted third molar with a little ejector like this one. And once you're finished with the surgery, and of course, when you take a look at the full video at our YouTube channel, of our Academy's YouTube channel, you can see then the demonstration that this radicular cyst was encircling the mandibular nerve. And of course, using piezotomes, there was no chance of harming the mandibular nerve. Once you're finished, you just put back the bone plate, you reconstruct 100% the anatomy, and this is the situation 6 months after the surgery, an almost completed bone healing. And what is even more important, this tooth stood vital, still vital, because this was the biggest problem of the patient after the surgery, of course, that she felt pain on cold when she was drinking cold water and cold drinks, because we were able to leave this tooth vital. And this is only possible with piezotomes. So when we speak about episectomies, once again, the surgical protocol is a little bit different. Instead of just milling away the bone, which is very, very sensible, especially in the second incisor region, because episectomy is the last chance for the tooth to survive. Of course, in a few years, there will have to be inserted an implant. So we want to reconstruct the anatomy 100%. So we just cut the bone block, bone lossless. We do the episectomy, we will do the retrograde filling, and then we reconstruct the original anatomy. So once the tooth is extracted, you can insert immediately the implant, and you don't have to fear that the apex of the implant comes out here. So this is why we call piezotome ridge preservation. You can see it here. Of course, the traditional way would always be to mill away the bone. This is an ankylosed tooth, an ankylosed root fragment. And I want to point your attention to this area here. This is the buccal alveolar crest. We don't want to remove this, because we know if we remove this, we have an absolute collapse. Of course, in most cases, you will be able to insert the implant simultaneously because there is no bone loss. And if your implant system fits to the size of the extraction site, there would be no problem. But if you decide to do a delayed implantation, then of course, it's vital that this part of the bone stays intact. And of course, this is just for demonstration. Of course, you can do it flapless when you do it on your own patients. Just to give an idea how this looks like in the real life surgery, we have an ankylosed tooth here. Adjacent, there are already 2 implants. And this is how we do it when we use the piezotomes. The problem with piezotomes is, you see, there is no action. With rotary instruments, you have to prepare a flap. Okay, let's say it takes you 1 or 2 minutes to prepare a clear mucoperiostal flap. With piezotomes, you don't have to prepare a mucoperiostal flap. You can just start working right away. But there is no action. There is no bleeding. So for you, it seems to be boring. Okay, it sounds like calculus removal. But actually, it's not. You can see the real time on the left lower corner of the video, and you can already see after 1.5 minutes, you can already see a slight loosening of the tooth. Of course, we want to be 100% precise. We want to cut the periodontal ligament, and we have to clear the ankylosis until we, and of course this is for demonstration reasons, until we can remove the tooth with 2 fingers. And this is what I want to show you. There is no bone loss. You see a clean
periodontal cut, and these are special tips which were designed by my research group for implant insertion. And of course, once again, I have to remind you, remember the cavitation effect. The cavitation effect means you don't remove bone, you just separate the bone. And this is why when you prepare the implant site with piezotome tips, you don't remove the bone like you do with drills. No, you condense the bone, which is very, very important in the maxilla, because actually for the maxilla, you should always drill the hole for the implant undersized, or you do bone condensation to give the implant a much higher primary stability. And you see, once again, there is no bleeding. It's uneventful. To you, it seems it takes such a long time. Actually, you're much faster, like instead of having rotary instruments, you're much faster with piezotomes. And maybe you can see I've got a very, very hard time to insert the implant. And maybe you can see, once you're an experienced implant surgeon, you know how it looks when you have to use a high torque force to insert the implant. I always like to do a occlusal check, because implants nevertheless should always place in the anatomical correct position. Now we do a intrasurgical X-ray, and here you can see the adjacent pre-existent implants, and here the additional implant. Now we just place the cover screw, and at the end, you can see now the sutures. I will now proceed a little bit because we are running a little bit out of time. This is then the situation at the opening, just about three and a half months after the surgery, the placement of the abutment, and then the patient went to his dentist to do the prosthetic treatment. Okay, when we speak about guided bone regeneration, we have issues like vertical alveolar crest splitting, intralift sinus lift, subparietal tunnel technique, mandibular nerve transposition, etc., etc. And I just pick out today two very, very common techniques, which first one is the surgical protocol for the flapless piezotome-enabled crest split and widening technique, which my research group developed. You can see here the surgical protocol. Just to give an idea how this works, this is a case. We have an area here which is high enough above the mandibular nerve, but very, very narrow. We speak about a 1 millimeter wide alveolar crest. This is the situation after surgery, and this is then the prosthetic treatment 3.5 months after the initial surgery. Here you can see the pictures directly from the surgery. The flapless piezotome-enabled crest split comprises of a first initial mesiodistal incision of only the very top of the mucosa of the alveolar crest. You don't prepare mucoperiosteal flaps. Then the 1 millimeter wide alveolar crest top can be seen here. We split this with tips that we designed in cooperation with Acton Company. Then we do an initial widening. What is very important is a buccal relief osteotomy on the mesial and distal end of the osteotomy, and then step by step the widening procedure. And you can see here, the bone is paper thin, but what is the most important part? Remember the first part of this lecture, we are speaking about vital bone because the periosteum is still attached to the bone. Then the implants in most of the cases can be inserted immediately. The space in between is filled with synthetic bone graft. It's a self-hardening synthetic bone graft. It's called EasyGraft. Then we do the wound closure, and after 3.5 months, you can see here now the prosthetic treatment. When we have a radiographic follow-up, this is after 1 year, after 2 years, and this is after 5 years. Another three-dimensional representation, this was the original situation with 1.2 millimeter wide alveolar crest in the upper jaw. This is immediately after the crest split and widening. You can see how precise the widening is. Then the simultaneous implant insertion, then the placement of the bone graft. This is only possible flapless with piezotomes.
We made a comparative randomized clinical trial between autologous bone block grafting and piezo-bone graft split. We presented this 2 years ago at the EAO Congress in Vienna. The results are speaking for themselves. This is the piezo-bone graft split, a pre-surgical width of the alveolar crest, post-surgical width of the alveolar crest, and the procedural bone loss is significantly higher with autologous bone block grafts than with piezo bones. And although the difference between the achieved bone width is not significant in favor of the piezo bones, it's still substantially higher. And of course, when we take once again the pain and swelling ratio for our patients, you can see significant less pain and swelling for our patients. That means also much faster healing. Okay, as the next step, we speak about sinus lift. You've heard the lecture before. And of course, on one hand, we speak about bone grafting materials. On the other hand, we also have to speak about minimal invasiveness when we do sinus lifting. Whenever you detach the mucosa from the bone, and also the sinus membrane is nothing else but a periosteum. The less you cut, the more success. And this is why we developed the transcrestal hydrodynamic intralift system. So instead of detaching the sinus membrane with scratch instruments or balloons, we just detach it by hydrodynamic power. That means hydrodynamic pressure. This was just to give you an idea how it works. Now we will take a look how it looks in the real world. This is the surgical procedure. You open just the booklet flap on top of the alveolar crest. Then you prepare with diamond-coated piezo-bone inserts the access to the sinus floor. You prepare a ventral seat here, and then you detach the sinus membrane by the cavitational forces of the hydrodynamic effect. This is how it looks like in your patient when you do the intralift. This is when the suture is closed, and this is what you can achieve with the intralift system. It's completely comparable to the big, large bone augmentations with lateral approach sinus lift, but just one single 2.85 millimeter diameter hole. This is a clinical case for the intralift. This was the situation before. This is the situation after. One big issue is also that the implant will always be in the center of the augmentation. This is basic physics. Here you can see the picture. This was a surgery for 3 implants. We start the intralift always in one single trepanation site. And this is then the endoscopic view. When you look from inside the sinus, you see here the hydrodynamic forces, the cavitation effect starts to detach the sinus membrane all around the transcrestal approach. And once the pressure has the right height, then puff, the entire sinus floor is detached. And this happens within 5 seconds. And it's more safe than any other sinus lift procedure. Now, of course, you want to know, but how can I check if there is a perforation if I don't have an endoscope? This is very simple. All the water you pump in between the Schneiderian membrane and the base of the bone, once you remove the instrument, all this water flows back again. So you can be 100% sure. And of course, you can also do the Valsalva test. That means you make your patient inhale, then the sinus membrane floats back into the cavity of the sinus. And once the patient exhales, that means the pressure rises in the sinus, then of course the membrane flows back again. So especially in cases where the remaining alveolar crest height is very, very low, you have full control over the entire minimal invasive procedure. Now let's take a look. Then, of course, you plug the bone graft material, the implants are inserted, and this is then the final result. 3 implants inserted by one single transcrestal approach for. 4 for the intralift. So again, 3
We have to serve our patients with minimal invasive procedure. This is another clinical case for the intralift. You see periodontal disease. Teeth have to be extracted. So what did we do? We extracted the teeth, and simultaneously with the extraction, we did a bilateral intralift. And you see, it's always substantial. That means with one single approach of 2.8 millimeters, you can fill the entire sinus floor. Bilateral, without problems for the patients afterwards. Then, of course, since the remaining alveolar crest bond didn't give enough primary stability to the implants, 6 months later, after the intralift, the implants were inserted, and 9 months after the intralift, that means another 3 months for unloaded healing of the implants. We uncovered the implants. We inserted an additional implant in the extraction site of the canine, and then you can see here, this is the final prosthetic treatment result 8 years after the intralift. This was the situation before, and this is the situation the patient is still in right now. Now it's 10 years ago that we did this treatment, and of course, if the patient cleans, this result will be long-term stable. Of course, we also did a randomized clinical trial comparing lateral approach sinus lift with our intralift system. The most important findings were that the perforation rate of the sinus membrane is more than 50% less than with lateral approach. We have only 5% membrane perforations with the intralift, and approximately 15%, and the literature tells us sometimes more, higher percentage with lateral approach sinus lift. We had to abort procedures only in 2.5% of the cases. Double time we had to abort the procedure due to large perforations of the sinus membrane with lateral approach. And of course, the osteotomy time with for the intralift is significantly low and less pain and swelling when you do the intralift procedure compared to lateral approach. Now, at the final stage of this presentation, unfortunately, I had to do it very quick, but you're happily invited to join our Academy's channel for free. Just to give an idea, also subperiosteal mucosa preparation with self-hardening bone graft. We use Easy Graft for the subperiosteal tunnel technique, works best with piezodomes. Here you can see the result after this surgery, after 10 years. Wonderful, stable situation here, and a nice bone margin around the implant without resorption due to the minimal invasive procedure at the beginning. And of course, when we speak about vertical augmentation in the mandible, in the molar region of the mandible, we are facing a lot of problems when we do this with autologous bone blocks. So why not use the innate possibilities of the bone? The only problem we face with the lateral side of the mandible, with the molar side, is this nerve that we might hurt when you drill downwards. So why not transforming this nerve very simply? And you don't have to fear any adverse events if you do the preparation with piezodomes, because you might remember how I put the piezodome, the saw of the piezodome, on the eye of the sheep. There is no chance, if you work correctly, to hurt the nerve. You would never do something like this with rotary instruments. And of course, as a final summary, the piezodome surgery preserves and stimulates the undisturbed action of the endosteum and periosteum by least traumaticity in soft tissues. And this is very important, please always remember this, you're not working like with a rotary tool or with a saw, you're working with a cavitation defect. Piezodome surgery initiates bone healing with the first cut by ultrasonic cavitational stimulation and soft and hard tissue healing. Always remember, when you cut the bone with piezodomes, you have 3-4 times more active osteoblasts in the healing side, which gives you a much more predictable result. And of course, piezodome surgery leads to more than 50% less patient morbidity. This is just a site on our training courses. This one was done in France.
And I just want to show you one very impressive picture. A nice colleague from St. Petersburg in Russia, he just had this piezodome the first time in his life in his hands. It was a very nice periodontology. He was working. This was his first experience with the piezodome on the raw egg model, and see what he did. He peeled off the shell of the entire egg with one single trial. So I just have to switch back here. Just to give an idea who we are, this is the TKW research group. That's me with a little bit more kilos. That's my friend, Professor Andreas Kurek from Germany, Professor Marcel Wainwright from the University of Seville. And of course, we also offer training courses, human cadaver head courses, animal cadaver courses, and practical surgical training at the University of Innsbruck in Austria and at universities in Asia. And you are highly welcome to join us. And if COVID-19 allows, maybe in the future, there will be a chance that I come to see beautiful Morocco and then join you with a hands-on workshop for piezodomes. And just make a screenshot now or just note it down. This is the site of our organization. It's the International Academy of Ultrasonic Surgery and Implantology. You don't need to register. You don't need to pay any fees. All the lectures, also this lecture you've seen here as a webinar, you can find on our education channel, and you find a lot of surgical videos where every surgical procedure with piezodomes is explained step by step. I cordially thank you for your audience, and I hope I wasn't speaking too fast, but I had to give you an oversight what you can do with piezodomes within 45 minutes. And I think I made it right on the dot. Of course, I'm open now for questions. It was a very, very interesting lecture, Professor Troedhan. Thank you very much for sharing all those knowledge with us. I will check some questions if there are some questions here. But I have just a question from my part. Yes. When you use the splitting crests, yes. Do you do it all the time with the flap or flapless? Well, actually, since we developed it, since about 10 years, I do it always completely flapless, because only in a very, very few cases, there might be that the tissue doesn't allow a completely sealed wound closure. In these cases, since I use Professor Shukrun's PRF every day, I just cover the remaining gap with 3 layers of PRF. I do some sutures on top of the PRF, and then I don't have to worry about losing the bone graft material. There are some, like Peter Fairbairn or a Swiss guy, they just left it open because mostly it will heal by secondary intention within 7 to 10 days. But most surgeons want to be on the safe side because, you know, patients after the surgery start to rinse like this. So it might be that the bone graft material then is rinsed like a dry, and then we have a problem like a dry socket syndrome for the crest split socket syndrome. Another question from my side about the intralift technique. Yep. In the case, or you have a perforation of the membrane of the sinus, and using your hydraulic expansion, and do you put just PRF and then you continue and bone graft? What do you? Exactly. I use PRF, so that means when you have a perforation, mostly it happens already at the stage where you do the transcrestal approach with the diamond-coated tips. The problem is that a lot of surgeons that start with piezodome surgery, they use it only on remaining alveolar crest height of 5 or 6 millimeters. So once you have a new instrument, you're starting very, very carefully. You go slow, slow, slow. But every surgeon at a certain point gets impatient. And this is exactly, you have to do it vice versa. You
Of course, you have your measurement in your CBCT. The first, let's say 3-4 millimeters, let's make believe it's 5 millimeters. The first 4 millimeters, you go in fast with a lot of pressure, and only the last millimeter, you're very, very careful. Of course, if you then at the end, you just pop in through the sinus membrane, then you have a perforation. There are two ways to get rid of this problem. Either you just enlarge the mucoperiosteal incision and you do a lateral approach with full visual sight on the surgical side, or you just place either a collagenous membrane, you just fold it like an envelope, you push it in, or in my case, I always use PRF, and then I do again the hydrodynamic procedure, and this then presses up, but you have to be careful. The big advantage is you always should stay on the safe side. That means if you see there is a substantial perforation, with the intralift, it's less trauma than a normal routine tooth extraction. That means you just put back the flap, you do the sutures, and you do it again in 3 months. When you have a lateral approach sinus lift and then you have a complete rupture of the membrane, you cannot even save this with PRF membranes. So, of course, intralift is not a 100% procedure, which is 100% safe. But as you have seen in our randomized clinical trial, we have a perforation rate of only 5%. And in these 5%, if it happens at the beginning, when you are not used to this procedure, then of course it's better to stop the surgery, to close, and then be much faster and much more predictable 3 months after the Schneiderian membrane has healed again. Okay, Dr. Hello, Mohammed. Hello. I don't know where Dr. DOMINGEZ is gone. I'd like to tell you thank you for this nice lecture. I also like a lot the pedo, which is really safe as you are saying. So you are talking about to come back 3 months later after the healing of the Schneiderian membrane. Can we go before 3 months, like 3 weeks or 4 weeks, something like that, or not? Well, it depends. We know from investigations by ENT surgeons, we're in close cooperation with a professor from Charité at the Berlin University, and he was investigating how long does it take if you have a perforation of the sinus membrane after a sinus lift procedure. And he said you're on the safe side after 3 months. Of course, in some cases, when the sinus membrane is healthy, that means the patient is a non-smoker, the patient doesn't live in an area where there's a lot of pollution, then of course the sinus membrane might have regenerated already after 2 months. The problem is the ENTs have a very easy life with this. They have these nice endoscopes, they just put it in and they say, okay, you can do it, or no, you can't do it. We are cooperating now with also with Actium Company, with Shopro Comec, to develop an endoscope for oral surgeons, because the problem with endoscopes is they make life much easier. Professor Engelke from Göttingen is one of the most famous endoscopic sinus lift surgeons on this planet. He does every single sinus lift. He also does intralift, he does sinus lift with lateral approach, but he always does it with visual control by endoscopes. So I hope my research group will be successful in presenting maybe in 1 or 2 years a cheap, let's say an affordable endoscope for the dental surgeon, for the oral surgeon to do all sinus lifting, not only the intralift, with endoscopic control. Thank you. Thank you very much, dear professor. So it was a great pleasure. I hope we will see you soon in Morocco, inshallah. Thank you. I hope so too. Bye-bye. Thank you very much. And many greetings down to Morocco. Bye. Thank you. Thank you. Ça a été coupé tout à l'heure, Mohamed, c'est pour ça. Ah oui, d'accord, je me suis J'ai perdu la connexion. Et j'ai réapparu, voilà. Allez, on va attendre maintenant 2 amis qui viennent et que je vais juste leur dire un petit coucou.
José et Juan, et après, je vais laisser mon ami Mohamed les présenter. Bon, c'est une journée intéressante. Ouais, je trouve que quand même, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Ouais. C'est des gens qui sont assez avancés dans la recherche. Hein. Ça fait plaisir. Donc, nous allons recevoir Dr. Dominguez MOMPELL and Juan Carlos CHAO. They are professors in oral surgery and implantology at JOSÉ, GC. They are clinical professor in periodontics, implantology, and prosthodontics at Alfonso University, a professor in oral surgery and implantology at Alcala University. They are national and international speakers in implantology, in oral implantology and bone grafting. They are exclusive education in implantology and bone reconstruction. They will talk today about bone grafts, splitting bone graft. It should be interesting lecture. Waiting for them. Hello, professors. Hello, everyone. Hola, amigos, ¿qué tal? Bien. Todo en orden. Hace tiempo, ¿eh? Pues encantado de veros con nosotros en Dental Master Meeting. Pues bienvenidos. Voy a dejaros con mi amigo Moheb. Nos veremos después. Parfait. C'est à qui C'est Juan qui va commencer le premier, je pense. Ok, c'est lui qui le dit. J'ai rien compris ce que tu as dit. Non, mais tu parles anglais, il n'y a pas de souci. Okay, so please, Juan, it's for you, the stage for you. I can't wait to listen to your lecture because I'm really interested by the bone graft techniques and all these things. So it's yours. D'accord. En fait, c'est moi qui va commencer. Moi, je vais commencer en français et après, c'est ça. Vous parlez en français. Après, il parle en anglais. Je vais essayer de parler en français. C'est ça qu'on va faire. On va partager les tâches. Au début, ça sera moi. Puis dans 25 minutes, à peu près. Après, ça sera Juan qui va continuer en anglais. Comme ça, on pourra bien arriver à tous les collègues, soit français, soit anglophones. C'est excellent, ça. C'est excellent. Voilà. Donc, ça sera moi qui commence. Bon, on vous écoute. Alors, laissez-moi partager l'écran. C'est ça, Mohamed, c'est vrai? Ouais. Fais voir. Fais voir. Voilà. Ouais. Ici, hop. 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 Alors, ça va y arriver. 2 secondes, ça marche. Super. Vous êtes où en Espagne? Attendez. Ça, c'est parti. Il faut qu'il soit. C'est où? Hop. Ça marche pas. Attendez. Si, on la voit à votre écran là. La photo de matrice, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, mais je ne peux pas. Je ne vois pas. Rien du tout. Je ne peux pas avancer les diapos. Ah, ok. Ah, mais non, attendez. C'est bon, ça marche là. Voilà. En fait, il faut partager tout l'écran. Ouais. Il faut partager tout l'écran, c'est ça? Tout l'écran, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, donc on commence. Moi, je vais parler pendant les 25 minutes à peu près sur la technique de la split bumble technique. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui déjà connaît la technique des coris. Au début, je vais vous dire
moi, je parlais pas français hyper bien, mais quand même, je vais essayer de me faire comprendre. Si jamais il y a une question, n'hésitez pas de la mettre sur la boîte qui est juste à côté. Et à la fin de la présentation, on essayera de la répondre. D'accord? Bon, comme vous voyez, nous sommes à Madrid. Ça, c'est la cité où on travaille, où on habite. Et c'est ça qu'on voulait voir, la cité. Ça fait 50 jours qu'on est en quarantaine. Et bon, depuis 3-4 jours, ça commence à avoir l'air un peu mieux. Mais bon, on verra. D'accord? Bon, je vais commencer à parler sur la biologie de l'os. Parce que quand on parle sur les greffes osseuses, c'est tout ça. Et surtout quand on parle de l'os autogénique, il y a une question qui vient sur la tête de tout le monde. Je suis sûr que vous avez déjà écouté la phrase qui dit « Moi, je n'utilise pas l'os autogénique parce qu'il se ressort. N'importe comment on le fait, ça va se ressorber. » C'est vrai ça? Ça dépend de quoi? Alors, si on va sur les articles, on peut voir qu'il y a des différents sites donneurs comme la crête iliaque, le calvarian, la région rétromolaire. Bon, il y a beaucoup de endroits, de sites donneurs. Et si on voit l'article publié par Caroline Esbordon, il va nous dire que depuis 6 ans, elle a trouvé presque 90% de résorption quand elle utilise la crête iliaque. Et dans ces moments, vous pouvez me dire, bah, écoute, Dr Mompel, Dr Lara, ça c'est parce qu'elle a utilisé l'os de la crête iliaque, qui est un os endochondral, un os très espongieux. Ça c'est pas enduré des différentes forces de la mastication, des forces mécaniques. D'accord, ça marche. On va voir qu'est-ce qui se passe avec un autre type d'os, comme l'os de la calvaria. Et ça, c'est l'article publié par Carinci en 2005 qui fait une comparaison entre l'os de la calvaria et l'os espongieux, l'os de la crête iliaque. Il nous dit qu'au début, la crête iliaque, il va commencer à se ressorber très, très rapidement, très, très vite. C'est-à-dire, dans les 2 premiers mois, on va avoir un 40% de réabsorption, mais il va se revasculariser. Et par contre, la calvaria, la calotte, il va rester sur place pendant les premiers mois, le 10e mois, 4 mois, 5 mois, et après, il va commencer à se réabsorber. Donc, si on voit le graphique, le table qu'on a ici, vous pouvez me dire, bah écoute, c'est impossible d'utiliser l'os autogénique. Ça va se réabsorber n'importe comment, n'importe l'origine. Oui, c'est vrai. L'os autogénique, si on utilise l'os autogénique, on va dire le bloc classique, il va se réabsorber. Mais c'est pas en condition, c'est pas, il se ressort pas en prenant de l'origine, mais pour les caractéristiques. Ça veut dire l'os autogénique, l'os membraneux, l'os de la calvariane, il est très dur, il va rester sur place au début, mais après, comme il ne peut pas se revasculariser, il va devenir résorbé. Par contre, l'os espongieux, l'os de la crête iliaque, c'est tout autour. Ça veut dire il ne peut pas endurer les forces de la mastication, donc il va se résorber très rapidement au début, mais après, quand il se revascularise, il va rester sur place. Donc, comment est-ce qu'on peut ajouter, qu'on peut merger les caractéristiques de les deux types d'os? On a beaucoup d'articles qui vont nous dire la réabsorption osseuse, Esbordon, Carinci, mais on trouve l'article de Lucas Tabola et ce qu'on a publié en 2015, on dit ça qu'on trouve que 10% de la réabsorption en utilisant la technique du Curie, la split bond block technique. Et comment est-ce qu'on fait la technique du Curie? C'est assez facile. On va prélever un bloc d'os, d'où nous sommes dentistes, d'accord? Donc, on va tout faire dans les cabinets, dans les fauteuils dentaires, sous anesthésie locale, d'accord? C'est pas sur l'anesthésie générale. On a beaucoup des amis qu'on a fait des travaux à Maroc, à différents endroits.
et on les fait dans son cabinet, dans les fauteuils que vous avez l'habitude à travailler. On va prélever un bloc d'os de la région rétromolaire. On préfère la région rétromolaire. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la division du bloc de l'os. On cherche deux petites lames très très fines, deux blocs de 1 mm à peu près. Ils vont servir comme des membranes autogéniques revascularisables. Vous voyez là, 1 mm, 0,9, 1,1 mm, très très fin. C'est très dur. Il va protéger l'os spongieux qu'on va mettre à l'intérieur. Et on ne surcorrige pas, on reste à l'intérieur du cadre osseux. Ça veut dire qu'on va restituer la paroi vestibulaire et la paroi palatine qu'on a perdue, comme vous voyez là, et on va mettre l'os particulé, l'os spongieux à l'intérieur. Pourquoi ça? Parce que l'os qui est très dur, l'os membraneux, il va nous protéger l'os endochondral, l'os spongieux qu'on va mettre à l'intérieur. D'accord? Donc, dur à l'extérieur, spongieux à l'intérieur. On va créer, on va dessiner les greffes osseuses idéales, comme vous voyez là. Oui, dans ce moment-là, dit bah écoute, j'ai compris la technique, mais comment est-ce que vous pouvez savoir que ça c'est un os vital? Pourquoi moi je ne peux pas mettre l'os, les blocs d'os comme ça? Parce qu'on fait des histologies sur tous les cas qu'on fait et on voit que dans les petites histologies qu'on prend, on voit les ostéocytes avec les nucléaires qui est pigmenté à l'intérieur. Voilà, et c'est une os vitale mais immature. C'est une os jeune. Vous voyez ici les ostéoblastes, en ligne ostéoblaste dans la périphérie de l'os. C'est l'os vital mais immature, l'os jeune. On va voir des différents cas pour bien illustrer la technique. Comme celui-ci, c'est la mandibule intérieure. C'est un cas assez demandant parce que la mandibule intérieure, c'est pas trop vascularisé. Vous voyez, on n'a qu'1 mm. C'est pas possible de faire un split crée, c'est pas possible de faire des sauts techniques. C'est pas la question de la présentation d'aujourd'hui. On ne va pas faire une discussion sur les avantages des sauts techniques. On va vous montrer comment est-ce qu'on peut gérer les cas comme ça avec la technique de Curie. Donc, on a qu'1 mm, on va prélever un bloc et on va faire quoi? On va faire la division. Et regarde, on va restituer la paroi vestibulaire qu'on a perdue. Vous voyez, c'est qu'1 mm d'os, même moins de 1 mm, ici, tout autour. Et après, on va mettre à l'intérieur, je crois que vous m'écoutez, à l'intérieur, on va mettre l'os spongieux. Voilà, on va restituer ce qu'on a perdu. Regarde l'image ici, on va attendre 16 semaines, 4 mois, quels 4 mois. Et regarde comment ça arrive à voir 4 mois après. Regarde, on a tout rempli, c'est revascularisé. On peut même voit pas même le très fin bloc d'os qu'on avait mis sur les parois vestibulaires. On prend, comme vous voyez là, un bloc avec un trépan pour l'histologie pour bien voir comment c'est l'os vital. Si vous vous souvenez, on n'avait pas qu'1 mm et maintenant on a 7-8 mm. On peut poser les implants dans une position tridimensionnellement correcte et on a la biopsie. Et on peut voir l'ostéocyte vital et aussi la ligne ostéoblastique à la périphérie. Ça veut dire un os vital, mais jeune. Et ici, on a le 4 vis à 6 cas et on peut envoyer les patients sur le collègue qui nous a référé les patients pour l'augmentation. Ça, c'est 2015 et ça, c'est 2019, 4 ans après, et on voit les stabilités du tissu. On a réussi à restituer la curvature à la mandibule intérieure.
On va continuer avec un cas comme celui-ci. C'est un jeune homme qui a eu un traumatisme, il a perdu la centrale, et il a eu une augmentation avec de biomatériel, de membrane et tout ça, et il a perdu tout ça, il s'est infecté, et maintenant, il a même perdu la latérale. On fait l'extraction de la latérale, on s'attend quelques semaines, et regarde comment ça arrive à 3 mois après les extractions. On a un défaut, une atrophie horizontale dans le secteur antérieur, le secteur esthétique. On va faire les mêmes techniques qu'on vient de voir. On va restituer la paroi vestibulaire qu'on a perdue en restant à l'intérieur du cadre osseux. On ne va pas surcorriger pour pas avoir de réabsorption. On ne cherche pas à avoir de réabsorption, on cherche la revascularisation. On ne dit pas surcorrige 40%, parce que quand tu arrives 4 mois après, tu auras 40% moins d'os. Non. Si on reste à l'intérieur du cadre osseux, on va réussir à revasculariser tout ce qu'on met là. C'est ça qu'on fait. Regarde, même 0,7 ici, on va restituer les parois vestibulaires avec de l'os autogénique très très fin, des blocs très très fins. Regarde, les vis, ils sont jusqu'à la tête du vis. C'est important parce qu'après, quand on va rentrer, on va voir combien de réabsorption on a eu. Et maintenant, à l'intérieur, on va mettre quoi? Voilà, l'os autogénique, l'os particulé. Maintenant, on va faire une fermeture dans 2 couches avec un lambeau roté du conjonctif du palais, comme vous voyez là. C'est pas difficile. Comme ça, on a 2 couches. Si jamais on a une déhiscence de la suture, on a une ceinture à sécurité. Ça sera le lambeau roté du palais. Et ça, c'est comment ça revascularise. Et ça, c'est 16 semaines après, 4 mois. Regarde, les vis, ils sont jusqu'à la tête du vis. Donc, on n'a pas eu aucune réabsorption. Et maintenant, on parle avec le prosto et on discute si on place un implant, 2 implants. Finalement, on a décidé de poser 2 implants, mais ils sont des implants étroits, 3,4, 3,0 mm pour bien laisser des espaces entre les 2 implants et aussi l'espace entre l'implant et les parois vestibulaires qu'on a reconstruit. Alors, ça, on pose l'implant, on attend 12 semaines pour l'intégration de l'implant. Et ça, c'est comment Yerson, ça c'est le nom du patient qui arrive chez nous, et comment on l'a 7 mois après. 4 mois pour la reconstruction, pour la revascularisation du greffe, et 3 mois pour l'intégration de l'implant. Ça, c'est la prothèse qui a fait un collègue à nous, le docteur Sophia. Ça, c'est les profils d'émergence. Et ça, c'est, je sais pas si c'est avec les provisoires, il continue à avoir de différents provisoires pour pouvoir bien gérer les tissus mous. D'accord? Des différents cas, comme celui-ci, je ne veux pas vous abriter parce que c'est une reconstruction mandibulaire postérieure, 2-3 mm. Comment on va poser la lame et ici la reconstruction. Voilà. C'est les blocs vestibulaires très très fins, les os spongieux à l'intérieur et après 4 mois, on pose un plan. On fait le 2e étage chirurgical et on arrive à voir les résultats. Comme, ça ne marche pas. On va voir. Comme ça. D'accord, on continue. Parce que dans ces moments, vous pouvez me dire, bah écoute docteur, vous avez montré que des augmentations horizontales. Et moi, avec le membrane en collagène, parfois des PTFE, des trucs comme ça, des PRF, des biomatériaux. Moi, j'arrive à gérer tous les défauts comme ça. Donc, moi, je ne vais pas faire des grèves et tout ça que pour des augmentations horizontales. Ce n'est pas la peine. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de techniques. Vous avez vu les résultats qu'on a eu après 4 mois et 2-3 mois pour l'intégration de les implants. Mais quand on parle de la mandibule postérieure, des augmentations verticales, ça c'est des mots un peu plus grands. Et c'est quoi le plus important dans toute la chirurgie
des augmentations osseuses, c'est les décences de la suture. Si on arrive à bien suturer, si on n'a pas de décence, si on n'a pas de espessures, ça va bien arriver. On va réussir. Si jamais on a une exposition osseuse, on peut avoir une perte partielle ou totale du greffe osseuse. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de types de fermeture. On peut suturer, on peut fermer par couche, comme on a vu dans le cas antérieur. On peut utiliser un lambeau roté du palais, comme vous voyez là. Soit on fait ça, soit on peut faire quoi? C'est quoi la meilleure manière de ne pas fermer, pas ouvrir? Donc, on peut faire un tunnel. On fait qu'une incision verticale et on fait toute la reconstruction à travers d'un tunnel sub-périostique. Voilà, même reconstruction. Pourquoi? Parce que c'est le cheval de bataille de toutes les augmentations osseuses, pas avoir d'exposition. Comme vous voyez, là, on n'a qu'une seule incision qui est ailleurs du site à régénérer. Le tunnel, c'est pas nouvelle. Il y a beaucoup d'articles publiés. Il a été inventé. Il a été publié par première fois par Kent en 1983. Donc, bon, c'est pas une nouvelle approche, mais il y a beaucoup de auteurs, de collègues qui sont publiés de différentes techniques à travers d'un tunnel. Et c'est Lucas et nous, en 2015, qui a publié 50 cas dans la reconstruction mandibulaire postérieure en utilisant la technique qu'on vient de vous montrer, qu'on va vous montrer tout de suite, en utilisant un tunnel. Comme un cas que vous voyez ici. Au début, quand on voit un mandibule comme ça, la première option, c'est les implants courts. Il marche très, très bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait les scanners? Vous pouvez dire, on peut faire un split. On peut parler pourquoi oui, pourquoi non. Dans ces cas ici, on ne voulait pas faire un split. La corticale linguale n'était pas très forte, donc on a décidé de faire une augmentation. Et regarde, si on pose un implant court, on va dire, ça c'est les nerfs, on laisse 1 mm et demi, 2 mm, ça c'est un implant de 7 mm et demi. Ça veut dire 50% de l'implant, c'est dehors l'os. Et si on pose un implant de 10 mm, 10.5, ça c'est un meilleur horizon de 10.5, on veut dire 95% de l'implant, il va être il va être dehors l'os. Donc, on va faire la même technique. En incision verticale, on fait un tunnel, on va mettre sur, dans le côté cristal, un bloc de bloc os très très fin, 1 mm. On va poser l'os particulier à l'intérieur, on va bien compacter et après, on va poser l'autre bloc d'os, très fin bloc d'os, sur les côtés vestibulaires. Voyez, on a le bloc cristal, les blocs vestibulaires. Regarde, on peut voir toutes les parties de le greffe qu'on vient de faire. On va attendre 4 mois, 16 semaines. Et après ces semaines, c'est ça qu'on arrive à voir. Ça, c'est l'os. Il y a beaucoup de fois quand on fait des augmentations avec des PTF, des collagènes et tout ça, on attend 9-10 mois. Et quand on arrive et on réouvre et on lève les vis et tout ça, et on décolle les périostes, l'os qu'on trouve, c'est un os un peu immature, très, très immature, et qui est pas dur. Celui-ci, c'est un os dur, qu'on peut même voir le différent. Oui, parfois un tout petit peu ici, mais normalement, on ne voit pas les différentes parts de l'os qu'on avait greffé. Ça fait 4 mois. On prend les biopsies, comme on fait dans presque tous les cas, pour bien analyser. Et qu'est-ce qu'on a fait ici? L'approche, l'abordage pour poser les implants a été en vestibuloplastie du cas changeant. D'accord? Pour bien gérer les tissus mous. Les tissus mous, c'est absolument fondamental à l'heure de faire du traitement implanto. D'accord? C'est imprescindible. C'est très, très important. Il faut tissu mou, tissu attaché, soit kératinisé, soit attaché autour des implants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait un défaut comme ça.
Et maintenant, on a réussi à restablir. Et la prise de l'os, c'est où on a prélevé l'os. Ça s'est bien cicatrisé et on ne peut même pas dire c'est où l'os greffé il se trouve. Maintenant, il faut parler avec la patiente pour faire l'autre côté. Et un dernier cas, je suis en temps, oui, c'est 20 minutes, c'est celui-ci. C'est les mêmes choses. On va faire le tunnel, incision verticale, tunnel supériostique. On va poser un bloc ici sur la crête et l'autre sur les côtés vestibulaires. On ne peut pas poser des implants courts ici. Regarde, on a que 2-3 mm. On a 2-3 mm. Donc, on ne peut pas poser les implants courts. C'est un jeune dame, 35 ans. Il avait dit, on enlève tout, on peut poser un olon fort. Elle a dit, bah non, je ne veux pas perdre tous mes dents. Donc, on va faire la technique qu'on vient de voir. Un bloc sur la crête, l'os spongieux à l'intérieur et un autre bloc très, très fin dans les côtés vestibulaires. On attend 16 semaines, 4 mois, et ça, c'est les résultats. Regarde comment ça, on continue à avoir les vis de fixation, du greffe, mais regarde, on ne met pas à voir la différence entre l'os natif et l'os greffé. Et regarde ici, si on enlève le vis, il y a beaucoup de monde qui ne peut pas nous dire que ça a été ça fait 4 mois, ça a été un défaut de 7, 8, 9 mm. On fait les vestibuloplasties du cas-changeant pour gérer les tissus mous et regarde, on voit rien du tout, même un tout petit peu ici, dans les côtés distals, mais même les vis messiales dans le bloc vestibulaire, il a commencé à devenir couvert par l'os qui était en train de se former. Ça veut dire que ça, c'est un os vital. Même ça, on prend le biopsie, regarde, on ne voit pas la transition entre les blocs qu'on avait mis sur la crête et l'os qu'on avait mis sur les vestibules. On pose des implants et on fait les contrôles radiologiques. Ça, c'était au début. C'était après 4 mois de la reconstruction. Et regarde maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de monde que je sais qui vont nous demander, bah écoute, vous savez poser un bloc sur la crête, un bloc sur les vestibules, et qu'est-ce qui se passe sur les côtés linguels? Regarde ici. On n'a rien mis sur les côtés linguels et on a un parois lingual même plus fort que la parois vestibulaire où on avait mis le bloc. Pourquoi ça? Parce qu'on n'a pas décollé les périostes. Le potentiel ostogénique du périos reste 100% disponible. C'est pour ça que, regarde, on n'a pas de sensation sur les sites à reconstruire. Regarde ici comment ça marche. On attend 3 mois pour l'intégration de implants et ça, c'est la prothèse. D'accord? Ça, c'est un cas depuis 6 ans. Toute l'expérience qu'on a, on l'a publié dans l'International Journal of Oral Maxillofacial Surgery. On a fait une publication sur 50 cas. On fait ça, la technique on vient de vous montrer, en utilisation du tunnel avec un suivi jusqu'aux 5 ans. D'accord? Et on peut dire que ça, c'est une technique sécure, et stable et prédicible. Ça veut dire que des mains assez traînées, assez avec une formation similaire, en suivant un protocole, ils vont avoir les mêmes résultats qu'on a eu. Ils vont réussir à faire la technique. Ça, c'est des sciences. D'accord? Ça sera Juan qui va vous montrer après aussi. Toutes les techniques qu'on vient de vous montrer, c'est qu'il y a une conférence de 25 minutes et après Juan, il va la faire de grands défauts osseuses en anglais parce qu'on voulait arriver à tous les collègues, soit francophones, soit anglophones. Ça, c'est un cours qu'on va faire dans un site 7-8 jours, le 9-10 mai. En faisant toutes les techniques, ça sera online parce que tout le Covid et tout ça, on a arrêté les formations présentielles qu'on avait au Maroc avec les défauts du docteur Benassis, qu'on avait ici, tous les tâches cliniques, tous les formations, on avait des cadavres,
les chirurgies là qu'on avait dans le centre d'entraînement qu'on a ici à Madrid, et on va faire live online. Live, ça veut dire qu'on va être là. D'accord, on va être là, on va répondre toutes les questions comme c'est un événement live, comme c'est qu'on vient de faire. Et on va partager toutes les techniques, tous les types, tous les protocoles avec vous de comment faire les soft tissue, les cassants, les lambeaux rotés du palais, de rotation du palais, les mèches en titanium, les grilles en titanium, membranes en titane, et après, surtout, comment prélever un bloc, un peu plus de l'histologie, des augmentations horizontales, verticales, et tout ça. D'accord? Donc, ça, c'est les websites. Si vous avez le téléphone, avec les caméras, vous posez les caméras sur l'écran, il va vous directement ouvrir toutes les informations, tous les websites où vous pouvez aussi trouver beaucoup de cas cliniques en faisant des différentes techniques. Donc, prendre le téléphone, avec les caméras sur l'écran, il ne faut pas prendre des photos, ouvrir les caméras et ça va y aller. Donc, voilà, ça c'est à peu près la présentation. Donc, moi, je vais fermer ici. Bon, je vais laisser de partager l'écran. Je vais voir. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous laisser avec mon collègue, Dr. Lara, qui va vous parler de différents cas en utilisant la même technique. Donc, et ça sera en anglais. Comme ça, on arrive à tous les anglophones. So, Juan, ready when you are. I give you the stage. And I think I adjust the time, 25 minutes. You have your 25 minutes. So, ready when you are. Thank you so much, Jose. How are you doing all? It's a great pleasure to be with you. Well, let's just continue with this presentation. As Pepo showed you the technique, I'm going to just go through that part, and I'm going not to go back to the biology or the why we are using these thin bone blades, and let's go straight to the clinical cases. So let me see if I can share my screen. How can I share the screen here? I think that Juan, at the bottom. Yes, I am sharing already. I think maybe Benasaid has to. Now. Okay. Now, can you see it now? No. Now, Juan. Second. Now, perfectly well. Okay. So, let's go for. Let me take this out. 1 second. Okay. Now. Okay. Let's go for severe defects in oral implantology. Okay. Well, as you already know, I am Juan Lara, Jose MOMPELL. We are a team. We are working together and doing these cases and these formations together. And well, let's start with the clinical cases that we are going to see every day in our daily office, because more and more we are seeing cases of implant loss, big atrophies, and we don't have anymore many patients that is the easy implant in the first molar mandibular. Lately, all these cases are getting complicated, and we need to have more tools to fix these cases. Also, the patient expectancies are even better. They want more aesthetics, more natural. So I think we are getting into a point that we have to be really, really specialized to solve these kind of cases. So let's go straight for the clinical cases. And all of these cases you're going to see are vertical. They are not horizontal. Remember, vertical is when we don't have either a buccal plate or palatal plate. And horizontal are when we miss one of them. Is we have the palatal plate but not the buccal, or we have the buccal but not the palatal. So, for example, this case is a maxillary
left defect, as you can see there in the first molar. And well, I think we all agree that that teeth needs to be extracted. But what about the second molar? Do we need to extract it? Well, if we want to reconstruct that defect from bone peak to bone peak, we must extract that second molar and reconstruct in betweens of same bone. We need pure bone, and we cannot reconstruct all over roots. So we have to remove that second molar. And this is what it looks like the situation after 3 months. We don't have bone at all. Almost all the implant is going to be inserted in our graft, as you can see there. If we take a look to the CBCT, here we can see the palatal bone, but the alveolar process is absolutely missing. There is none. So we need to reconstruct all that part. How are we going to do that? Well, same technique that Jose was explaining to you. This is the situation inside the oral cavity, and we are going to approach with a really safe approach, which is tunnel approach, like Jose showed you. Why are we using tunnels? Because tunnels have zero distance. There is no wound exposure at all. And the blood supply from the periosteum is intact, is 100%. So we are using in these big reconstructions always tunnel. We have to do one incision. This one might look like we did it horizontal, but it's vertical. We just move the flap to the distal. And look at this. We have a vertical incision that is 1 centimeter more or less defect that we are going to graft, and we are going to harvest a bone block. We are going to split the bone block in 2 thin bone blades. Why? As Pepo told you, is because the biology, the vascularization of the thin bone blades is much better. We are following Professor Fuad Curie principles. So we split this bone block and have 2 thin bone blades. We are going to place one of the thin bone blades crestally, and we are going to fill the gap with autogenous particulated bone. Okay? We only use autogenous bone with these big reconstructions. Now we have to use the other thin bone blade to place it in the buccal. We are going to place another thin bone blade in the buccal and fix it with screws, as you can see there. Suture is really easy. It's just 2 or 3 stitches. There is no tension at all. Where is there is no tension? Because our bone graft is away from our incision. So we don't need to cut the periosteum. We don't need to do mattress stitches at all. We just need to do 3, 4, 5 simple stitches, and that is more than enough. This is the situation in the X-ray after 4 months after we place our bone graft. We are waiting 4 months, 16 weeks to place the implants, only that. Why? Because with this technique, we only need to wait that amount of time, which is really, really little. And this is the situation 4 months later. Okay, let's go and see what we have there. Remember that we only have a big defect of more or less 9-10 millimeters. Let's go to see what happened now. As you can see, the buccal bone blade remodeled and got attached to the maxilla. Is one piece now, and the crestal bone blade now is attached to the buccal bone blade. Looks pretty good. It looks pretty good. It's the close-up picture. You can see that the bone is bleeding. It's not like these old bone blocks that you used to place, that they were white when we re-enter some months later. These ones are, they have vessels, they have vascularization. And let's go and place the implants. Look at that. We have a quite big amount of bone there, and we can place our implants like if an irregular bone was. So we just take with our trephine board, as Jose was telling you. We always take biopsies of this bone graft to have pathologists, to have the study of the pathologist to see which kind of bone do we have. And we place our 2 implants. That is, we place 2 implants. We always place 2 implants when we don't have any molars.
And this is the situations after 3 months of placing the implants. We are waiting only 3 months, like a regular implant, when placing these implants in these big bone grafts. So 3 months later, this is the situation. As you can see now, we have straight line in between the bone peaks that we have. We recover all that bone that we lost because of the periodontitis of that molar, and we are going to do the second stage surgery. This is the situation in the oral cavity, as you can see, and we don't need to make a big flap to do the second stage surgery, just a small flap, just to look a little bit and check that we have bones surrounding our implants. You can see we have more bones surrounding our implants, still there. We didn't have resorption, and this is the picture, occlusal picture. We can see that the bone, we have bone in the buccal, we have bone in the palatal, distal and mesial, there's bone all around our implants, and we just closure our second stage surgery. We move that keratinous tissue to the buccal to achieve more keratinous tissue in the buccal. Also, it's very important to have keratinous tissue in every part of the implant, not only in the lingual or only in the palatal, in the buccal. We need all around. And this is the X-ray right before doing the second stage surgery. Look at that bone. And this is how it looked like in 2016 and in 2019. As you can see there, we have bone, we didn't have resorption, and it looks pretty good. So 3 years follow-up still there, and it's stable. And it doesn't look like strange, it just looks like a normal maxilla. If I would see this picture, I wouldn't know if we have a bone graft there or we don't. Okay, following these defects, we want to introduce you, because we are using a lot of Curie technique, but we are mixing sometimes this technique with titanium mesh techniques. Why? Because there are some patients that, because of conditions that they have, we do not want to harvest a bone block. Maybe they are not young patients, or they have whatever illness they have, and or maybe the mandible is really thin, or maybe the nerve is too buccal, but we do not want to harvest a bone block. So we are copying the Curie technique and doing it with titanium meshes. Look at this defect. This defect is a vertical defect, although we have a little bridge of bone in the middle, but there is a communication defect also. We can see from the buccal to the palatal, we can see the periostotome there, and we are going to do Curie technique, but with titanium meshes. Same philosophy, but instead of using the bone blocks, we are going to use these meshes. We are going to place one of the meshes in the palatal, same way we would do with a Curie technique. We would place a thin bone blade in the palatal. We are going to rotate a palatal flap, because we are not doing this case through a tunnel, because it wasn't a really big defect, but we want to assure a 2-layer closure. So we are going to perform a palatal flap, connective palatal flap, and rotate it to have a double layer closure. First is the palatal connective flap, which is not a graft, it's a flap, and the second is the mucosal flap. So we have 2 protections, 2 seat belts for our graft. So we place our bone in the palatal, and are we going to place the implant? We are placing implants when we can achieve primary stability, and also when we can place the implant in the correct 3D, 3-dimensional position. So can we place the implant in this position here? Well, the distal implant, we already placed it, as you can see. And the other one, yes, we can do it, but we need a long implant to achieve the stability, the primary stability in the apical part. So we are going to graft with more autogenous bone graft also in the buccal. Where did we achieve all this bone, particularly bone? We safe scraper, as you can see in the right part of the picture. We safe scraper all that bone from the maxilla with a safe scraper, and we just put it there. We are not opening other surgical fields in the patient. We are not going to the mandible. We are just having one surgical place, and we are placing the other titanium mesh. Okay,
Now the reconstruction ends, and we just have to closure. We said that we closure in a double layer flap. We're going to see that now. Look at this picture. We can see perfectly well the titanium mesh in the buccal, the titanium mesh in the palatal, and the implants placed with all the bone graft. We just rotate our rotate the palatal flap to act like a seatbelt to protect our bone graft, and now the other mucosal flap. Okay, let's see what happens now. This is the situation 4 months later. We are waiting 4 months also with titanium meshes. Why? Because we are just copying Curie technique and doing it with titanium meshes. So we open, we are going to preserve the papillas, and look at that bone. I mean, we didn't have bone at all in the mesial implant. Remember, we could see all the threads exposed. Well, now all of them are covered, and we can just do the second stage surgery. Although we are going to take a look to the palatal side to see what happened. Look at that. Remember that we have a communication in between the buccal and the palatal? Now we don't have a communication. We have bone in the palatal and also in the back, all around. So that is the situation. We like to graft also the soft tissue, and in these cases, to achieve more thickness of soft tissue is always recommended. So we just place little connective tissue graft in the mesial implant because it was the steady one, and we are going to suture and send this case to the prosthodontic. Okay, let's continue with more big defects. This young lady, as you can see there, she had placed implants in the lower mandible, as you can see, and well, after some years, like 3-4 years later, she comes to our office, and this is the situation. This lady is young, and she's 30-something years old, and well, you can see that the situation is really bad. We have implant exposed, the implants are really dirty, we have sores with the soft tissues, really, really bad. We do not have bone. We have also lost the big bone peaks mesial to the both teeth in the surroundings. So we have to extract these implants. How are we going to extract it? We always try our first option with a extraction system, but sometimes it's not possible. We are going to see that now. Look at this picture. As you can see, the Wharton conduits are right there in the crystal next to the implants, and the right conduit of Wharton is getting an infection because of all the dirty of the implant is going retrograde, is going from the end of the conduit to the inside, infecting it because the position is too crystal. So we also want to move that conduit to the lingual. So we try to extract this implant with extraction system, and both of them broke. Why? Because the menton, the chin, as you know already, is really dense, is really cortical, and when you have really long implants like these ones that they were 15 millimeters, the torque forces are so high that they can break. In this case, both of them broke. So we have to extract the implants with a trephine, the broken implant, with a trephine burr. Okay, this is the situation now. Situation is getting worse little by little. We decided to extract also the teeth in the sides because we didn't have bone picks, and as we said in the first case, we need bone picks to reconstruct this, to put our bone and reconstruct from bone pick to bone pick. So look now, that is 15 millimeters defect with the proof. Well, first thing we are going to do is wait. We are not going to harvest at the same time. The tissues were inflamed, the tissues were swelling, and we are going to wait. So, okay, we suture and we wait. Let's see how it is. The implant, look at that, is a 13 millimeter implant, one piece, because we have two pieces of the implant because they broke, and 2-3 millimeters more the other piece that you can see up there. And this is the bone defect 3 months later.
well, this is a disaster for a young lady. Imagine this, for a young lady, 30-something years old, this situation with that big defect. What can we do now? Okay, we were thinking, which approach should we use? If we use a crustal approach, the chances of having an exposure, they're going to be really high, really high. And we also would have our Wharton conduits crystally again. And we do not want that. So we modified and we are following other protocols. As you know, we are not using the open approach protocols in some defects. We are going to other kind of approaches like this one. This is an horizontal tunnel. We also wanted to avoid crystal incisions, to avoid that nightmares of having bone dehiscence and graft exposures. And we are going just to do the tunnel from the front of the vestibule and go that way up to the crest. We harvest a bone block from the retumor area. We split it always because we want the biology to work. We don't want very dense bone blocks. We were really thin that they might have an opportunity to revascularize. And we are going to place one crystal and fill it with autogenous, all autogenous bone. And what are we going to do now? We're going to place the two thin bone blades in the buccal, that way. We fill all the defect down there inside the implant socket and finish the reconstruction like that. Okay, we now just have to suture. We suture our flap, and this is the situation 3 months later. No, sorry, this is the situation 3 weeks later. We're still having stitches there. Look at that, it's beautiful. We don't have soft tissue, wood soft tissue, but we have bone now. Okay, let's wait and let the biology do its work. Okay, this is the situation 3 months later, now it is, and we now have bone. Perfect. Okay, now that we have bone, we are going to place the implants. We like to leave the soft tissue to the end, usually in most cases. We will see some exceptions, but most cases, look at that. That is the beautiful bone we have created. The bone remodel now is round and is attached to the mandible. I mean, it's one piece. It's one piece. As you can see in the edges of the graft, get remodel and get attached to the mandible bone is one piece all. So place 3 implants. Why 3 implants? Because it was a five teeth defect. Okay, we have lost the 4 incisors and 1 canine. So we placed 3 implants, 3.4 millimeter diameter, and this is the situation 3 months later. Okay, at this point we have bone, we have the implants, and now what we need is the soft tissue. We need keratinized tissue. If we don't do anything to that soft tissue, we are going to have resorption in long term and probably pain for the patient. So we need our seatbelt, which is the keratinized attached tissue. To achieve this, we are going to perform a free gingival graft and well, just leave a periosteum bed and place our free gingival graft on it. We are going to wait 1 month after this surgery, and this is how it looks like now. Now we have the bone, the implants, and the soft tissue keratinized. So at the moment of doing the second stage surgery, we are going to see this. Look at this. I mean, the implants are buried there inside the bone. Bone grew over the implants, and we have bone all over our implants. Now, with the soft tissue, we are going to increase thickness. At the same time, we are going the second stage surgery, so the patient only is going to have 1 surgery for this. And we are going to place a connective tissue graft. We are going to harvest this connective tissue graft with the envelope technique, so it's not painful at all for the patient. And
place our healing caps surrounded by connective tissue graft. Why surrounded? Because it's the same thing we were saying before. We want the soft tissue to be around our implants. We don't want the soft tissue to be only in the back. It's nonsense. We need the implant to be protected all around 360 degrees. So that is the situation before suturing. We have the 3 implants surrounded with connective tissue graft, and we suture our flap. Okay. Why are we doing that? Because sometimes when performing a free gingival graft, the tissue is really thin. It's keratinized, but it's really thin. So if it's less than 3 millimeters and following the articles of Linky Vicious, we need at least 3 millimeters to avoid resorption. We are going to increase this connective tissue, the thickness of the tissue with the connective tissue graft. So this is the situation 1 month later. Look at that. Even one implant got buried from the soft tissue, and this is how it was before. Remember that huge bone defect and how it looked like now. Okay. Now we have to send the patient. Unfortunately, we don't have the patient pictures of the prosthesis yet, but we will have soon. But the situation now is really better. It's really good. And let's case, because I only have 8 minutes, we're going to see this defect. It's a maxillar defect. This patient has a traumatism, and they did a colleague at the GBR. The GBR got exposed. Another colleague did a bone block. The bone block got exposed, and the patient sent us, he took a picture of the second exposure, of the bone block exposure, and sent us this picture. So I'm going to go a little bit faster because they are telling me I don't have much time. So this is the situation. Look at the defect. Look at the soft tissue is really bad. The soft tissue is attached to the palatal. This is the X-ray. We could place short implants. Maybe we could place a 7 millimeter implant, but we will have a 25 millimeters crown length, which is really big. So we have this paper published about severe defects in maxilla, and we decided to use the Curie technique. But which approach shall we use? Because this patient has already 2 bone exposure. Okay, we are going to go to the tunnel approach. We do not want to repeat the approach, the crystal approach. This is the paper Jose showed us before. We have 50 cases here with tunnel approach in posterior mandible, and we are going to do our tunnel. As you can see there, we do 2 incisions distal mesial to both canines and do a superiostical approach. We harvest a bone block, divide it, split it into thin bone blades, and place one of them crystally through the tunnel, and the 2, well, we have another one, but we are going to divide it in 2 again and place it backally, 1 in each side. That is our reconstruction. As you can see there, we have a little bit of exposure of the root in the buccal, but not in the mesial, so our bone block is touching the mesial bone peak, and we are going to place a connective tissue graft at the same time to avoid future recessions. So this is the connective tissue graft placed right under the incision and the suture. We just have to wait now. Okay, 4 months later, this is the situation. You can see there is a lot of tension, but we don't have exposures. Before doing our implants placement, we wanted to have better soft tissue, because with that tension, we would have an exposure. Even if we do it now, the implant placement, we would have an exposure now because the tension is really high. So we are going to place a gingival graft again. This is the gingival graft, which, take a look, we place it only crystally, not buccal, because we didn't have that much. This is the buccal aspect. Well, this is 3 months later, that soft tissue that we have crystally, and we are not going to place our implants. We had 7 millimeters, 7.9, we have now 14 millimeters. And this is the CBCT. Look, take a look to the right part where we
can see the bone that we have now. And we are going to place our implants. Crestal incision, we prefer placing 2 implants in the centrals for 4 incisors missing, following Xavier, Vela, and Rodriguez articles. We take our biopsy, we check our bone is vital, and there we have the 2 implants placed. Okay, now second stage surgery, we are going to achieve full of vestibule. We are going to repeat, we are going to do another gingival graft because we want also keratin tissue in the buccal. And this is the situation 3 weeks later. Okay, let's see how we finish the case. Mucogingival joint before and the situation after. Now we have bone, we have implants, and we have soft tissue. This is how it used to look like before and how it looks like now. This is a picture the patient sent us from his country because he's not from Spain. So we are following him, pictures and colleagues' x-rays. This is the course Pepe was telling you, Jose. This weekend, we are going to show you all this technique. How are you doing these techniques step by step? This kind of cases, if you have a phone, take a picture to the QR code, previous and post. Also titanium meshes. How are we using these titanium meshes? Thank you for seeing this presentation. This job, we did it 2 people, Jose and me. So I don't know how to, now. Okay. Thank you, doctors, for this nice presentations. Merci beaucoup. With pleasure. Nice cases and nice results. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, we have here some questions. It's in French. Dr. Hassan Rami. Comment vous arrivez à gérer les vis du côté distal lors de la technique de tunnelisation? Alors, les vis du côté distal, il faut dire que les tunnels, si on fait une incision un peu plus longue, un peu plus large, on peut bien aller vers le côté basal de la mandibule. Donc, les tunnels, il va nous donner beaucoup d'espace. Et c'est très, il a beaucoup d'élasticité. Donc, il n'y a pas aucun souci à les mettre. Normalement, moi, je travaille tout à partir de l'incision mesiale. Mon collègue Juan, il a des fois qu'il préfère poser les vis distales à travers de l'incision distale du tunnel. D'accord? Mais normalement, les tunnels, c'est assez élastique, donc il a aucun problème. Ok, une dernière question de M. Khaled Sadiq. Bonjour, Dr. Mompel. L'os spongieux que vous mettez dans le couloir, est-ce que vous avez broyé l'excès que vous avez râpé de l'os et est-ce que vous mélangez 50% avec bios? Merci. C'est l'os autogénique. Soit on prend un râpe à os et on râpe un peu le site donaire, le bord du site donaire. Soit on utilise le râpe à os sur le site qu'on va poser le greffe, comme ça il va saigner un peu, mais c'est l'os autogénique. On peut aussi faire le bloc un peu plus fin en râpant le bloc autogénique, mais c'est l'os autogénique, 100%. Il n'y a pas de biomatériel dans la technique comme vient de vous montrer. Great. Well, doctors, thank you for this nice presentations. It was a pleasure to hear that and impressive results. Thank you. Thank you. Guys. See you on Saturday and Sunday. See you. Thank you. Bye-bye. Now we are. Alors, comment vas-tu, Ahmed? Ça va très bien. On va passer à Dr. Yang. Je vais juste passer à Ethan parce qu'il va lui dire bonjour. On t'entend pas là. Bonjour. 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 Bonjour Thomas. Ça va bien?
Très bien, et toi, tu vas bien? Oui, oui, je parle français. Oui, il parle français. Ça va être en français, c'est ça le scoop d'aujourd'hui. Quelqu'un de Harvard qui va parler français. Ah, ça va être en français, ok. Je suis canadien, mais oui, je vais parler français. Okay. Donc, Thomas, je te dis bienvenue sur cet webinaire. Je te remercie infiniment d'avoir accepté. Donc, c'est pas moi le modérateur, c'est le Dr Mohamed Mohamed qui est le modérateur et c'est lui qui va s'occuper de cette séance-là. Donc, c'est à vous deux. OK? OK, parfait. Et merci beaucoup de m'avoir invité à donner cette présentation. Je suis très content de participer aujourd'hui. So Dr. Thomas Nguyen is Director of Periodontology at Harvard School of Dental Medicine. He received his doctorate of dental medicine from University of Montreal. Dr. Nguyen subsequently completed an AEGD residency at the Eastman Institute of Oral Health and an MC in craniofacial tissue engineering at McGill University, and his training in periodontology at the University of Minnesota. Dr. Nguyen is board certified in periodontology and implant surgery, a fellow of the Royal College of Dentistry Canada, and a fellow of the International Team for Oral Implantology. He maintains a clinical practice focused in periodontology and implant surgery at the Harvard Dental Center. Welcome, Dr. Thomas. You will put us, on va parler en français. On va parler aujourd'hui sur les péri-implantites, c'est ça? Oui, traitement des maladies péri-implantaires et les complications. C'est très, très intéressant. Je pense que c'est un problème qui va devenir de plus en plus récurrent vu le nombre d'augmentations dans le nombre d'implants qu'on pose dans le monde. Je pense que ça va être de plus en plus récurrent, ça. Oui, tout à fait. Je n'ai pas vraiment la solution à tous les problèmes et je vais vous présenter les évidences disponibles présentement et qu'est-ce qu'on peut faire. Super. Le stage est à vous et on vous écoute attentivement. Parfait. Share. OK. Donc, vous voyez mon écran? Oui. OK. Parfait. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis professeur et directeur en parodontie à l'Université Harvard. Vous avez fait une très belle introduction. J'ai d'habitude une slide dans ma présentation qui parle un peu de mon cheminement. Donc, je suis d'origine vietnamienne, comme vous pouvez voir, et mes parents ont migré au Canada un peu après la guerre du Vietnam. Donc, ça fait environ 40 ans que nous sommes Canadiens. Et j'ai grandi à Montréal. C'est comme ça que je sais parler français et anglais. Et j'ai étudié à l'Université de Montréal pour faire mon doctorat en médecine dentaire. J'ai fait plusieurs résidences à l'Université de Rochester. J'ai fait une maîtrise en régénération tissulaire à l'Université McGill. Et j'ai fait ma parodontie à l'Université du Minnesota. Et tout de suite après ma graduation, l'Université de Montréal m'a rappelé, ils m'ont dit on a besoin d'un professeur en parodontie. J'ai jamais pensé devenir professeur un jour, mais j'ai vu que c'était une bonne opportunité. Je voulais apporter plus de changements à mon école et j'ai appliqué pour le poste et j'ai eu le poste. Donc, j'ai été professeur adjoint à l'Université de Montréal pendant 2 ans. Et par la suite, en allant à différents congrès comme celui-ci, j'ai rencontré le directeur de l'Université Harvard. Et un jour, il m'a contacté, il m'a dit « Ah, on a un poste ouvert, j'aimerais beaucoup que tu appliques. » Et je me suis dit « Ah non, tu sais, c'est sûr que je vais jamais avoir ce poste. » Et je me rappelle encore, j'ai appliqué, ils m'ont invité pour une entrevue, j'étais tellement excité, je me suis dit « Ah, je vais garder tous les petits papiers pour montrer à mes enfants plus tard et dire que j'étais à Harvard pour faire une entrevue. » Et par miracle, ils m'ont donné le poste et ça fait 2 ans que je suis là présentement. Et présentement, je suis directeur en parodontologie à l'Université Harvard. Donc, si vous allez visiter à Boston un jour comme Hotman, faites-moi signe. Ça me ferait plaisir de vous faire un tour de Harvard et vous faire visiter. Le plan de cours d'aujourd'hui, on va commencer par la classification et le diagnostic des maladies péri-implantaires.
Par la suite, le traitement et le maintien. Et si nous avons le temps à la fin, parce que je sais qu'on doit couper juste à 60 minutes, on va parler des complications en implantologie. Donc, on voit souvent dans nos pratiques des patients avec une bouche comme ceci, donc vous avez la maladie parodontale, une hygiène qui n'est pas très bonne, et ils s'imaginent tous que les implants, c'est vraiment la solution à leurs problèmes et ils veulent enlever toutes les dents, avoir une nouvelle prothèse. Mais dans la réalité, nous savons que les implants sont pas un traitement miracle et il y a beaucoup de problèmes qui s'y lient. Si le patient a une mauvaise hygiène autour de ses dents, ça va être encore un plus gros problème lorsqu'il va avoir ses implants. Et les maladies sont encore plus difficiles à traiter que la parodontite autour des dents. Donc, il y a certains mythes que beaucoup de patients pensent. Les implants n'ont pas beaucoup de complications. Tous les sites peuvent recevoir des implants. La mise en charge immédiate peut être facile et faite sur tous les sites. Et tous les systèmes d'implants sont pas mal similaires les uns aux autres. Lorsqu'on regarde les complications possibles sur les couronnes unitaires sur implants, vous avez fracture du pilier ou cimentation ou dévissage de la couronne qui arrive 9% du temps. Péri-implantite, périmucosite est à 7%. Mais ce nombre va de plus en plus augmenter au fur et à mesure que le nombre d'implants augmente. Les complications esthétiques sont à l'ordre de 7%, perte osseuse de plus que 2 mm à 5%, et les fractures de couronne de porcelaine est à 3,5%. Le taux de survie est excellent normalement pour les implants. On parle de 95% et les couronnes sur implants ont un taux de survie de presque 90%. Lorsqu'on regarde les ponts fixes sur implants, il y a plusieurs méta-analyses qui ont été faites, 32 études sur des ponts implantoportés et comparés à des ponts sur dentition naturelle. Qu'est-ce qu'on sait, c'est que les complications après 5 ans sont de l'ordre de 13% pour les fractures du pont ou de la porcelaine. Les complications biologiques comme les infections, la perte osseuse et tout ça est de 8,5%. Perte du matériau de restauration dans le trou d'accès de 5%, dévissage du pilier ou de la vis de rétention 5%, décimentation encore une fois 5%. Donc, tous les trucs d'ordre restauratif, les complications sont d'environ 5%. Le taux de survie après 10 ans également est, si on compare un pont sur dents naturelles, c'est de 90%. Un pont fixe sur implant est de 87%, donc il n'y a pas une très grande différence. Et on sait que les ponts naturels implants sont pas recommandés. Le taux de survie après 10 ans est de 78%. Et quand on parle de prothèses fixes sur implant, donc les all-on-4, les prothèses sur 6 ou 8 implants. Donc, dans cette revue systématique sur des patients dentés complexes avec un suivi minimum de 5 ans, ils ont suivi 281 prothèses et ils ont conclu que les complications après 10 ans sont de 67% fracture de l'acrylique ou de porcelaine, 40% perte osseuse péri-implantaire, fracture de la vis 21%, hyperplasie gingivale 26%. Donc, autour de ces prothèses fixes sur implant, vous avez beaucoup plus de complications que sur des ponts sur implant ou des couronnes unitaires sur implant. La grosse majorité est au niveau de fractures de la restauration, mais également vous avez l'hyperplasie gingivale et la perte osseuse qui sont quasiment de l'ordre de 70% les deux ensemble, sont principalement dus au nettoyage et à l'entretien des implants et l'hygiène du patient. Parce que les implants sont très difficilement accessibles, même lorsque je vois des patients en rappel dans mes cliniques pour les nettoyages aux 3 mois. Pour nous, c'est très difficile d'atteindre autour de l'implant et de faire un bon surfaçage et nettoyage. Des fois, il faut les recommander de retirer la prothèse pour pouvoir bien nettoyer.
Donc, dans la vie de tous les jours pour les patients, c'est très compliqué pour eux de nettoyer. Une des choses qu'on doit garder en tête, c'est vraiment la différence entre la physiologie et l'anatomie d'une dent comparée à celle d'un implant. Donc, autour d'une dent, on sait tous que les fibres de tissu conjonctif sont perpendiculaires à la surface de la racine dentaire. Vous avez la présence de fibres interdentaires, vous avez un apport sanguin venant du ligament parodontal. Donc, en général, la dent est beaucoup plus résistante et a plus d'apport sanguin que l'implant. Lorsqu'on regarde au niveau de l'implant, les fibres conjonctives sont parallèles à la surface de l'implant, donc il n'y a aucun attachement entre la gencive et votre implant. Il y a absence de fibres interdentaires et il n'y a pas d'apport sanguin. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que, si vous avez une inflammation ou une infection qui se propage au niveau de la dent, ça prend plus de fibres, sont perpendiculaires, ça bloque la progression de l'infection et de l'inflammation, et vous avez plus d'apports sanguins qui peuvent venir aider au site d'infection. Quand on regarde au niveau de l'implant, parce que les fibres sont parallèles à la surface de l'implant, lorsque vous avez une inflammation, ça va progresser beaucoup plus rapidement et beaucoup plus loin qu'au niveau de la dent. Lorsque vous sondez également, ça va être beaucoup plus profond. Et ayant l'absence d'apport sanguin, vous avez plus facilement de la perte osseuse qui peut arriver. L'espace biologique également autour de l'implant est en moyenne plus profond qu'autour de la dent. Donc, comme je l'ai mentionné, les désavantages sont que les implants sont moins résistants à l'inflammation. Elles se propagent de façon plus rapide et profonde. C'est moins résistant au sondage. Normalement, le sondage est au moins de 1 mm plus profond. Il y a un apport sanguin diminué et il y a également une énergie de surface augmentée qui aide à l'adhésion des bactéries. L'énergie de surface augmentée est principalement due au pod de vis de l'implant et également aux micro- et macroporosités à la surface de l'implant. Donc, lorsque vous avez un implant qui est exposé, c'est beaucoup plus facile aux bactéries de pénétrer à l'intérieur des microporosités et de créer une infection et de se propager le long de l'implant. Un des concepts intéressants qui a été introduit dans les dernières années et qui est de plus en plus populaire, c'est le platform switch. C'est lorsque vous avez une différence entre le diamètre du pilier et le diamètre de l'implant. Donc, en amenant l'interface pilier-implant plus vers le centre, vous l'éloignez de l'os. Et selon les théories, c'est que ça empêche les micro-mouvements d'affecter le niveau osseux et de créer une perte osseuse, ou à la jonction entre l'interface de l'implant et le pilier, vous avez l'accumulation de bactéries qui peuvent créer une inflammation locale et créer une perte osseuse. Donc, ces implants-ci ont été placés après 6 ans et vous voyez que le niveau osseux est encore parfait, il n'y a pas vraiment de perte osseuse autour de ces dents. Comparé à cet implant qui a été placé il y a 4 ans, c'est souvent reporté dans la littérature que précédemment, vous avez une perte d'environ 1,2 à 1,5 mm après la première année. Et par la suite, vous avez une perte additionnelle de 0,2 mm par année. Donc, sur ces implants, c'est peut-être pas nécessairement une péri-implantite, mais vous avez quand même une perte osseuse significante au niveau d'un implant non platform switch. Donc, ici, c'est un implant tissue level que vous voyez une très grande perte osseuse autour de l'implant. Une des choses qu'on recommande normalement, c'est également utiliser une sonde de plastique, parce que ce n'est pas que la sonde de métal ne peut pas sonder autour de l'implant, c'est juste que lorsque vous avez une couronne métallique qui est très rigide et un instrument rigide, c'est très difficile de pouvoir se rendre jusqu'à la base du défaut à cause de l'angulation, à cause des dents adjacentes et tout ça.
Tandis qu'une sonde en plastique, elle peut se profiler plus facilement et avoir une mesure un peu plus juste que la sonde métallique. La deuxième différence également, c'est que lorsqu'on regarde la différence entre la racine et la couronne au niveau d'une dent naturelle, elle est quand même assez droite. Donc, vous pouvez prendre une sonde métallique et aller autour. Mais lorsque vous regardez entre la différence au niveau de la couronne et d'un implant, même si elle est de gros diamètre, vous voyez qu'il y a une différence quand même assez importante. Bon, à cause de ceci, il y a beaucoup de cas de péri-implantite qui sont sous-diagnostiqués. Parce que là, si vous mettez votre sonde, vous voyez peut-être un sondage de 4-5 mm. Et si vous prenez jamais de radiographie, vous n'allez jamais voir qu'il y a une perte osseuse beaucoup plus importante. Donc, au niveau de la classification des maladies péri-implantaires, elle a été introduite avec le nouveau World Workshop en 2017. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais le AAP et l'Union européenne de parodontie se sont mis ensemble pour recréer une nouvelle classification des maladies parodontales et par là même, ils ont ajouté une portion sur les maladies péri-implantaires parce que auparavant, on n'avait aucune classification au niveau des maladies péri-implantaires. On avait juste une définition de ce qu'est la péri-implantite et la mucosite péri-implantaire. Mais maintenant, elle a été introduite à la classification générale. Donc, au niveau des maladies et conditions péri-implantaires, vous avez la santé péri-implantaire, vous avez la mucosite péri-implantaire et vous avez la péri-implantite. Donc, au niveau de la santé péri-implantaire, elle est caractérisée par l'absence d'érythème, de saignement, d'œdème et de suppuration. Il n'est pas vraiment possible, et c'est très intéressant qu'ils ont ajouté cette définition à la classification, c'est qu'il n'est pas vraiment possible de définir un intervalle de sondage compatible avec la santé de l'implant parce que ça dépend de la profondeur où l'implant a été placé. Auparavant, on disait que si c'est un sondage supérieur à 5 mm, on avait, avec du saignement, on avait soit la mucosite péri-implantaire ou la péri-implantite. Mais c'est pas exactement ça. On se basait plus sur les évidences autour des dents. Maintenant, on sait plus que on peut avoir un sondage de 7 mm si on place un implant très profond, mais l'implant peut quand même être en santé avec ce sondage profond. La santé péri-implantaire peut exister autour d'un implant présentant une réduction du support osseux. C'est également bien à comprendre parce que il y arrive que vous avez un implant qui avait une maladie de péri-implantaire comme une péri-implantite et qui a été traité par la suite. Et oui, elle a une réduction de l'apport osseux, du support osseux, mais le sondage a diminué et maintenant l'implant est en santé. Donc, c'est quelque chose d'important à retenir parce que si vous voyez un implant dans votre pratique pratique et que vous voyez que l'implant a une perte osseuse, mais un sondage peu profond, pas de saignement, il suffit de suivre l'implant et de bien le maintenir et non faire un traitement. Pour la mucosite péri-implantaire, elle est caractérisée par un saignement au sondage, un érythème, œdème et ou suppuration. Il y a une augmentation de la profondeur de sondage qui est souvent observée par l'enflure des tissus ou une diminution de la résistance de sondage. Donc, on doit toujours confirmer avec une radiographie périapicale pour voir le niveau osseux comparé à votre implant. Donc, il arrive que le sondage peut augmenter, mais vous n'avez pas nécessairement une perte osseuse et ceci est classifié comme une mucosite péri-implantaire. Et finalement, la définition pour la péri-implantite, elle est caractérisée par la présence d'inflammation, un peu comme la mucosite. Donc, elle a de l'inflammation, le saignement, la suppuration, une augmentation de sondage, une récession gingivale marginale possible. Mais le plus important, c'est que vous devez avoir une perte osseuse radiographique.
Donc, les recommandations présentement, selon le World Workshop de 2017, c'est vous devez avoir la présence de saignement et ou suppuration, un sondage supérieur de 6 mm. Si c'est la première fois que vous voyez le patient et que vous n'avez aucune idée de qu'est-ce qui se passe, le cut-off, c'est 6 mm. Et le niveau osseux apical à la portion le plus coronaire de l'implant doit être supérieur à 3 mm. Pardon. Donc, maintenant, je vais parler plus du traitement et comment maintenir les implants. Donc, encore une fois, c'est bien important de sonder autour des implants. Si vous avez le choix entre une sonde de plastique et une sonde métallique, je recommanderais la sonde de plastique. Mais sinon, il faut quand même sonder autour des implants et être sûr qu'il n'y a pas vraiment de problème qui se développe. Ici, c'est un cas que j'ai vu avec un excès de ciment. Je pense que tout le monde peut voir ceci. Et ici, une simple radiographie a été prise après la cimentation de la couronne. Je crois que le dentiste aurait également vu qu'il y avait beaucoup de ciment qui débordait de la couronne. Comment on maintient les implants normalement? Comme j'ai dit, c'est recommandé d'avoir une sonde de plastique parce qu'elle a une bonne flexibilité, surtout autour des prothèses complètes où que les implants normalement sont beaucoup plus profonds et vous avez la prothèse par-dessus qui, des fois, ont un porte-à-faux buccal, lingual et c'est très dur d'avoir un accès. Donc, la sonde de plastique vous donne une bonne flexibilité, une meilleure adaptation. Détartrage et débridement, normalement, avec une sonde, avec un instrument qui n'est pas en métal. Sauf que si vous avez déjà utilisé un instrument de plastique, vous allez voir qu'ils sont très difficiles à utiliser et ils ne marchent pas très bien. En bon québécois, on aurait dit quelques sacres lorsqu'on utilise ces instruments. Normalement, qu'est-ce que j'aime utiliser, c'est soit des curettes en titane ou en fibre de carbone. C'est des instruments qui sont un peu plus tranchantes et plus similaires au métal, mais sont moins endommageables pour les implants. Je suis vraiment désolé, je ne suis pas habitué j'ai grandi au Canada et j'espère que vous comprenez mon accent aussi. Mais à tous les jours, je parle anglais. Donc, des fois, c'est un peu difficile pour moi présentement de changer de l'anglais en français. Mais j'espère que vous continuez à me comprendre. Au niveau du maintien, c'est recommandé des micro-brossettes, surtout au niveau des implants, pour pouvoir bien nettoyer autour de ces implants et également de passer la soie dentaire, de bien enfiler la soie autour de votre implant et de l'entourer et faire un petit mouvement de poulie pour pouvoir bien nettoyer. Et on peut faire également la même chose au niveau des couronnes unitaires. Donc, selon la publication de Lang et Lindy, ils parlent souvent du Cumulative Interceptive Supportive Therapy, le CIST. Donc, voici l'algorithme de qu'est-ce qui est recommandé de faire. Si vous avez un sondage ou une profondeur de poche de moins de 3 à 4 mm, il suffit de faire un polissage, un détartrage et revoir le patient tous les 6 mois. Si vous avez un sondage supérieur à 5 mm et que vous avez un saignement après un sondage, pas de signe de perte osseuse, on parle ici de mucosite péri-implantaire, vous allez faire A plus B, donc polissage et détartrage avec rince-bouche antiseptique, chlorhexidine. Je pense qu'en Europe, c'est 0,2%, 2 fois par jour pour 3 à 4 semaines. Si vous avez poche profonde avec saignement et perte visible d'osseuse de moins de 2 mm, on parle d'ici de détartrage, polissage, rince-bouche antiseptique et également soit un antibiotique local ou systémique, vérifier l'occlusion autour de l'implant. Et si vous avez un sondage profond de plus que 5 mm avec une perte osseuse de supérieure à 2 mm, on parle ici de A, B et C, mais également, ça a été prouvé que
l'approche non chirurgicale n'est pas très efficace au niveau du maintien des cas de péri-implantite. Donc, vous avez besoin de faire une chirurgie résective ou régénérative et vérifier l'occlusion. Si l'implant devient mobile, c'est pas vraiment comme une dent naturelle. La dent naturelle a un ligament, donc la dent peut avoir une certaine mobilité. Mais si l'implant est mobile, ça veut dire qu'il n'est plus ostéo-intégré, on va devoir l'enlever, ou s'il ne répond pas au traitement, ou si vous avez une perte supérieure à 50% d'os autour de l'implant. C'est très imprévisible de greffer autour des implants présentement, donc c'est très dur de regagner de l'os lorsque vous avez perdu plus que 50%. Donc, la prévalence de la péri-implantite ou des maladies péri-implantaires est de l'ordre de 10% autour des implants et 20% au niveau des patients à 5 à 10 ans après la pose de l'implant. Les facteurs de risque de la péri-implantite comprennent la mauvaise hygiène, le tabagisme, des antécédents de maladies parodontales. Et présentement, il n'y a aucun protocole qui démontre, qui a été particulier qui a démontré son efficacité définitive. Vous allez voir plusieurs conférenciers qui vont vous donner différentes formules de qu'est-ce qu'ils font. Mais de façon générale, c'est tout. Si vous faites une approche non chirurgicale ou chirurgicale, et si vous faites une approche chirurgicale, peu importe qu'est-ce que vous utilisez, vous avez un résultat quand même assez similaire. Donc, si on parle des interventions non chirurgicales ou chirurgicaux, on parle souvent de débridement avec soit de façon manuelle avec un instrument manuel, un ultrasonique, normalement des instruments avec des fibres de carbone, de plastique, de titane ou des instruments normaux, des dispositifs abrasifs à air comprimé. Ils sont également très populaires pour le traitement de la péri-implantite, surtout au niveau des microporosités de l'implant. C'est très dur de rentrer les instruments au niveau des pas de vis et des micro- et macroporosités. Et on parle aussi des traitements laser, des agents antimicrobiens locaux ou systémiques. Au niveau des interventions chirurgicales, l'influence de la morphologie du défaut et la gravité initiale de la maladie peuvent influencer le résultat du traitement. Donc, plus que le défaut est profond ou que la maladie est sévère, plus que cela va être difficile pour vous de traiter chirurgicalement. Plusieurs évidences démontrent que le traitement non chirurgical est inefficace dans le cas des péri-implantites avancées où l'accès à la surface de l'implant contaminé est limité. C'est une des raisons principales, c'est que vous avez un défaut très profond, même si vous faites une approche non chirurgicale. Déjà que c'est difficile de faire un surfaçage autour d'une racine qui est plus ou moins ronde ou lisse. Au niveau d'un implant, c'est presque impossible de pouvoir bien nettoyer. Donc, vous devez absolument élever un lambeau, visualiser l'implant pour pouvoir bien le décontaminer. Donc, une approche chirurgicale avec élévation du lambeau micropériosté est réalisée lorsque l'accès à la surface de l'implant est inadéquat en raison de poches profondes péri-implantaires. Donc, si vous avez un sondage profond supérieur à 6 mm, vous avez un saignement au sondage, une perte osseuse et vous avez déjà fait la thérapie non chirurgicale, normalement, on fait une réévaluation après 1 à 2 mois et si tout va bien, on va maintenir le cas à tous les 3 mois pour faire un nettoyage autour des implants. Mais dans la plupart des cas, si vraiment vous avez un sondage profond et une perte osseuse, vous allez aller à la thérapie chirurgicale. Et la thérapie chirurgicale consiste à l'ouverture d'un lambeau, la décontamination de la surface de l'implant et dépendamment si vous avez un défaut intraosseux, supraosseux, une perte de plus que 50% d'os, différents traitements peuvent être proposés. Donc, si vous avez un défaut intraosseux, c'est là qu'on parle de régénération osseuse guidée. Donc, on essaie de greffer de l'os autour des implants et je vais vous montrer plusieurs cas par la suite. Lorsque vous avez un défaut supraosseux, c'est ça qui est un peu plus difficile à maintenir parce que la régénération n'est pas possible. Vous ne pouvez pas gagner en hauteur verticale.
Et également à cause de la structure de l'implant et les pas de vis, les micro, les macroporosités. Si vous faites simplement resuturer votre gencive, elle va être très irritée par la surface rugueuse de l'implant et cela va attirer beaucoup de bactéries et de plaques. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent d'implantoplastie pour pouvoir rendre la surface de l'implant lisse. Et si vous avez une perte plus que 50% de hauteur osseuse, on va devoir enlever l'implant. Donc, dans ce cas-ci, vous avez une maladie péri-implantaire, le patient a été référé pour une perte osseuse au niveau des implants numéro, mettons que dans le système international, ce serait au niveau du deuxième cadran, disons. J'ai parlé au dentiste restauratif pour pouvoir enlever la couronne et mettre des vis de recouvrement. Et de cette façon, la gencive va pouvoir éventuellement refermer au niveau des implants. Et lorsqu'on revient pour faire une chirurgie, on va pouvoir avoir une fermeture primaire. Donc, lorsqu'on regarde ce cas-ci, on a 3 choix qui est possible, soit faire une régénération osseuse guidée autour des implants, faire une implantoplastie ou le retrait de l'implant. Je sais qu'on ne peut pas vraiment être interactif dans ce webinaire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour ce cas-ci est vraiment un retrait de l'implant. Lorsqu'on a enlevé l'implant, vous voyez qu'il y avait un peu moins que 50% de hauteur osseuse qui reste. Vous voyez un très gros défaut osseux circulaire autour de l'implant. Normalement, ces défauts sont très difficiles à greffer parce que le support, l'apport sanguin vient seulement de l'os autour et vous avez un implant au milieu qui bloque cet apport sanguin. Donc, c'est très, très difficile de greffer pour regagner la hauteur désirée. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé l'implant, on a greffé comme une préservation de crête. On a laissé guérir et après 4 mois, on a regagné la hauteur normale du niveau osseux et on a pu remettre un autre implant pour le patient. Donc, si vous êtes pour greffer autour de ce cas-ci, le résultat serait jamais aussi bien que si vous faites simplement enlever l'implant et greffer et remettre un implant par la suite. Ce cas-ci est également référé pour traitement de péri-implantite. Sur la radiographie, vous pouvez voir que il y a un peu d'excès de sément ou quelque chose de radiopaque autour de l'implant. Vous avez 3 choix de traitement, encore une fois, régénération osseuse guidée, implantoplastie ou retrait de l'implant. Dans ce cas-ci, lorsqu'on a élevé le lambeau, on pouvait voir clairement qu'il y avait un excès de sément autour de ces implants. Donc, une fois que ça a été nettoyé, on a fait une implantoplastie et rattaché le tissu pour avoir une bonne adaptation du parodonte. Celui-ci, c'est un cas que je vous ai montré au début où il y avait vraiment un gros excès de sément autour de l'implant. Lorsqu'on a ouvert le lambeau, c'est ce qu'on a vu, vraiment une perte osseuse importante et également un défaut infraosseux. Vous avez l'excès de sément qui est ici, qui avec le temps a accumulé un peu plus de calcification et de tartre. C'est pour ça que vous avez un peu de changement de couleur. Mais dans ce cas-ci, c'est quoi qu'on ferait? Une régénération osseuse guidée, une implantoplastie, un retrait de l'implant. Et pour ce cas-ci, j'ai décidé de faire une régénération osseuse guidée. Mais avant de pouvoir procéder à la régénération osseuse guidée, je vous ai dit que c'est très important de faire une décontamination de la surface de l'implant. Donc, qu'est-ce que vous utiliserez dans ce cas-ci pour décontaminer l'implant? Certaines personnes recommandent la chlorhexidine, la tétracycline, certains acides comme l'acide citrique, Prefgel, c'est de l'IDTA, soit un instrument abrasif à air. Certaines personnes disent le laser et d'autres personnes recommandent simplement de prendre un coton et de le frotter à la surface de l'implant et avec une solution saline. Et juste le fait
de frotter mécaniquement, vous allez pouvoir enlever le biofilm à la surface de l'implant. Donc, mais la façon de voir ceci, c'est de regarder plus en profondeur. Ici, si vous regardez à la surface de l'implant, qu'est-ce qu'on essaie vraiment d'enlever? C'est le biofilm qui est attaché. Et lorsqu'on classifie les différentes techniques, vous voyez que certains vont être antimicrobiens. Donc, vous avez la chlorhexidine, le DTA, les acides que vous allez appliquer à la surface de l'implant. Et les autres techniques sont plus au niveau mécanique. Donc, vous avez au curette pour frotter la surface. Le laser va désintégrer un peu physiquement le biofilm. Même chose pour l'instrument à abrasion et les boulettes de coton. Mais qu'est-ce que ça a été prouvé? C'est il n'y a aucun avantage clinique d'un traitement par rapport à l'autre. Et si vous regardez les traitements, ils sont très différents au niveau de leur coût. Oui, les acides, les produits antimicrobiens ne coûtent pas grand-chose, mais si vous regardez mécaniquement, peut-être c'est quand même assez dispendieux dépendamment de l'option que vous utilisez. Et pour les personnes qui ont un laser comme un water laser, vous savez que c'est environ 60-80 000 $, soit canadiens ou américains. Le taux de conversion en euros est peut-être différent. Je ne suis pas vraiment familier avec ça, mais vous pouvez voir que c'est vraiment très différent. Et c'est pour ça que si vous avez un laser déjà à votre disposition, oui, c'est recommandé de le maximiser, de l'utiliser. Mais si vous n'avez pas vraiment un laser et vous voulez vous en procurer un juste pour faire des traitements de péri-implantite, c'est pas vraiment recommandé parce que le même résultat clinique peut être atteint avec des boulettes de coton ou juste simplement utiliser de la chlorhexidine. Donc, pour pouvoir comprendre comment bien décontaminer la surface de l'implant, il faut regarder les propriétés du biofilm. Le biofilm est excellent pour fournir une protection contre la défense de l'hôte et les substances chimiques. On sait que sur différentes publications que la chlorhexidine sur un biofilm mature ne fonctionne pas vraiment. Parce qu'il y a différents canaux qui font en sorte que ça va évacuer la chlorhexidine sans vraiment atteindre les bactéries à l'intérieur du biofilm. Ça facilite également l'absorption des nutriments et l'élimination des métabolites nocifs, augmente la résistance aux antimicrobiens, transfert de gènes et communication entre les micro-organismes au sein du biofilm. Et c'est pour ça que, de façon générale, si le biofilm n'est pas disrupted, c'est très difficile d'atteindre les bactéries au niveau du biofilm. Les stratégies qu'on utilise normalement sont soit empêcher l'attachement et la colonisation, réduire le taux de croissance, ajouter des antimicrobiens pour inactiver le biofilm ou faciliter le détachement par soit une approche physique en grattant ou d'une façon indirecte en affaiblissant les liens à l'intérieur du biofilm. Lorsqu'on regarde à l'intérieur du biofilm, il y a 4 liens qui existent, soit des liens, des ponts hydrogènes, des liens de Van der Waals, des liens protéiniques. Vous avez différents targets qu'on peut regarder. Et sans rentrer trop dans les détails, la théorie, c'est que si on peut attaquer chacun de ces liens, on va pouvoir affaiblir ce qui tient le biofilm ensemble. Et comme ça, il va peut être plus facilement, on va pouvoir plus facilement le déloger. Donc, dans une étude que j'ai faite à l'Université Harvard, qu'est-ce qu'on fait? Notre hypothèse, c'est que si on fait une approche de traitement séquentiel consistant à affaiblir, détacher, éliminer le biofilm, ceci va être plus efficace qu'une approche standard juste en utilisant un acide ou la chlorhexidine en antimicrobien. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a testé sur des surfaces de titanium colonisées par un biofilm d'un patient qui a la péri-implantite. On a testé différents produits et par la suite, on a regardé le taux de survie des microbes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais qu'est-ce qu'on a découvert, c'est que l'urée avait vraiment une bonne efficacité au niveau de
des propriétés antimicrobiennes et également des propriétés pour détruire le biofilm. Lorsqu'on regarde de façon macroscopique, on a juste trempé les coupons à l'intérieur de différents produits, solution saline, la chlorhexidine, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Mais lorsqu'on introduit l'urée, vous voyez qu'il y a un détachement qui commence à se produire. Vous avez des petits trous qui se forment à la surface de votre biofilm. Lorsqu'on regarde d'une façon microscopique au niveau du balayage électron, vous voyez que solution saline, média, chlorhexidine n'ont pas vraiment de différence, mais lorsqu'on introduit de l'urée, vous avez des gros perforations qui se forment au niveau de la structure du biofilm, mais également lorsque vous le combinez avec la chlorhexidine par la suite, vous voyez qu'il y a des perforations au niveau cellulaire également qui se produisent. Je ne vais pas rentrer encore une fois trop dans les détails, mais l'urée est une substance qui existe naturellement dans votre corps, donc c'est pas cytotoxique et vous avez une croissance possible des cellules par la suite lorsqu'on utilise avec l'urée. Donc, une des choses dans la littérature présentement, c'est que il n'est pas recommandé d'utiliser la chlorhexidine parce que il va rester des traces de chlorhexidine à la surface de l'implant. Vu que l'implant a beaucoup de microporosité, ça peut rentrer dedans. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça ralentit la guérison. Donc, c'est cytotoxique pour les fibroblastes et les ostéoblastes. Donc, lorsque ces cellules migrent à la surface de l'implant, ils vont être affectés par la chlorhexidine et c'est pour ceci que la régénération n'est pas très prévisible au niveau des implants. Donc, c'est recommandé d'utiliser une solution saline, si possible, pour frotter au niveau de l'implant, mais de ne pas utiliser la chlorhexidine dans une approche chirurgicale. Qu'est-ce que cela signifie pour moi et mon patient? C'est que, l'urée aux États-Unis et au Canada est reconnue comme une substance qui est safe. Et lorsqu'on regarde ses propriétés, elle a un rôle important dans le métabolisme des composés azotés, mais c'est également un agent chaotropique utilisé dans les systèmes d'eau. Donc, les systèmes d'eau ont également un problème de biofilm. Et c'est drôle, mais j'ai parlé à un ingénieur en conduit d'eau et eux, ils disent également qu'il y a juste deux approches vraiment qu'ils peuvent faire lorsqu'ils ont une accumulation de biofilm. Un, c'est soit frotter et utiliser un instrument et l'enlever, ou utiliser différents produits chimiques, mais ils ne peuvent pas faire des produits trop puissants parce que c'est de l'eau qui va être consommée par la population générale. Donc, un des produits qu'ils utilisent, c'est vraiment l'urée pour pouvoir affaiblir la surface du biofilm. Et c'est une collaboration qui a commencé par cette idée. On était inspiré par qu'est-ce qu'eux utilisaient dans d'autres domaines et on a essayé de l'appliquer au niveau de la surface métabolique d'un implant. C'est également un produit utilisé en dermatologie pour le débridement des ondes et des bactéries et également dans différents produits au niveau de la peau. Au niveau de la médecine dentaire, l'urée est également utilisée dans deux produits qui sont très utilisés. Vous avez le peroxyde de carbamide, qui est un mélange d'urée de peroxyde qui est utilisé dans le blanchiment dentaire. Et un autre produit qui est encore plus intéressant, c'est le RC PrEP utilisé en endodontie. Donc, vous avez de l'urée, du peroxyde et de l'EDTA, qui sont tous des agents qu'on utilise normalement au niveau du traitement de la péri-implantite. L'urée, comme je vous ai dit, c'est un agent chaotropique qui va affaiblir les liens dans le biofilm, mais le peroxyde est un agent qui introduit de l'oxygène. Et au niveau de la péri-implantite, on sait tous que c'est des bactéries qui sont anaérobes, donc lorsqu'ils sont en contact avec l'oxygène, ils meurent. Et le DTA également est un autre produit qu'on utilise souvent pour décontaminer les implants. Après cette étude, j'ai commencé à utiliser le RC PrEP pour le traitement des cas de péri-implantite, surtout au niveau de la décontamination. Et je pourrais vous dire présentement que ça marche très bien. En contact avec le sang, le peroxyde produit une sorte d'effervescence et ça introduit de l'oxygène. Et avec l'urée et le DTA, on arrive très bien à pénétrer à l'intérieur du biofilm dans l'implant.
Donc, dans une approche séquentielle, combinant un agent chaotropique qui est l'urée et un antimicrobien, on a démontré que c'était meilleur pour traiter et enlever le biofilm. L'urée est non nocif pour les ostéoblastes et c'est une alternative qui peut être prometteuse pour le traitement de la péri-implantite. Donc, c'était juste ma parenthèse sur comment décontaminer la surface de l'implant. Encore une fois, tous les traitements sont pas mal équivalents, mais il y a certains produits qu'on recommande de ne pas utiliser, dont la chlorhexidine, parce qu'elle laisse des résidus à la surface de votre implant et ça peut compromettre le potentiel de régénération osseuse par la suite. Donc, une fois que l'implant a été décontaminé, on a fait une greffe osseuse, j'ai utilisé une membrane de collagène. Et voici post-opérativement, lorsque le patient est revenu, oui, on a une récession autour de l'implant. Greffer autour de l'implant est très difficile, mais comme vous pouvez voir sur la radiographie, on a quand même réussi à regagner une certaine quantité osseuse et le sondage a diminué autour de l'implant. On a suivi le patient tous les 3 mois par la suite pour s'assurer que tout était correct. En conclusion, les chirurgies avec lambeaux incluant des bridements et des contaminations ont démontré un résultat positif après 5 ans. Donc, les approches chirurgicaux, lorsqu'on ouvre, on nettoie, on décontamine, ont un effet positif pour ralentir la progression de la péri-implantite. Il n'y a pas vraiment d'évidence qui supporte l'utilisation d'un antibiotique pour l'instant. C'est plus des facteurs locaux qu'on essaie d'enlever, principalement comme du ciment, du biofilm et tout ça. Les traitements non chirurgicaux sont généralement pas aussi efficaces pour le traitement de la péri-implantite. Et les greffes osseuses autour des implants affectés ont démontré une régénération osseuse, mais encore là, c'est très, ce n'est pas très prévisible. Donc, le résultat obtenu n'est jamais aussi bien qu'autour des dents. Il n'y a pas vraiment de protocole de décontamination standard qui ont été démontrés, mais je vous ai montré qu'il y a différentes options que vous pouvez utiliser. C'est important de stabiliser la santé parodontale avant le placement des implants. Des rappels périodiques sont cruciaux pour évaluer la santé des tissus péri-implantaires. Également, il faut regarder l'occlusion. Prendre des radiographies à tous les 1 à 2 ans, si possible, pour suivre la progression du niveau osseux au niveau des implants. Il faut toujours vérifier l'excès de ciment par une étude par Wilson. Il a démontré que 81% du temps, les cas de péri-implantite étaient causés par un excès de ciment. Et il faut être proactif au lieu de juste surveiller l'implant. Qu'est-ce qu'on recommande? C'est revoir le patient aux 3 mois si le patient est atteint de parodontite ou qui a subi une chirurgie parodontale ou péri-implantaire récent. Et pour les patients qui ont simplement une gingivite, une mucosite péri-implantaire, on les suit à tous les 6 mois. Pour les radiographies, on recommande de prendre des bite wings à tous les 6 mois, 1 an après le placement, puis aux 2 ans par la suite, prendre des péri-apicaux également à tous les 2 à 3 ans. Des instructions d'hygiène, on recommande les brosses interdentaires, brosses à dents et au pourtour des implants. Et il nous reste environ 10 minutes. Donc, je voudrais juste vous remercier pour votre temps et je vous laisse mes coordonnées. J'ai un compte Instagram que je publie mes cas que je trouve intéressants normalement. Et vous avez mon courriel si vous avez des questions et également j'ai un compte YouTube pour les chirurgies parodontales et les techniques de suture. Donc, je serai ouvert à la période de questions si vous avez des questions présentement. Oh. Yeah, doctor. Thank you for this nice presentation.
Actually, I have questions from my side. Did you notice? On va parler en français, excusez-moi. Oui. Est-ce que vous avez vu une différence au niveau périmplantique au nombre sur, concernant les connexions des implants? C'est-à-dire les implants connexion conique ont plus ou moins des périimplantites par rapport à des connexions non coniques ou par rapport à des implants qui n'ont pas de connexion, des monoclopes, par exemple? C'est une très bonne question. Je vous dirais que oui et non. Il n'y a pas vraiment d'évidence présentement sur un type de connexion ou un autre. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est que la qualité, le quality control au niveau des différents implants, certaines compagnies sont très rigides. Donc, s'ils disent que l'espace entre la connexion est au niveau de, je sais pas, 20 microns, cet espace il s'assure que l'espace est tout le temps de ce niveau. Et on sait que pour ces implants, normalement, il y a moins de problèmes qui arrivent. Certaines, maintenant, on parle souvent de internal connection, platform switch. Oui, dans ces nouveaux implants, c'était montré qu'il y a moins de pertes osseuses comparé à d'autres implants, même de très grosses compagnies qui ont une connexion qui est un peu plus, qui date de plus longtemps. Donc, si vous avez vos connexions comme, je ne sais pas si on peut nommer des implants riches que ça va sur Internet, donc je ne vais pas avoir de problème vraiment, mais on voit que classiquement, certains implants, lorsqu'on le met, oui, en bouche, après 1 an, vous avez une certaine perte osseuse, et d'autres implants qu'il n'y a pas vraiment de perte osseuse, même après 4, 5 ans, 6 ans. Donc, oui, mais je vous dirais que regardez plus au niveau des Internal Connection Platform Switch et des implants avec un design un peu plus moderne. OK. Non, parce que je posais cette question parce que Emler, dans une étude, il a montré que l'effet de pompe peut influencer sur la résorption osseuse. Et l'effet de pompe, on l'a exagéré sur les implants qui ne sont pas des petites connexions de type conique. C'est simplement pour ça. Et une deuxième question, si au niveau des mycosites, si on est vraiment au niveau encore des mycosites, si on démonte les piliers de l'implant et on rince à l'intérieur de l'implant avec de chlorhexidine ou peu importe, est-ce que ça a un effet sur la guérison? Parce que là, on a parlé en fait de l'extérieur de l'implant, mais on n'en a pas parlé de l'intérieur. Personnellement, je crois que ça peut aider, justement parce que si vous enlevez, vous visualisez toute la circonférence de l'implant et vous introduisez un antimicrobien pour pouvoir nettoyer à l'intérieur. Ça peut aider au niveau de la mucosite. Ça permet d'aérer un peu votre gencive et faire un reset. Fait que c'est quelque chose qui est recommandé. Normalement, parce qu'on essaie d'éviter de visser et dévisser trop souvent les couronnes. Donc, c'est pour ça que la majorité des cliniciens essaient de nettoyer autour de la couronne si c'est possible. Mais dans des cas où il faut absolument dévisser la couronne, je recommanderais de le faire, oui. Okay. We have a question from Carolina Benitez. Thank you, Dr. Thomas. What laser wavelength is used in the treatment of periimplantitis? What laser wavelength is used for the treatment of periimplantitis? I have to say that I use a water laser, and then there's already a settings on there, so I'm not familiar with the exact wavelength. But it depends on what lasers you're using also. The water laser is a erbium chromium Y SGG laser, but I think that different lasers have different settings and they all have different recommendations. Okay, I have a question from our friend Professor Jafar Mouhi. Y a-t-il une évidence scientifique d'un quelconque protocole montrant un réel ostéo-intégration avec APY, je pense que c'est supporter l'occlusion après le protocole des je sais pas si... Y a-t-il des évidences scientifiques d'un quelconque protocole démontrant réellement une restauration APY à supporter l'occlusion?
Je parle d'un protocole aisément reproductible. Merci. Je ne sais pas vraiment c'est quoi le APYE. Ouais, c'est une faute de frappe, je pense. Donc, est-ce qu'il y a un protocole démontrant réellement une réosteo-intégration supportée par l'occlusion? Ce serait la question que le docteur... En fait, la question, je pense, c'est que, est-ce que après, donc, le nettoyage, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se porter, comme quoi, les théories, comme quoi il va y avoir des réosteo-intégrations à nouveau de l'os autour des implants? C'est quand même assez difficile à prouver une réosteo-intégration parce que lorsque vous avez fait une greffe ou un traitement autour de l'implant, la seule façon de vérifier que c'est une réosteo-intégration, c'est vraiment d'enlever l'implant et faire une coupe histologique. Donc, je ne crois pas que présentement, il y a beaucoup de ces cas qui sont faits lorsque c'est soit que vous avez un échec et que vous enlevez l'implant et qu'il n'y a pas de réosteo-intégration. Mais si vous avez réellement une réosteo-intégration, c'est difficile de le prouver que c'est une réosteo-intégration à moins qu'on enlève l'implant. OK. Docteur Khalifi, excuse me, ça a bougé. Comment utiliser le peroxyde de carbamide pour désintégrer le biofilm? Parfait. Donc, j'utiliserais comme n'importe quel autre produit. Lorsque vous ouvrez un lambeau et vous exposez l'os, vous nettoyez le défaut osseux, vous enlevez tous les tissus de granulation pour que ce soit propre autour de votre implant. Mais comme je vous ai dit, même si vous n'avez plus de tissu, vous n'avez plus de ciment, il y a quand même du biofilm qui est à l'intérieur des microporosités de votre implant. Donc, c'est important comme pour le RC Prep, qu'est-ce qu'on fait? C'est je prends une boulette de coton, je prends un peu de produit et je le frotte à la surface de l'implant. Et en le frottant autour, il y a une certaine effervescence, donc ça rentre et ça pénètre à l'intérieur de l'implant. Et une fois que vous avez bien irrigué, une chose que je voudrais dire également, c'est que l'urée, le peroxyde et le DTA ne produisent pas de nécrose au niveau des tissus. Certains acides que vous utilisez vont produire une nécrose. La chlorhexidine est cytotoxique au niveau des fibroblastes et des ostéoblastes. Mais ces trois produits qu'on utilise régulièrement en endodontie, ils n'ont pas vraiment d'effet néfaste au niveau des tissus et au niveau de la guérison. Et ils sont très bien pour affaiblir, détruire et introduire de l'oxygène au niveau de l'implant. Par la suite, une fois que c'est nettoyé, vous pouvez faire votre greffe osseuse et refermer le tout d'une fermeture primaire. Et le peroxyde, c'est quelle concentration? Combien de volume? C'est 10 volumes vous prenez? Si vous utilisez du peroxyde, seulement le peroxyde pour nettoyer au niveau de l'implant, qu'est-ce que je ferais? C'est une dilution de 1 pour 1. Donc, une solution d'eau stérile avec, admettons, la même quantité de peroxyde. Et là, vous allez pouvoir frotter par-dessus l'implant. OK, merci. Une question de... Bon, ça t'est mis. Simon Maher, bonjour, merci pour cette présentation, conférence. Ma question, certains praticiens recommandent, après débridement, l'utilisation de tétracycline en poudre, après provocation d'un saignement. À votre avis? Je crois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'évidence qui montre que après le débridement, utiliser de la tétracycline, je suppose que vous parlez surtout au niveau des implants, utiliser la tétracycline pour en poudre autour du sulcus de l'implant. Je crois que je pense pas que ça a un effet néfaste, mais la tétracycline est quand même assez acide. On l'utilise souvent en root conditioning au niveau des greffes de tissu mou et ça dissout un peu la surface de la dentine et tout ça. Donc, ça peut être un peu irritant pour la gencive. Si vous voulez introduire quelque chose dans le sulcus, on parle souvent d'antibiotiques locaux. Vous avez des choses que vous utilisez comme le péri-chip. Je ne sais pas si c'est disponible en Europe parce que c'est très différent dépendamment d'où vous êtes dans le monde. Mais on parle de Arestine aussi. Il y a des études dessus qui ont été utilisées
Et ça donne un certain effet de réduction de l'inflammation et réduction de poche. Mais ça ne marche pas pour tous les cas. Dans les cas de péri-implantite profonde, on ne peut pas. Normalement, on va quand même finir par faire une chirurgie, une approche par l'embout. Ok, on prend une dernière question. Est-ce que, le docteur Hassan Idrissi, est-ce que vous faites un mélange, un meulage de surface implantaire pour diminuer la profondeur des spires implantaires? Est-ce que vous faites un meulage de la surface implantaire pour diminuer la profondeur des spires implantaires? Vous parlez sûrement au niveau de l'implantoplastie. Oui, dépendamment du design de l'implant également, parce que vous avez des implants avec des pas de vis très agressifs. Et pour ceux-là, si vous rendez la surface lisse, vous allez compromettre beaucoup de structures. Et là, il y a beaucoup plus de risques de fracture de l'implant. Donc, pour ces cas, je vais diminuer la dimension des pas de vis. Pour des implants avec des pas de vis non agressifs, qu'est-ce que je fais la plupart du temps? C'est que je rends la surface complètement lisse autour de l'implant pour avoir une meilleure adaptation des tissus mous. C'est très bien, merci beaucoup. Simplement, une question comme ça qui m'est venue à l'esprit tout de suite. J'étais en train de lire des articles, entre autres pour Esposito, parce que j'ai vu que vous avez mis quelque chose pour Esposito, oui, qui montrait qu'il n'y a pas de différence de péri-implantite entre les implants en surface lisse et les implants en surface rugueuse. Est-ce que vous avez constaté quelque chose comme ça? Vous parlez sûrement des machine surface et des microporosités. Oui, et je pense qu'ils ont toutes leurs pros et cons. Je pense de façon générale, qu'est-ce qu'ils disent, c'est que les surfaces machinées, ou je voudrais dire le contraire, les surfaces avec plus de microporosité ont une ostéo-intégration un peu plus rapide. Mais lors des traitements de la péri-implantite ou des maladies péri-implantaires, ça rend le tout plus difficile. Si vous avez une surface machinée, oui, dans le temps, on disait qu'il y avait plus de taux d'échec et tout ça, et c'est un implant qui avait plus de difficultés à s'intégrer. Sauf que maintenant, on réalise que lorsqu'il y a des maladies péri-implantaires autour, c'est quand même, je pense, la différence est non significative. Sauf que vous avez quand même un meilleur résultat qui penche un peu plus vers les surfaces machinées. Okay. On parle souvent de surfaces hybrides présentement, où que la portion coronaire peut être comme un peu plus lisse et les portions apicales, pour promouvoir plus de stabilité, peut être traitées avec des acides et tout ça. Ma question, c'était simplement concernant le pourcentage des péri-implantites. Est-ce qu'il y a plus de pourcentage de péri-implantites sur les surfaces lisses ou les surfaces rugueuses? En fait, c'était... OK. Selon moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, mais au niveau du traitement par la suite, oui, ça peut aider. Okay. Merci beaucoup pour cette formidable conférence, beaucoup d'informations, on a appris pas mal de choses. Merci beaucoup. Oui, merci à vous, ça fait un plaisir. Tiens, Osman est venu. Bonjour, Osman. Merci beaucoup, Thomas. Merci d'avoir accordé un temps aussi précieux le samedi après-midi. Je pense que vous aussi, vous avez samedi après-midi. Oui, samedi midi. Voilà, midi, c'est le temps de déjeuner. Donc, je pense, nous, on est en train de jeûner, donc il n'y a aucun souci, c'est Ramadan. OK, oui. Voilà. Donc, c'était un plaisir de t'avoir et surtout de traiter en si peu de temps, c'est-à-dire en une heure, ce problème de péri-implantite qui, à mon sens, au jour d'aujourd'hui, constitue le problème majeur des implantologistes. Donc, peut-être que c'est le début d'un problème qui va peut-être persister. On ne sait pas encore le traitement efficace pour ces traitements implantaires, vu la complexité de cette maladie. J'avais une petite question à te poser, je vais juste profiter en 30 secondes. Oui. C'est que le grand problème aussi des péri-implantites aujourd'hui, c'est de comprendre aussi l'état de surface des implants. C'est là où réside le plus grand problème, parce qu'ils ne se ressemblent pas. Donc, déjà, pour traiter la péri-implantite, il faut connaître quel implant, quelle surface d'implant, avant d'y aller. Je pense que c'est ça le grand challenge, avant d'y aller et proposer un protocole. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on a touché brièvement sur le sujet, sur les surfaces machinées ou avec des macro etch et tout ça. Oui, parce que ça donne une influence sur le résultat après le traitement et c'est quelque chose qu'on doit porter plus d'attention présentement. Et juste pour vous dire, il y a vraiment beaucoup d'études présentement au niveau de la péri-implantite parce qu'on sait tous que plus en plus de personnes vont avoir des implants dans l'avenir et on a un gros problème on a déjà réglé le problème de survie, de succès à long terme, mais présentement, comme le maintien de l'implant est un des gros problèmes. Une deuxième fois, je te remercie infiniment au nom de toute l'équipe et des organisateurs. Je vais céder la parole au boss, celui qui va clore cette session et qui va annoncer les couleurs pour l'autre. C'est à toi de faire le plaisir. Merci beaucoup, Thomas, pour votre brillante intervention. Ça nous a fait plaisir que tu nous rejoins dans ton week-end. C'est un peu difficile, mais vous l'avez fait. Ça me fait plaisir. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous visiter un de ces jours à l'université Harvard. Oui, n'importe quand. Juste envoyez-moi un message. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, mes chers amis, je pense que notre journée était assez chargée. On a eu, je pense, des conférenciers quand même de renom. On a beaucoup appris, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. On a résisté quand même 5 heures ensemble. Ça fait plaisir et on a toujours des followers, des personnes qui nous suivent. Je les remercie aussi pour d'être parmi nous. Et donc, je leur dis, n'oubliez pas, la session 2, ça sera pour la semaine prochaine. Ça sera le vendredi et le samedi. Et donc, nous aurons 12 conférenciers. Et là, ça sera plusieurs thèmes. Donc, nous aurons notre ami le professeur Jafar, nous aurons Dr Lerner, nous aurons Dr Nasser Ben Bachir, notre ami El Moheb Mohamed, Tommy Roca, Ihab Haykal d'Égypte, professeur Bruno Ella, professeur Hicham Khayat, Dr Stephen Grumer, et Dr Scott Gans, et Dr Jérôme Lipovic, et Dr Ashraf Rifai. Donc, vraiment un grand bouquet de grands masters qui seront parmi nous la semaine prochaine. Les thèmes seront variés. Il y aura beaucoup de digital dentisterie. On va parler d'endocrown, on va parler de facettes, on va parler de laser. Donc, ça sera un peu plus diversifié. Aujourd'hui, c'était une journée dédiée entièrement à l'implantologie, mais la semaine prochaine, ça sera un peu plus varié. Donc, j'espère que vous allez être parmi nous. Ce fut un plaisir que vous nous suivez. Et j'espère qu'on sera tous ensemble la semaine prochaine, Inch'Allah, et safe. Merci beaucoup. Inch'Allah. Au revoir. Au revoir. Au revoir.